si c'est mieux. Mouvement de tambour. Hop, alors, bon, on revient, les amis, donc sur ce nouveau lien. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le chat si le son est meilleur? Tac. Julien, si tu peux nous dire sur le chat si tu trouves que le son est meilleur sur YouTube. Sinon, on fera un live en langage des signes, hein, c'est pas grave. On fait en mime. Moi, j'ai mis Marceau. C'est mieux, oui. Jean-Philippe nous dit que c'est mieux. Ok, super. C'est mieux. Bon, bah écoutez, on va attaquer tranquillement. N'hésitez pas sur le chat à renvoyer le nouveau lien du coup. Le nouveau lien du live, vu que l'autre du coup est caduque. Ah bon, super. Tout le monde semble dire que c'est mieux. Génial. Et ben écoutez, on va pouvoir attaquer. Donc, ce soir, j'accueille notre ami Richard Lecoq. Coucou mon Richard. Salut. Salut à tous. Bah, quel entrain. Non, mais, non, mais en fait, je suis un peu perturbé. J'espère que tout le monde entend bien. Donc, je dis salut pour faire vite, pour que tout le monde puisse parler. Et que... on avait tout donné au live précédent. Alors... Ah ouais, moi... Il faut que tu me remets la même énergie, c'est glamour, c'est magnifique. Là, mais rapidement, donc, merci Greg de faire ce live. Et je sais que tu as beaucoup travaillé et plongé en apnée dans ces sujets assez compliqués. Donc, bravo à toi. Parce qu'en plus, tu as fait des vidéos très pertinentes qui, j'espère, vont faire leur chemin. Voilà. Ça marche. Bon, bah, je te remercie beaucoup. J'accueille ce soir mon ami Yann Merleved in the Closet Live. Salut, mon Yann. Merci. Salut. Je salue bien sûr Richard et Mèche Noire. Bonsoir. On est très content de t'accueillir ce soir, moi, Yann. On va pouvoir partager et puis débattre parce que je sais qu'il y a des sujets qu'on va aborder ce soir sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais ce n'en est pas moins des débats intéressants. Et on accueille pour la première fois du coup sur le live Mèche Noire. Salut Mèche Noire, bienvenue à toi. Je suis super content de t'accueillir ce soir parce que toi, tu as eu l'opportunité d'aller à Neverland et du coup, tu vas pouvoir nous partager aussi ton expérience par rapport au sujet qui nous intéresse ce soir. Oui, bonsoir. Bah, merci de l'invitation. Bah, écoute, c'est avec un très grand plaisir. Et on va accueillir Carlito, du coup, qui finit de manger et qui arrive incessamment sous peu. Bon appétit, Carlito, si tu nous écoutes. Parce qu'il faut bien préciser aux gens que ce n'est pas Carlito, c'est Mélissa qui ce soir qui est là. Il ne faut pas confondre les deux. Alors, on va commencer. Alors, la question que j'ai envie de vous poser pardon, les amis, pour hello à tous, et le son ne saccade plus. Ok, parfait, génial. Bon, vous semblez tous d'accord pour dire que le son est ok, donc c'est parfait. Donc, la question que j'aurais envie de vous poser pour entamer un petit peu le sujet, c'est où est-ce que vous étiez quand vous avez appris pour la première fois ces accusations qui ont touché Michael Jackson. Et je vais donner la parole du coup à Mèche Noire, comme il est de bon ton à chaque fois de donner la parole aux premiers invités. Donc je t'en prie, Mèche Noire. Ok, bonsoir. Alors bizarrement, je me souviens pas exactement où j'ai été quand il y a eu les accusations Arvizo. Par contre, je me souviens très bien. Bon, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai pas trop pris au sérieux au début. Par contre, après, j'ai vu, c'était en 2000, quoi, c'était en 2003, non? Quand il y a eu les accusations. Arvizo, ouais, c'est tombé le 18 novembre 2003. Donc, Internet, je ne sais même plus sur quelle plateforme c'était, mais je me souviens que j'ai vu tous les camions rentrer dans Neverland. Et là, j'ai vraiment eu un choc, quoi. Là, j'ai fait, ah, ok, bah là, c'est vraiment chaud. Hein. Là, j'ai compris que c'était vraiment, sérieux. Bah, en plus, pour recontextualiser, il y avait plus de 60 policiers qui se sont déplacés. C'est quelque chose de colossal. Hein. Il faut bien comprendre que même un tueur en série, on ne se sert pas d'autant d'effectifs pour des perquisitions. Bon, après, vous me direz, les tueurs en série sont plutôt dans des petits appartements. C'est peut-être c'est peut-être plus rapide à faire le tour, mais c'était quelque chose quand même de colossal à l'époque. Et est-ce que tu te souviens, du coup, comment tu avais appris l'affaire Chandler? Bah, en fait, l'affaire Chandler, j'étais pas encore fan. Donc, mais je m'en souviens aussi. Et
en fait, il y a eu l'époque où tout le monde critiquait Michael, mais bizarrement, à l'affaire Chandler même, je me souviens qu'il y en avait au début beaucoup qui doutaient de si c'était vrai ou pas, justement. Et il y avait l'annonce où quand Michael avait les larmes aux yeux quand il a parlé. Et ça m'avait marqué. Ça, je l'avais vu à l'époque. Euh, C'était en 93, hein, j'avais 10 ans. Voilà. Maintenant, vous savez quel âge j'ai. Ouais. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Je m'étais demandé à l'époque, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Voilà. Oui, bah, de toute façon, je pense que c'est toujours la première interrogation. Alors, il y a Noésis qui demande, vous diriez que si vous apprenez que votre voisin de 40 ans ramène des enfants pour partager son lit, eh bien, écoute, si c'était notre voisin, vous diriez que si vous apprenez que votre voisin de 40 ans ramène des enfants pour partager son lit, bah, c'est les mêmes, on soulèverait exactement les mêmes questions qu'on va soulever ce soir. C'est-à-dire de s'interroger ce qui se passe et pourquoi et dans quel contexte. Et c'est justement tout ça qu'on va aborder ce soir. Donc, si tu veux, Noésis, poser la question décontextualisée comme ça, la réponse, elle sera assez claire. Maintenant, l'objectif, c'est justement de donner du contexte un peu à tout ça et de pouvoir donner de la visibilité. Donc, j'espère qu'on va pouvoir répondre à ta question au travers du live. Mais je te remercie de l'avoir posé en tout cas. Alors, j'en profite pour accueillir Carlito qui est en train de régler sa casquette, sa caméra, n'importe quoi. Coucou, mon Carlito. Salut, désolé pour le retard, désolé. Ça va. T'inquiète. J'avais prévenu de toute façon que tu serais pas à l'heure. Et 2 minutes après, je recevais ton message. Aïe. Désolé. Non, je t'en prie. Donc du coup, je vais pouvoir enchaîner sur toi. La question que je posais, c'était où est-ce que vous étiez quand vous avez entendu parler pour la première fois des accusations de Michael Jackson, soit affaire Chandler, affaire Arvizo. Est-ce que toi, tu te souviens du jour où tu as appris qu'il y avait eu ces accusations, que ce soit en direct ou que tu les as appris après, hein? Alors pour l'affaire Chandler, bon, j'étais quand même assez jeune, parce que j'avais, je sais même plus quel âge j'avais, 7 ans. Ouais, 7 ans. Donc bon, j'étais pas forcément conscient de ça, même si j'entendais beaucoup de blagues à la télé autour de ça. Soit sur Canal+, enfin les Guignols, etc. Donc ça commençait à germer en moi malgré tout. Mais on va dire consciemment, c'était un peu plus tard, en différé, donc à la maison, hein. À la maison, à cause des commentaires, j'entendais soit des grands à l'école ou soit des adultes proches de parents ou autres. Donc, mais bizarrement, j'étais toujours dans cette protestation en disant non, c'est pas vrai, sans pour autant avoir tous les éléments. Parce que je dis, j'étais enfant, hein, je suis de 85, donc voilà. Par contre, pour l'affaire plus tard de 2005, Gavin Arvizo, là, c'était autre, hein, j'étais conscient, adulte, avec plus d'éléments, donc. Mais en aucun cas, j'ai jamais eu de doute. Pour moi, c'était toujours non, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, ça part toujours au départ d'une conviction, c'est-à-dire que moi, c'est ce que j'explique assez souvent, c'est que avant de chercher la vérité, de chercher les éléments qui attestent de la véracité de l'innocence, ou l'inverse, ou de la culpabilité, il y a d'abord une foi, il y a une conviction personnelle, il y a un ressenti intérieur qui est propre, et ensuite, c'est ce besoin de réponse qui apparaît. Donc, je comprends totalement ce que tu dis quand tu dis quand tu voyais ça, tu n'y croyais pas et qu'il y avait cette conviction, et cette foi. Je pense que ça, c'est aussi ce côté un peu irrationnel, mais qui fait aussi toute la différence. Merci beaucoup, Carlito. Toi, Yann, est-ce que tu te souviens où tu étais quand tu as appris les accusations? Pas vraiment, on est en 93. Je pense que j'apprends ça comme beaucoup de gens à travers les médias, la presse. Faut se souvenir qu'à l'époque, en 93, on n'a pas Internet, on n'a pas les réseaux sociaux, et les médias sont exclusivement sous la forme soit médias papier, soit médias télévisuels. Et donc, je crois que c'est par cet intermédiaire-là que j'en entends parler. Et il faut bien reconnaître que oui, il y a un réflexe de rejet immédiat de ça, parce que en tant que fan de Michael Jackson, on a déjà beaucoup de rumeurs sur la personne.
des rumeurs sur sa sexualité, des rumeurs sur le fait il s'est blanchi la peau, qu'il ne veut plus être noir, des rumeurs sur le fait qu'il voudrait se transformer en femme, des rumeurs sur le fait qu'il veut acheter les os de l'Elephant Man. Il y a toujours eu, quand on connaît un peu l'histoire du personnage, il y a toujours eu des rumeurs. Alors, cette rumeur-là, cette accusation-là, elle arrive comme une nouvelle rumeur au final. Et du coup, je la rejette immédiatement en se disant bon, voilà, encore une rumeur de plus. Et puis, ça dure au final et on aura cette fameuse vidéo, je pense que c'est cette vidéo dont Mèche Noire parlait, où on voit Michael en pleurs, qui demande à ne pas le juger trop rapidement et qu'il est innocent. On apprend effectivement qu'il a entre deux annulé sa tournée et petit à petit on voit que cette affaire, c'est une affaire sérieuse, grave, qui pourrait donc l'amener devant la justice et sur lesquels les médias ne vont cesser de nous alimenter sans qu'on ait véritablement un éclairage raisonnable. On a là encore plein de choses qui sont relayées par les médias. On va découvrir après que la plupart des rumeurs dont on entend parler sont en fait le fait d'anciens employés qui veulent gagner de l'argent. Et donc, c'est assez délicat. Et nous, on aura à l'époque, finalement, notre magazine Black and White, pour les fans de Jackson, qui essaye de redonner les choses factuellement et de donner évidemment les propos du camp Jackson. Donc c'est vrai que c'était très compliqué. Autant les affaires suivantes, enfin l'affaire suivante, nous serons dans une époque où l'Internet est beaucoup plus développé et on va avoir droit à multiples informations. Autant en 93, c'est très difficile d'avoir une information très précise, détaillée et qui fait le tri dans les rumeurs. Ouais, ça marche. Ben, merci beaucoup Yann pour ce partage. Tu as évoqué beaucoup de choses pertinentes, notamment cette notion de question, d'interrogation. Surtout que, bon, toi, et puis je vais donner la parole à Richard tout de suite, vous le vivez au moment où ça arrive, ce qui n'est pas le cas, enfin, ce qui n'est pas mon cas, ni le cas de Carlito, ni le cas de Mèche Noire. Moi, je vous expliquerai un petit peu, moi, dans quel contexte j'ai appris tout ça. Mais ouais, merci pour ce partage. De toute façon, on va pouvoir continuer à évoquer un peu plus. Je voudrais juste répondre à GF Carrière qui nous dit parlons plus de son génie que des fonds de culotte. GF Carrière, moi, sur le principe, je suis d'accord avec toi et pendant longtemps, ça a été ma ligne éditoriale et vous le savez, sur la chaîne, j'avais pas forcément envie d'en parler à la base. C'est parti du fait que le biopic n'en parle pas, que je me suis dit que c'était important de le faire. Maintenant, voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va en parler une fois et c'est tout. Mais je comprends ton désir de surtout te concentrer sur la carrière parce que dans le fond, je suis assez d'accord. Mais ce live est nécessaire aussi à la fois. Alors, Richard, je te donne la parole, mon ami. Toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu avais appris les choses quand les affaires sont tombées? Écoute, moi, j'avais, on ne sait pas, pour parler des âges, moi j'avais 18 ans en 93. Et donc, j'ai vraiment vécu l'affaire de 93 de façon consciente. C'était à la fin en fait, de l'été, je me rappelle très bien, c'était au retour des grandes vacances. Et la nouvelle est tombée. Et bon, c'était fait exprès. On savait que Michael repartait en tournée en Asie pour le Dangerous Tour. C'est vraiment tombé au moment où la tournée repart, quoi. Donc, ça, on en parlera plus tard. Mais il y a toujours aussi un timing qui est toujours assez intéressant, on va dire, par rapport au lancement de ces affaires-là. Et donc, comme l'a dit Yann, c'est vrai que bon, on s'est dit, waouh, c'est quoi cette rumeur, encore une de plus, mais celle-ci quand même était quand même d'un niveau plus costaud, parce qu'on parlait quand même de choses qui est, on va dire, voilà, qui est le crime le plus absolu, hein. Enfin, voilà, celui qui fait que on est vraiment mis au banc de la société et qui est, je pense, voilà, le crime le
plus atroces. Et, en plus, si je peux me permettre, en plus, on est dans un contexte où il n'y a pas d'accusation comme ça sur des, non, sur des alors, si célébrités, tu veux, quoi. voilà, si tu veux, voilà, c'est Ouais. que je veux enchaîner là-dessus, si tu me permets. Donc, Bien moi, sûr. j'apprends ça et en fait, très vite, je comprends que, comme les fois d'avance de d'autres rumeurs, les médias vont y aller de plein cœur là-dessus. Et moi, en fait, alors à l'époque, je me rappelle sur Canal+, le matin, il passait le journal de CBS News très tôt le matin, avec les sous-titres. Et donc, je me dis, bon, je vais regarder les médias français, mais donc, je programmais mon magnétoscope pour enregistrer CBS le matin pour voir ce que disait la chaîne américaine, parce qu'on n'avait pas accès autrement aux médias américains, sinon il fallait aller acheter la presse américaine, il fallait aller sur Paris, enfin, c'était compliqué. En tout cas, on avait j'avais pas accès forcément aux autres chaînes câblées, mais on avait CBS News le matin sur Canal+. Et en fait, bon, moi, si tu veux, comment je l'ai vécu, c'est que j'ai vite compris que ça allait être très compliqué. J'ai vite compris qu'on entrait dans que notre monde, enfin, que le monde de Michael vacillait. Et en fait, moi, j'ai très vite été pas inquiet pour lui. C'est que on savait que le tonneau repartait. Et dès qu'il y avait des images de lui un peu en concert, j'essayais de guetter un signe ou de voir, tu vois, pas comment il allait, mais de voir comment en tout cas, ça se ressentait sur sa performance artistique ou comment lui, il le vivait, quoi. Et puis après, les mois se sont enchaînés. Puis alors, moi, il y a un autre moment où je me rappelle très bien que c'était un moment, on va dire, choc. C'est le jour où Michael a annulé sa tournée en faisant diffuser un communiqué de presse, enfin, un communiqué sur cassette, d'ailleurs diffusé sur un petit radio cassette avec tous les micros devant. Et c'est là, en fait, où il annonce qu'il est dépendant aux antidouleurs, aux antidépresseurs, et qui, en fait, là, pour moi, là c'est encore un second coup, c'est que bon, on découvre que Michael a des problèmes d'addiction et qu'il doit partir suivre une cure pour ça, quoi. Donc, si tu veux, dans un temps très, très court, il y a eu en ce qui concerne, 2 baffes dans la tête. Et moi, en fait, au départ, voilà, je pense que oui, notre réflexe instinctif, c'était de rejeter des choses comme ça, mais en tout cas, j'ai aussi très vite compris qu'il fallait étudier la chose et lire, et documenter et suivre ça. Et que de toute façon, on était un peu à la bonne école avec Michael et les médias dans le passé. On savait très bien que les médias allaient livrer une version, qu'il fallait trouver une version plus factuelle de l'autre côté. Mais je dis ça et en sachant qu'à l'époque, on avait des moyens d'accès à l'information beaucoup plus réduits qu'en 2003. En 2003, on avait quand même Internet, on avait accès à beaucoup plus de choses. On pouvait beaucoup plus se documenter ou suivre ce que les chaînes faisaient. On pouvait avoir plus facilement accès à CNN, à Fox News, tout ça. En 93, on devait encore un peu se débrouiller. Alors, on a appelé la ligne Black and White, comme le rappelait Yann. On lisait le magazine. Et là, c'était forcément un média à la cause de Michael. Bon, donc, mais il fallait aller un peu plus loin. Et je me rappelle de la sortie de l'article dans le GQ, de Mary Fisher, voilà, qui effectivement détricotait un peu l'affaire. Mais on a vite compris que ces médias-là, qui allaient avoir un travail plus sérieux, plus factuel, allaient être minoritaires par rapport au gros de la troupe. Et en fait, ce dont je me souviens, c'est que c'était le pain béni pour tous les médias pour enfin terminer Michael, quoi. Pour eux, c'était l'occasion en or, le contexte en or pour vraiment lâcher. Parce qu'il y a toujours des commentaires un peu sur lui, moqueurs ou autre, depuis le temps avec les rumeurs, tout ça. Là, c'est vraiment l'occasion pour eux rêver pour le mettre à mal. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, effectivement, en fait, c'est intéressant d'essayer de se replonger à l'époque où effectivement cet accès à l'info était assez réservé et qu'on n'avait pas cette ouverture comme on pouvait l'avoir aujourd'hui. Une chose qui permet, c'est que Vas-y, Richard. on avait aussi déjà beaucoup accès à la presse, genre Voici, Gala, il y avait Oui. Globe aussi, il y avait plein de. En France, on voulait un peu imiter la presse tabloïde, qui était déjà très puissante en Angleterre et aux USA. Et en France, on avait ces modèles-là, comme Voici ou autres, qui montaient en puissance. Alors là, avec ça, ils ont fait des unes semaine après semaine, c'est un vrai feuilleton. Et donc, on était aussi beaucoup pollué par cette presse-là, en fait. Et donc, bon, connaissant Voici, on savait très bien qu'il fallait tirer, fallait faire le tri de tout ça. Donc, c'est très compliqué parce qu'on avait très peu d'infos, et le peu d'infos qui étaient diffusées massivement, c'était des infos pas très fiables. Ouais, c'est vrai. De toute façon, en fait, je pense qu'à cette époque-là aussi, il faut dire que les médias, du coup, je vais reprendre et je vais vous donner un peu mon expérience. Il faut dire que les médias aussi comptaient beaucoup sur le fait qu'on n'avait pas de quoi contrôler l'information. Aujourd'hui, quand tu as une info qui sort dans un média, tu peux très vite regarder la concurrence, farfouiller un peu, essayer de trouver un petit peu sur quoi une info se base. Et quand tu cherches un peu, tu peux très vite te rendre compte si c'est de l'ordre de la rumeur ou de l'ordre de la véracité.
Euh, mais c'était intéressant tout ce que vous avez évoqué parce que bon bah moi comme Mèche Noire et comme Carlito, j'ai pas vécu l'affaire Chandler en direct. Moi, j'ai appris cette affaire en 2002, un an avant l'affaire Arvizo. En fait, je me souviens, c'était dans une émission d'M6 qui avait fait un portrait sur Michael, mais c'était pas un portrait hyper reluisant. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo à l'époque qui traînait beaucoup sur M6, où tu voyais le visage de Michael se transformer pour montrer en 20 ans, Mhm. en 20 ans le visage de Michael, comment il avait été modifié. Puis c'était un peu la vidéo sensationnaliste d'M6 quand il parlait de Michael. Et c'était une émission qui était présentée par Castaldi. Je vous dis ça de mémoire, hein. C'était un truc genre. Non, mais tu sais, c'était juste un portrait de 15 minutes dans une émission genre Doc de Choc, une connerie comme ça, vous voyez. Et en fait, donc ils font le portrait sur Michael, et là, ils parlent de l'affaire Chandler, où ils disent le mot Michael est accusé de hi. Et, et vous avez compris que c'est pour YouTube hein, que je m'auto-censure sur les mots. Euh, et, euh, et donc, oui, et donc je regarde ça avec une grande attention parce que moi, j'ai 12 ans à l'époque et je comprends tout juste ce que c'est euh, cette, euh, cette accusation. Tu vois ce que ça signifie, ce que ça implique. Et je me dis comment on peut passer d'un Michael Jackson superstar à ce genre d'accusation. Et encore une fois, moi, j'ai dans mon souvenir, c'est des époques où personne n'était accusé de V Mhm. ou d'autre chose. Il n'y Ouais, avait c'est vrai. aucune star qui était accusée de ça. Michael était presque le seul. Mais un peu comme Carlito, moi je me suis dit non, c'est pas possible. Après, donc, il parlait du fait qu'il avait payé la famille, donc ça a été le gros sujet je dirais, qui a alimenté un petit peu la suspicion autour de lui. Et encore une fois, un argument que je peux totalement comprendre. Je peux comprendre que ça divise l'opinion. Et, euh, et donc voilà, il parle de ça. Bon, je mets ça à part. Ensuite, on a eu le documentaire de Bachir, Living with Michael, que j'avais vu à l'époque à M6 le jour de sa diffusion. Et effectivement, c'était peut-être un mois après. Donc moi, j'attendais la sortie de Number One avec impatience. Et je me souviens, c'était un mercredi. Je rentre de l'école. J'étais au collège. Donc le mercredi, ça se finissait le matin. On avait cours que le matin. Donc je rentre le midi, j'allume la télé, c'était les infos et qui parlait de l'arrestation de Michael. Et je tombe pile poil sur l'image de Michael menotté. Ah Et ouais. on comprend du coup il y a une nouvelle affaire qui tombe. Et moi, je me souviens que j'avais eu un instant de sidération. Pareil, hein, j'ai 12 ans hein, quand ça arrive. Mais j'ai un moment de sidération de me dire, ah, mais attends, s'il y a une deuxième affaire, du coup, est-ce que ça pourrait vouloir dire que je me pose la question. Et je suis très vite revenu à la réponse et à la conviction et la foi que j'avais envers Michael par la suite. Et je me souviens que j'attendais avec impatience du coup le procès parce que je m'étais toujours dit que si en 93 il a réussi à faire History, à faire Blood, à faire Invincible, euh, on- bien que le succès d'Invincible n'ait pas forcément été au rendez-vous, je pouvais pas penser qu'on puisse donner une scène et un public à quelqu'un s'il avait fait ces atrocités-là. Et donc, ça, quelque part, ça avait renforcé ma conviction. Et je pense que j'ai vraiment commencé à me renseigner sur les affaires. Du coup, après Arvizo et le procès, bah, je l'ai suivi tous les jours. J'allais sur MJ France pour avoir les résumés des audiences et suivre un petit peu le procès. Donc voilà, moi, un peu comment j'ai connu les affaires. Euh, alors, on va repasser un petit peu sur l'affaire Chandler puis on va laisser un peu le chat. Mais juste une seule chose, Greg. Ouais, vas-y, je t'en prie. Le commentaire, pas sûr que ce soit pour le détruire, mais pour vendre un max de papier. En fait, l'un va avec l'autre. C'est qu'en le détruisant, ils vendent du papier. S'ils disent que du bien de Michael, ils vendront beaucoup moins de papier. Ça, c'est une règle qu'on connaît très bien. Ah oui, non, mais totalement. Totalement. Et puis, nous, on sentait ce parti pris, mais comme tu dis, qui n'était pas un parti pris, qui n'était pas un parti pris vis-à-vis de la vérité, quoi. C'était un parti pris sur le sensationnalisme, sur le scandale. Et c'est affreux parce que, en fait, ça illustrait tellement la saloperie humaine. Parce que tu te dis à quel moment c'est plus important de vendre du papier que sans mauvais jeu de mots, que de blanchir un homme qui a rien fait, tu vois. Et moi c'était terrible pour moi qui suis toujours très attaché à la vérité et à la justice. Euh, C'était très violent à l'âge de 12 ans de me rendre compte que bah, les gens sont pas si bons que ça, qu'il y a il y a beaucoup de côtés malsains autour. Mais voilà, de toute façon, on va pouvoir
parler un petit peu de tout ça. Oui, donc sur l'affaire Chandler, en fait, quand on s'en rend compte, quand on parle de l'affaire Chandler, on a l'impression qu'elle est étalée sur plusieurs années, alors que ça a à peine duré un an, cette affaire, parce que on voit beaucoup que dans les journaux, ils en ont parlé au début, il y a eu un temps où ils en ont pas parlé, et après, c'est l'accord finalement qui a le plus fait couler d'encre. Alors ma question, ce serait, et je vais donner la parole à Mèche Noire, com comment vous avez perçu cet arrangement financier? Est-ce que ça a suscité une question? Est-ce que ça n'a pas désamorcé votre conviction? Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de ça? L'arrangement financier là pour l'affaire Chandler. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Bon, comme je disais tout à l'heure, à l'époque, j'étais pas encore trop dans le truc. Mais après, comme toi, j'ai essayé de. Enfin, quand il y a la deuxième affaire, je me suis intéressée à la première affaire. Et en plus, il y avait déjà Black and White. Donc là, ils en parlaient beaucoup. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'argent, il avait été donné pour qu'il n'y ait pas de procès. C'est bien ça. Hein. Pas de procès au civil, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, en fait. Enfin, c'est bizarre de faire ça. Si tu accuses quelqu'un, tu vas au bout de ton truc, surtout Michael Jackson. Enfin, si c'est vraiment vrai, et que tu as quand même des preuves et quoi, tu vas jusqu'au bout et surtout pour ton enfant, quoi. Tu fais tout pour que la personne elle soit condamnée et voilà. Et surtout que même si on gagne le procès, on aura aussi de l'argent. Enfin, je veux dire, si la personne a fait ça pour l'argent, de toute façon, elle aura de l'argent, je pense. Je ne connais pas Mais très bien. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la question, finalement, cet arrangement soulève deux questions. Vis-à-vis de Michael Jackson, pourquoi il a payé, et vis-à-vis de la famille, pourquoi eux ont accepté aussi de ne pas avoir justice si culpabilité il y a. C'est vrai que tu as raison de stipuler que ça soulevait finalement deux questions importantes. Ouais. Et de la part de Michael, c'est ça. À l'époque, c'est vrai que je me posais un peu la question quand même, pourquoi il a accepté ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça le mettait dans la culpabilité justement d'accepter ça. Enfin, le fait qu'il accepte ça, en fait, je me disais, mais c'est pas, enfin, je sais pas comment expliquer. Ça prouve rien en fait. Justement, je sais pas trop comment expliquer, mais il y avait un problème de logique en fait. Le fait qu'il accepte de payer sans aller au procès, enfin, je sais pas comment expliquer. Il y avait un truc de pas logique dans l'histoire. Ça lui ressemblait pas. Ouais, ça lui ressemblait pas. Et en fait, c'est là que je me suis dit, bon, il a été conseillé. Je sais plus je crois que c'était dans Black and White aussi que c'était écrit qu'il avait été conseillé. Et je me suis dit, mais j'ai essayé de me mettre à sa place en fait. Et je me suis dit, bon, si j'étais conseillée et que les avocats ils me disaient de faire ça, je le ferais en fait, oui. Alors, je me permets juste parce qu'il y a une question là sur le chat qui tombe. Pourquoi vous ne parlez pas de l'affaire Jason Francia? Michael Jackson a quand même payé 2,4 millions de dollars pour acheter le silence de l'enfant. Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir que Jason Francia, c'est le fils d'une femme de ménage qui était indépendante, qui s'appelle Blanca Francia. Et en gros, Michael n'a jamais payé 2,4 millions de dollars à ce garçon. C'est ce qu'il avait déclaré au procès Arvizo, alors qu'il avait déclaré en 93 que Michael ne lui avait jamais rien fait. Et en fait, Blanca Francia a vendu son histoire à beaucoup de tabloïds, notamment à une émission qui s'appelait Hard Copy, qui était présentée par Diane Dimon. Et donc, si vraiment Michael avait acheté son silence, autant te dire que Blanca Francia n'aurait pas pu juridiquement vendre son truc à la presse. Et lors de procès de 2005, le témoignage de Jason Francia avait beaucoup d'incohérences et n'a pas du tout rendu crédible aux yeux du juré. Mais sache que les 2,4 millions, c'est juste eux qui l'ont dit, mais ça n'a jamais été démontré et Michael n'a jamais versé d'argent. J'espère avoir répondu à ta question, Quad. Voilà, je t'en prie, mais je te laisse reprendre. Je crois que j'ai tout dit. Enfin, pour l'affaire voilà, de 93 en tout cas. Et après aussi, j'ai compris qu'aux États-Unis, ça se faisait beaucoup, enfin apparemment, d'éviter les procès en payant. Voilà. Oui. Oui. Pour éviter, parce que de toute façon, je pense que s'il y a un procès, la personne elle va dépenser de l'argent pour l'avocat, ça lui fait dépenser de l'énergie, du temps et tout. Et
bon, vas-y, on paye et en Alors, espérant ça se que. faisait beaucoup aux États-Unis et ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'affaire Chandler a fait changer la loi aux États-Unis dans le cadre d'agressions sur mineurs. Oui, c'est Euh, vrai, j'ai vu ça. Ouais, ouais, et c'est vrai. c'est à partir de l'affaire Chandler, si tu veux, qu'aux États-Unis, on devait d'abord passer par un procès pénal Ouais, avant de pouvoir passer au civil pour réclamer de l'argent. Ce qui a d'ailleurs été, je pense, un des plus gros désarrois des Arvizo, qui, je pense, eux, espéraient pouvoir passer c'est vrai. directement au civil et pas par la case pénale. Parce que, pareil, je fais une aparté là-dessus. Il faut bien comprendre que l'arrangement financier entre Michael et la famille Chandler était dans le cadre d'une poursuite pénale, c'est-à-dire que, de poursuite civile, excusez-moi. Civil, ouais. C'est-à-dire que les Chandler ne pouvaient plus poursuivre Michael au civil. Par contre, si l'État avait poursuivi Michael en pénal, ils étaient totalement libres de pouvoir témoigner contre Michael Jackson. Mm. Donc, Oui, voilà. oui, ils l'ont pas fait. Donc, Bah, c'est ils ça l'ont qui pas est fait. très. June Chandler est intervenu au procès Arvizo. On l'évoquera un petit peu plus, mais en gros, c'est ça. D'ailleurs, je voudrais préciser au chat parce qu'il y a un élément important, Mechnor, c'est donc comme je le disais au tout début, c'est que toi, tu as eu l'opportunité d'aller à Neverland. Tu es resté combien de temps exactement? De 14h à 19h30 à peu près, pour être précise. Voilà. C'était en quelle année que tu avais été? Eh ben, c'était un mois avant les accusations de Hervé Zostaran, le 6 septembre 2003. Ok, 6 septembre Voilà. 2003, ouais. Ouais, oui, donc Ouais, 2 mois avant. ou 2 mois avant, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Alors, ben, je vais essayer de faire court parce que c'est. En fait, quand je raconte, je suis dans le truc et je ne m'arrête plus. Tu peux y aller. Je pense que nos invités comprendront. Je te laisse la parole. En Ouais, plus, je sais que tu peux pas rester toute la soirée avec nous, donc c'est pour ça que ouais. je m'autorise à te laisser un peu la parole. En fait, juste pour expliquer le contexte, on était. Enfin, nous, on était un groupe de 5 fans qui le suivaient. Moi, je suis partie, je ne pensais même pas qu'on allait. Enfin, que mes amis, ils allaient vouloir camper devant Neverland. Donc, je me disais, mais de toute façon, on va jamais rentrer, ça sert à rien, tout ça, voilà. Donc, on est resté quand même 5 jours devant Neverland avant de pouvoir rentrer. Et il y avait d'autres fans avec nous. Donc, on était un groupe de 13. Et donc, le 6 septembre, il y a. Il s'appelle Lee, c'était le cousin de Michael. Et Michael, il avait un casque de quad qui se sont approchés et qui nous ont fait comprendre qu'on allait pouvoir rentrer. Et donc, voilà, donc au bout de 20 minutes, on est rentré avec nos voitures et après on a dû. D'abord, il y avait un endroit où il fallait signer, c'était écrit en espagnol et en allemand et en anglais, pardon. Comme quoi, il fallait pas prendre de photos, il fallait et respecter les lieux, si je me souviens bien. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Moi, j'avais un téléphone. Je crois que pour aller aux États-Unis et que ça marche, il fallait un 4 bandes. À l'époque, c'était ça. Et moi, j'avais même pas ça, quoi. Donc, j'ai tout mis dans l'endroit. Et voilà. Et tout ça pour dire que je suis dégoûtée, j'ai aucune photo. Bon. Et donc, on est rentré. Ça a été vraiment un rêve. Hein. On a pris le petit train, comme on voit dans l'interview. On est rentré, on est sorti du train. Et en fait, au début, on a été les arcades, ça s'appelle. Donc, c'est un endroit avec des jeux vidéo et tout. Donc tout le monde est rentré là-dedans, il y avait plein de jeux, il y avait plein de trucs, tout le monde, enfin on était fous quoi. Il y avait un photomaton, je me souviens, qui marchait pas. Euh, et en fait, moi, j'avais qu'une seule idée en tête, c'est je veux voir Michael, je veux voir Michael, parce que je savais qu'il était là, on l'avait vu au départ. Et les autres, ils étaient plus avec les jeux. Et en fait, moi, j'étais tellement focus, j'ai essayé de le chercher, et à un moment donné, je l'ai vu. Et donc, j'ai couru vers lui. Il y avait Grace qui filmait avec un caméscope. Ouais. Et je lui ai fait un hug. Et en fait, j'ai eu à peu près 20 minutes, non, peut-être un quart d'heure, je ne sais pas trop, où j'étais vraiment seule avec Grace et Michael. Voilà. Et c'était assez hallucinant, en fait. Il y avait une petite maisonnette à côté avec plein d'objets, des poupées, les poupées en cire, comme on voit dans le reportage.
Il y avait une Marilyn Monroe en carton, en PLV un peu. Il y avait plein de choses. Et lui en fait, à un moment donné, j'étais assise, il était en face de moi et il m'a posé des questions. En fait, c'était complètement fou parce que c'est lui qui me posait des questions. D'où tu viens, comment tu t'appelles, quelles sont tes chansons préférées. Juste pour la petite anecdote, donc j'ai dit, parce que en fait, à l'époque, j'habitais à Jules-Moutier, donc je me voyais mal lui dire I come from Jules-Moutier. Donc j'ai dit Paris. Il m'a fait Where in Paris? J'ai fait next to Paris. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, il était tellement normal, enfin tellement proche que je dis bah tu peux venir un jour. Et en fait, j'ai dit mais qu'est-ce que je suis en train de dire là, n'importe quoi. Et il m'a fait God bless you. Voilà, donc il y a eu ça. Je me souviens qu'il me corrigeait mon anglais. Je parlais très mal anglais à l'époque. Quand il m'avait demandé quel est ton, enfin je crois, enfin pas comment tu as été fan ou je sais plus. J'ai commencé à raconter ça. Donc moi je suis devenue fan avec Ghost. Je sais, c'est un peu bizarre. Et j'ai dit que j'adorais quand il était déguisé en, j'avais dit in the big man et il m'a corrigé. Il a dit fat man. Ah d'accord, excuse-moi. Quand j'ai voulu dire les chansons préférées, il ne me comprenait pas des fois. Il regardait Grace comme ça et en fait, elle lui traduisait ce que je disais. Donc, je ne sais plus, Lost Children, j'ai du mal le prononcer. Threatened, j'avais dit Threatened et il m'a regardé comme ça. J'ai regardé Grace et elle lui a dit... Je vais pas me moquer, moi je dis encore ça. Donc, elle l'a dit avec la bonne prononciation. Il a fait Threatened. Et après, il a commencé à chanter et je me souviens, j'étais comme ça. Je suis restée les yeux ouverts, la bouche ouverte et il a commencé à faire. Je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas le faire, mais il a commencé à faire du beatbox de Threatened en fait. J'étais vraiment complètement. Incroyable. Ouais. Et je me souviens juste qu'à un moment donné, en fait, les fans, les autres, ils étaient encore dehors. Et je voyais mes amis, en fait, il y avait la fenêtre en face de moi et Michael, il était là. Et je voyais mes amis qui couraient, voilà, et lui qui me parlait. Et c'était complètement hallucinant. J'ai commencé à rigoler toute seule parce que j'avais envie de dire, mais venez. Sauf qu'eux, ils étaient avec les Super Soccer. Michael me parlait et j'ai commencé à avoir un espèce de fou rire que j'ai essayé de ravaler. Enfin, c'était... Voilà. Et voilà. Ensuite, les fans sont venus. À un moment donné, j'ai dit à Michael, je ne sais plus comment je lui dis, mais je lui ai dit oui, les fans pourraient venir. Et en fait, c'est Grace qui lui a dit oui, les fans, ils vont être jaloux s'ils ne viennent pas. Donc, elle est partie. Et il y a eu un moment donné où j'ai été, je vais dire, je ne sais pas, peut-être 1 minute ou 2, toute seule avec Michael, vraiment toute seule. Waouh. Ouais, alors je me souviens que je lui ai fait une blague un peu pourrie. Parce que... ouais. En plus en anglais. En plus en anglais. En fait, il avait une morsure de... Je lui avais demandé si c'était vrai qu'il s'était fait mordre par une araignée. Par une araignée. Il m'a dit oui, c'est une black tarantula ou je sais pas quoi. Il m'a dit c'est bizarre que normalement elles vivent pas ici. Et je lui ai dit elle a dû venir tout le chemin pour te voir. Il a fait oui, peut-être qu'elle voulait un autographe. Bon, voilà, la Superman. et je me souviens, je lui ai demandé est-ce que je peux te faire un hug? Et là, en fait, il a eu un mouvement, oui. Et après, il a fait En fait, il m'a mis un vent parce qu'il a dit on va attendre les autres. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il a le droit de ne pas vouloir me faire de hug, hein, franchement. Par contre, ce que je me suis dit après, c'est que peut-être qu'il avait déjà il avait déjà peut-être peur d'accusations, de trucs comme ça. Il voulait prendre aucun risque parce qu'il savait qu'il y avait personne. C'est ce que je me suis dit. Alors, soit c'est il voulait pas me faire de hug, il a le droit. Soit c'est qu'il voulait pas prendre de risque. Voilà. Ensuite, les fans sont rentrés. Alors là, ils étaient tous fous. Voilà, ils ont tous donné des cadeaux, des autographes, des machins. Grace, à un moment donné, a fait asseoir tout le monde. Tout le monde a un peu dit de quand il est fan, depuis quand il est fan. Voilà. Juste, à un moment donné, pour la petite anecdote, il a dit mon ami William ne m'en voudra pas. En fait, il a demandé à William c'est quoi ta chanson préférée. Il a dit Billie Jean. Du coup, il y en a qui l'ont un peu regardé du style, ouais, genre, la réponse facile, quoi. Et Michael a dit, oui, les
les filles sont plus sensibles aux paroles et les garçons sont plus sensibles au rythme de la musique. Voilà. Et après ça, en fait, on a tout fait. Hein. On a vu le studio d'enregistrement. C'était assez serré. Enfin, je ne pouvais pas rentrer complètement parce qu'il y avait d'autres fans devant. Mais le truc fou, par exemple, en fait, pour dire à quel point c'était facile d'accès, c'est qu'il y avait 2 chansons. Donc, Someone Put Your Hand Out, à l'époque, elle était déjà sortie, je crois, qui était comme ça, là, normal. Allez, hop, servez-vous. Et il y avait Beautiful Girl, manuscrit, pareil, Wow. qui était là. Ouais. Et à l'époque, elle n'était pas sortie. Et je me souviens qu'on était là Elle est à sortie en regarder. 2004. Ouais. Et on était là à regarder. Oh, Beautiful Girl, ah là là, c'est quoi ça? Et alors, enfin, de toute façon, ça m'est pas venu à l'idée, mais je veux dire, ça aurait été, je pense, pas difficile de l'apprendre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment. Il y a peut-être des caméras, mais c'était quand même très facile d'accès, quoi. C'était la chanson qui est là, comme ça, allez hop, je vous la montre. Enfin, on aurait pu prendre une photo, ou je sais pas. C'était quand même, quand on y repense à posteriori, c'était assez hallucinant, quoi. On a fait, après, on est allé. Bon, je vais essayer de raccourcir parce que ça va faire long, désolée. Non, je t'en prie. Oh, on a tout fait, en fait. Après, on a fait Oui, on est rentré dans sa maison. Voilà, il y avait les enfants sans masque. À l'époque, c'est pareil, c'était pas du tout. Enfin, on avait juste vu Prince en photo, je crois, mais on n'avait jamais vu Paris. Blanquette, il avait à peu près 1 an et demi. Il apprenait à marcher. À un moment donné, il est tombé. Et je me souviens que tous les fans sont restés silencieux. Genre, oh mon Dieu, il est tombé. Michael a rigolé et les fans ont rigolé, quoi. C'était le truc. En fait, incroyable. Ouais. Et le truc de fou, on a vu le parc avec les animaux. À un moment donné, pour aller de l'endroit, enfin du studio à la maison, il y avait des voitures. Il y avait une voiture, Michael est rentré, tous les fans sont rentrés, évidemment. Tout le monde n'a pas pu rentrer, mais moi j'étais dedans. Et je me souviens qu'il voulait écouter R. Kelly, donc Ignition. À l'époque, moi-même, j'écoutais R. Kelly, donc voilà. Et en fait, il a demandé quel titre c'est. Et mon ami a dit, ah, c'est la numéro 10 et tout. Il l'a mis. Après, il a mis R. Kelly à fond. Moi, je voyais juste sa main qui bougeait. Enfin, voilà. Après, on allait dans sa maison. Il y avait les enfants. Pareil, il nous a montré la maison. Alors voilà, le salon, le truc normal, quoi. Et il a même dit, je vais vous montrer ma chambre. Mais moi, j'ai pensé que c'était une vanne. Je me suis dit, j'ai failli faire, non, c'est bon. Enfin, j'allais pas le dire, mais je me suis dit, ouais, je vais lui dire la vanne, non, c'est bon, on s'en fout. Et après, je me suis dit, bon, au cas où ce soit vrai, je vais me taire. Et c'était vrai. Il nous a montré sa chambre. Et avant la chambre, il y avait un dressing. Il nous a montré. Et il y avait les vestes, les vraies vestes, quoi. De quand il était sur scène, il y avait la ceinture de Bad. Il y avait la chanson qu'il a fait pour le tremblement de terre, là, pour le. From the bottom of my heart. Non. J'ai plus le titre. Alors, il y avait From the bottom of my heart qui a migré en I have a dream. I have this dream. Non, c'est What More Can I Give. What More I Can Give. Voilà. Il y ok, avait ça. oui. Voilà. Et donc après, on a monté. C'était comme dans les photos qu'on connaît. Enfin, voilà. Et sa chambre, normale. Il y avait 2 télévisions avec il y avait Moonwalker. Il y avait un film. Ah oui, et il y avait surtout une cage avec un rat. Et là, ce qui est trop drôle, c'est que, genre, comme par hasard, tout le monde adore les rats à ce moment-là. Ah ouais, il est trop mignon, je peux le toucher, voilà. On a été aussi dans son cinéma. Tout le monde voulait s'asseoir à côté de lui. Et là, c'était pareil. Pour moi, ça a été un moment vraiment fou parce qu'il y avait. Moi, j'étais assise par terre parce que il n'y avait plus de place, toutes les places étaient prises, j'étais juste à côté de lui. Et en fait, je voyais l'écran avec les clips, avec Moonwalker et Michael à côté. Et je me disais, mais il y a un bug dans la matrice, là, c'est pas possible. J'étais comme ça. Et à un moment donné, en fait, j'ai pas pensé, je l'ai touché comme ça, j'ai fait ça pour voir si c'était vrai. Et évidemment, lui s'est tourné vers moi.
Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non, rien. Après, j'ai dit mais non, mais c'est fou là, qu'est-ce qui se passe? Genre, Michael, et j'ai dit non, rien. Voilà, c'était que des petits moments comme ça. Chez lui, il y avait des énormes tableaux. Et en fait, dans tous les tableaux, il y avait des mini-tableaux cachés. Il y avait des. Je ne sais pas comment on appelle ça. Par exemple, il y avait un tableau avec des enfants et il y avait Janet en tout petit, en fée clochette, ou ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois, il nous demandait de trouver la. Voilà. Le truc caché. Et puis, bon, à la fin, on est sorti. Il y avait un énorme buffet à l'extérieur. On pouvait s'asseoir, aller, normal, on mange. Moi, j'ai même pas mangé parce que enfin, j'arrivais pas à y croire, quoi. Et Michael est parti dans une voiture. D'abord, il a galéré pour faire son créneau arrière. Après, il a fait un créneau de beau gosse et il est parti. Et en fait, ça, c'était fini. Après, on l'a plus revu. Et la sécurité est venue au bout d'un moment et il nous a dit de partir. Et ça a été assez... on s'y attendait pas, en fait. Ça a été assez violent. C'était partez et il a dit, vous avez 5 minutes pour partir. Voilà. Ah oui. Ouais. Donc, voilà. J'ai essayé de pas faire trop long. J'espère que ça a été. Non, mais je te remercie beaucoup pour ce retour d'expérience parce que toi, tu as pu voir ça de près et c'est super. Donc, septembre 2003, je pense pas que tu aies croisé Gavin Arvizo pendant ton séjour, mais c'est intéressant parce que tu vois, ça donne aussi une visibilité. Tu avais quel âge en 2003? En 2003, j'avais 20 ans. 20 ans. J'avais 20 ans. Ouais. Ça marche. Je te remercie beaucoup, vraiment super intéressant comme échange. Alors du coup, je m'autorise à revenir un petit peu en arrière et donc je réitère un peu la question que j'ai posée. Je vais donner la parole à Carlito. Du coup, toi, mon Carlito, cette question de règlement à l'amiable pour l'affaire Chandler, comment tu l'as vécu ce truc-là? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'ai eu un effet, mais en plusieurs temps, entre guillemets. Donc, le premier jet, c'est vrai que j'étais un peu perdu, dans le sens où pourquoi il va payer s'il a rien fait? Je comprenais pas trop. Donc, c'était pas clair, ça cachait quelque chose. Je commençais à douter, même si au fond de moi, je savais qu'il y avait rien. Mais c'est vrai que avec le regard d'enfant, même si j'étais en train de grandir, je me dis mais c'est bizarre. Je comprenais pas le fait de devoir payer s'il a rien fait. Moi, je voulais que, entre guillemets, le clan adverse paye jusqu'au bout si vraiment il y avait rien. Puis là, tu vois, en te parlant, j'ai un truc qui me vient. J'entendais dire que oui, ce qu'on l'avait vu après au MTV à une cérémonie d'ouverture où il était avec Lisa Marie Presley. Et certains Finbush disaient qu'en gros que c'était justement pour camoufler ce qui avait en fait généré toute cette bizarrerie par rapport à l'affaire Chandler. Donc en gros, c'était un arrangement pour un peu montrer qu'il était comme Monsieur Tout le Monde, etc. Et pour certains, c'était trop gros, comme par hasard, la fille d'Elvis, etc. Il se prénomme le King of Pop. Je pense quand même qu'il y avait un peu de vrai là-dedans, tu vois. Moi, je pense qu'effectivement, Lisa Marie Presley, c'était une communication, c'était histoire de redonner une image. Alors, Pour l'image, je dis ça sans redonner un aveu de culpabilité, bien évidemment, mais je pense que tu peux pas sortir indemne de toute façon d'un truc comme ça et qu'il faut, c'est clair. comme c'est écrit un peu dans les accords qui ont été signés avec les Chandler, pour donner un peu de visibilité, l'accord, il a été trouvé du fait, selon les avocats, je vous le dis tel que c'est rédigé, que en gros, on considère que ce genre d'accusation ternissent l'image de Michael Jackson et que l'image de Michael Jackson est un commerce, c'est une marque et que donc ça dessert le commerce Michael Jackson et que c'est de ce fait-là qu'on demande, qu'on propose un accord financier pour ne pas ternir l'image commerciale de Michael Jackson. En gros, c'est ça le libellé dans les accords. Et c'est fondamental, et c'est pour ça que je rebondis un peu sur ce que tu dis par rapport à Lisa Marie Presley, c'est que je pense qu'on est de toute façon dans cette stratégie où à un moment donné, il faut redorer l'image, il faut trouver des solutions, et en gros, il faut montrer Michael avec une femme pour essayer
désamorcer un peu tout ça. C'est ça. Mais effectivement, moi, je pense que Lisa Marie, c'était pas forcément le meilleur choix parce que trop gros. Trop gros et peut-être pas naturel. Alors, évidemment, ce que je vous dis là, c'est mon opinion. Hein. On peut en débattre. Hein. Mais moi, je suis un peu sur cette base-là. Moi, je pense plus qu'effectivement, c'était de la complaisance pour l'image, mais même si, voilà. bon, je t'avoue que, parce qu'à l'époque, 95, enfin, j'avais 10 ans, donc, enfin, tu remontes en arrière pour un peu situer mon âge. Bon, même si j'y ai cru, hein. Moi, j'y ai cru en tant qu'enfant, qui était vraiment avec elle. On les voyait s'embrasser sur scène et tout. Je me suis dit, bon, ok, c'est cool, tu vois. Mais avec le recul, donc là, c'est le moi adulte qui a commencé à épingler certaines infos pour voir un peu le fil conducteur. Je sais ce qui avait aussi fait beaucoup secouer la planète, c'était aussi la prise de parole de la Toya, qui n'a pas aidé. Qui n'a pas aidé, tu vois. Et tu vois, c'est intéressant, la Toya. Je laisserai Richard rebondir là-dessus parce qu'en fait, on a beaucoup échangé sur la Toya il y a quelques temps avec Richard en off. Mais quand vous regardez la Toya, je développerai plus tard, mais la Toya, il y a eu cet épisode-là en 93. On sait ce qu'il en est, on connaît les coulisses de ce truc-là. Bien sûr, bien sûr. Mais si vous regardez aussi le procès Arvizo, c'est la plus présente de toute la fratrie. La Toya. C'est à chaque fois, tu la voyais très souvent aux côtés de Michael pendant le procès. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été super durs avec la Toya à cause de cet épisode-là, mais c'est plus complexe que ça. Parce que la Toya, elle a été un gros soutien aussi au bon moment. C'est pas, même si elle a fait, entre guillemets, des bêtises à un moment de sa vie, voilà, Jermaine, on l'a jamais vu aux côtés de Michael en 2005. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, donc c'était un peu ça, entre guillemets, où je comprenais pas trop. Puis après, bon, avec le recul, en étant adulte, bon, j'ai commencé à me renseigner. Et je me rappelle d'une prise de parole de Janet Jackson qui disait qu'en gros, si maintenant on inverse un peu les choses, et elle se mettait à la place de l'enfant qui aurait subi un V, etc., tu vois, et elle disait que elle, en tant que parent, même si on lui donnait limite 1 milliard, jamais elle aurait accepté ça, tu vois. Et ça prouvait justement le fait que le camp de Chandler, c'était juste la perte du gain. Ils ont trouvé une faille qu'ils ont exploité, et puis bon, puis voilà, tu vois, donc c'était un peu ça. Et quand tu sais qu'à la base, Michael, lui, il voulait affronter la chose frontalement, qu'il a jamais été d'accord avec ça, que les gens aiment bien dire qu'il a donné de l'argent alors que c'est pas lui directement, c'était ses assurances. Et c'est très important de donner ce détail-là, vraiment, vraiment, parce que pour moi, ça change tout en fait, hein, ça change tout. Et c'est pas de l'argent de sa poche techniquement parlant. Donc, mais je peux comprendre qu'un point de vue d'une personne qui n'est pas fan n'arrive pas, surtout s'il a vécu ça directement à l'époque, il y avait des zones d'ombre, il comprenait pas, etc. Donc ça aussi, je peux le comprendre, tu vois. Mais maintenant, effectivement, là, on a plus d'outils, Internet, on peut également faire ses propres recherches soi-même. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut composer soi-même pour avoir, entre guillemets, ce totem de vérité, quoi. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et bon, moi, étant enfant, c'était impossible. Donc, c'est un peu cette lecture-là que je fais par rapport à ce cas qui a lourdement psychologiquement atteint Michael Jackson. Hein. Sans ça, franchement, même si on ne sait pas de quoi demain est fait, vous retirez l'affaire Chandler et celle de 2002, 2005, etc. Je pense qu'on aurait eu un autre Michael psychologiquement, peut-être qu'il aurait été encore là, hein, mais ça a été des déclencheurs dans la spirale infernale de Michael. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que je pense que de toute façon, la question de l'arrangement financier est sûrement la question maîtresse qui a continué à alimenter la rumeur et les suspicions. Richard, toi, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à cette fameuse question? L'arrangement de 94, le paiement, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que ça a suscité pour toi, moi, j'ai très mal vécu à l'époque. D'autant que les semaines précédentes, l'annonce de l'arrangement, Michael avait fait une apparition au NAACP Awards pour dire qu'il comptait se battre, que la vérité finirait par surgir et qu'il irait jusqu'au bout. Et après, on apprend qu'il y a l'arrangement, quoi. Et moi, en fait, je me dis tout de suite, putain, il fait ça, et en fait,
ça va être reculé pour mieux sauter. Je me dis, ça va être. Déjà que c'était très difficile. En fait, ça arrive en début 94. On avait vécu des mois et des mois d'articles, de couverture médiatique très négatifs sur Michael, où il était devenu vraiment le pestiféré, quoi. Il était vraiment devenu le pestiféré du showbiz. C'était très compliqué à ce niveau-là. Et en plus, il a fait l'intervention sur CNN pour expliquer qu'il fallait, comme disait, on en parlait avec Yann, Yann l'a évoqué, qu'il ne fallait pas le juger comme ça et qu'il était innocent. Et là, d'un seul coup, il y a ce revirement, cette conclusion vraiment en cul-de-sac, et que moi, j'ai vraiment trouvé pas cool, quoi. Je me suis dit, en fait, ça va être... ça va ancrer une image de lui dans les médias et dans l'esprit aussi du grand public. Et en fait, à cette époque-là, alors déjà à l'époque, pour revenir un peu en arrière, quand Bad est sorti, ça avait un peu divisé les gens au niveau de sa musique, les pour, les contre Bad par rapport à Thriller. Il y avait quand même une grosse scission déjà à l'époque du public parce que tout le monde le critiquait. Et puis des rumeurs commençaient aussi à arriver. Alors là, c'était radical. En 94, c'était en gros, tu étais dans le camp qui le soutenait ou le camp qui défendait. Et en fait, cette scission a toujours existé. Elle s'est un petit peu colmatée pendant l'époque historique, mais bon, vraiment limite. Et bon, après, 10 ans après, pile poil, ça recommence, quoi. Donc moi, j'ai très mal vécu ça. Et je me suis dit, mais pourquoi elle a payé? Pourquoi elle n'est pas allée jusqu'au bout? Après, j'ai compris, parce que j'ai lu les articles, je me suis documenté, j'ai compris qu'il y avait cette histoire de motion qui était passée par les avocats de la famille Chandler pour faire en sorte que le procès civil arrive avant le pénal et que finalement, dans le civil, c'est pas que Michael se serait auto-incriminé ou se serait compromis, mais c'est qu'avec les témoignages, l'accusation aurait pu utiliser des informations ou des témoins ou avoir des idées d'appeler des témoins pour après aller sur le pénal. Il faut rappeler que le civil, c'est uniquement de l'argent qui est en jeu en termes de condamnation, mais le pénal, c'est la prison. Et donc, c'est vrai que pour le coup, après, on a compris, c'est que Michael a été conseillé, moi je pense mal conseillé, quoi qu'il en soit, en payant. Maintenant, je dis ça, c'est facile de dire qu'il était mal conseillé parce qu'au final, j'ai pensé encore dernièrement quand on parlait grec, c'est que je me dis, même si Michael avait été au procès en pénal en 93 et qu'il avait gagné, ça aurait été pareil pour les gens. Il aurait dit, ouais, le procès, il a acheté. De toute façon, dans tous les cas, il était un peu cul. Oui, c'est ce qu'on a pu entendre aussi en 2005. Hein, mais le fait qu'il y ait l'arrangement n'a pas arrangé le fait qu'il y ait l'arrangement, enfin, jeu de mots, ça n'a pas arrangé les choses non plus. Et au final, ça a pour moi créé une vraie scission. Alors, ça a rendu les fans encore plus dans la défense de Michael. Et ça a accentué finalement le côté à la charge, entre autres des médias. Et moi, les médias, pour les avoir bien pratiqués, quand ils venaient m'interviewer, machin, ou le peu que j'ai rencontré, t'en as qui, effectivement, leur lame de fond, c'est nous, on veut le montrer paix et machin, parce que ça fait vendre, parce qu'on fera de l'audience, parce que nous, ça ne les intéresse pas de montrer qu'il est innocent. Ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent de savoir si c'est vrai ou faux, c'est juste que eux, ils veulent ça. Ils veulent ce discours-là, ils veulent cette narration-là pour la mettre dans la tête des gens et pour leur faire comprendre que finalement, pour eux, c'est la version de l'histoire. Je me rappelle très bien, mais c'est un peu plus tard, en 2003, à la conclusion de l'affaire Arvizo, sur France 2, un journaliste avait dit les jurés ont préféré croire une superstar plutôt que la parole d'un enfant. Enfin, tu vois, ce genre de atroce, quoi, qui tout à fait. Qui coupe tout raisonnement, et finalement, j'ai trouvé que le côté déraisonnable était le plus souvent chez les médias et les détracteurs que chez les fans qui, avec le temps, se sont documentés, où on a appris à s'organiser. On pourra parler de MJ Factual qu'on avait mis en place à l'époque de Living Neverland. C'est un collectif qu'on avait fait pour débunker tout le documentaire. Donc, on a appris, on s'est un peu auto-éduqué, on a peu des autodidactes, je dirais pas de la loi ou des avocats, on va dire, amateurs, mais en tout cas, on s'est documenté sur tout ça, quoi. Donc, si on défend cette côte-là, c'est qu'on l'a étudié, on l'a compris. Et encore une fois, tout est disponible. On a parlé beaucoup de fois de ça, Greg, ensemble. C'est que tout est disponible sur la toile. Enfin, les gens qui veulent les infos sur les procès, elles y sont, quoi. Et oui, il faut savoir, je fais juste une parenthèse, il faut savoir que ça fait un mois que je harcèle Richard d'articles et autres. On a tout creusé, cherché pour même chercher. On a creusé des articles qui déglinguaient Michael littéralement pour vraiment tout pouvoir vous débunker ce soir. Et le pauvre Richard, je crois que je t'ai harcelé je ne sais combien de fois. C'est absolument, hein, je suis bon, voilà, c'est une fois de plus. Non, mais pour te dire, c'est que 93-14, tout le monde dit ouais, il a payé machin. Oui,
façon, le pénal, c'est qu'une question d'argent. Donc, bon, l'arrangement, il est maladroit, il est malvenu. Mais le civil, c'est une question d'argent. Mais le pénal, l'enquête a continué. Et comme par hasard, la famille Chandler prend le large. Et surtout, ils invoquent comme raison, en gros, ouais, on ne veut pas exposer Jordan, on ne veut pas le traumatiser. Alors, pardon. C'est pas il avait déjà été anesthésié par son père. Bon, on en parlera plus tard, mais de ce médicament, entre guillemets, c'est de vérité. C'est pas comme si l'affaire avait tout le tour du monde. C'est pas comme si ses photos avaient été mises partout dans la presse avec Michael. Et c'est pas comme si on lui a demandé de décrire les parties génitales de Michael. Enfin, le traumatisme était déjà bien présent. Il était déjà super exposé, Jordan. Donc, je pense que sa vie était déjà aussi à lui. Finalement, il faut aussi se dire ça, c'est que la vie de Jordan a aussi été mise dans la balance par ses parents sans penser à la suite. Et on comprend que Evan et Jordan auront des relations très compliquées par la suite. Parce qu'après, il y aura eu des plaintes de Jordan comme quoi son père le battait. Oui, et puis voilà, je me suis un peu épanché. Pour faire comprendre comment moi j'ai vécu 94, j'ai mal vécu. Et je me suis dit... alors, j'ai mal vécu ça. Et après, quand j'ai vu revenir avec l'historie, avec la statue et tout, je me suis dit, oh là là, l'humidité à l'ORTT, là, il y a des parties. Bon, on ne remet pas en cause de l'album, mais je trouve qu'en termes d'image, là, on en vient à ce que tu disais plus tôt, c'est que Michael était une valeur marchande, c'était une boutique, c'était une vitrine. Et il fallait que les gens autour de lui fassent tourner la machine au détriment du bien-être de Michael, on va dire psychologique, physique, mental, tout, quoi, au détriment de son bien-être. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Richard. En même temps, je vous réponds en même temps sur le chat, parce que je vois que ça réagit beaucoup et je vais essayer de vous donner un peu de visibilité et un peu de factuel aussi par la suite. Je vais donner la parole à Yann. Donc toi, Yann, comment toi tu as perçu cet arrangement? C'est délicat parce que c'est vrai que bon, déjà ça fait une trentaine d'années, donc évidemment je peux pas te dire que j'ai la mémoire exacte de ce que j'ai pu penser de ça à l'époque, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut imaginer qu'à l'époque, être fan de Michael Jackson en 93 jusqu'en 94 et par la suite, ça devient très compliqué. C'était déjà un peu compliqué parce que être fan de Michael Jackson dans les années 90, c'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de rumeurs et déjà les gens disent Michael il est bizarre, la chirurgie esthétique, il s'est blanchi la peau, il y a déjà pléthore de choses, y compris son rapport avec les animaux, qui font que soit on pense que c'est un doudingue, un Peter Pan qui n'a pas vraiment grandi, qui est un peu gentillet, mais bon, qu'il est dans son monde, quoi. Voilà, il est hors sol. Soit que effectivement c'est un type qui cache son jeu et on ne sait pas trop. Et là, les accusations qui tombent, pour certains, c'est une sorte de « Ah, ça y est, on a enfin l'explication. Voilà. Ça y est, maintenant on connaît le fin fond de l'affaire. Voilà pourquoi ce gars-là est si généreux. Voilà pourquoi ce gars-là, on sent qu'il est bizarre. Voilà pourquoi ce gars-là, il n'est pas normal. On savait qu'il n'était pas normal. Et ben voilà. Bon, on aurait trouvé autre chose à dire. Ils auraient trouvé autre chose à dire. Mais il y a une partie des gens qui avaient besoin d'expliquer le mystère Jackson. Parce que Jackson était un véritable mystère qui s'est enfermé dans Neverland, coupé du monde et revenait uniquement tous les autant pour faire un album. Et le succès là qu'il avait l'avait poussé d'ailleurs aux États-Unis, souvenez-vous, à faire cette fameuse émission avec Oprah Winfrey, parce que on lui avait conseillé il va falloir donner un peu plus de soi parce que les gens n'acceptent plus le mystère et il y a trop de rumeurs, il faut commencer à débunker les rumeurs. Et il va commencer à expliquer certaines choses en disant je n'ai pas eu d'enfance, j'ai été traumatisé par mon père, je suis malade, j'ai une maladie qui dépigmente ma peau, c'est le vitiligo, et il débunk petit à petit les choses. Et déjà à cette époque-là, il y a des gens pour se positionner en disant on le croit pas. Donc quand les accusations arrivent, vous avez un positionnement pareil, c'est-à-dire des gens qui vont dire oh, cette histoire, elle sent pas bon. C'est sans doute une tentative d'extorsion d'argent. Et c'est autour des stars, c'est pas nouveau qu'il y ait des gens qui essayent d'escroquer, d'arnaquer des gens. Voilà.
Donc, il y a eu pas mal de réactions dans les tout débuts pour dire j'y crois pas à cette affaire, c'est sans doute une histoire d'argent. Et puis, il y en a d'autres qui sont tout de suite tombés dans cette idée que c'est certain, ça explique pourquoi ce gars-là, il est bizarre, pourquoi il a tout le temps des enfants autour de lui. Ben voilà, maintenant on comprend tout, on a tout compris. Et quand tu es fan, toi, tu es là-dedans, à te dire, bon, j'adore la musique du mec, j'adore la personnalité du gars, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que je me suis planté de A à Z et finalement, ce gars-là est un criminel et ce qu'il fait est horrible, mais on ne le savait pas et voilà. Soit tu te dis, bon, je vais me documenter. Et c'est peut-être là, comme disait Richard, la différence entre d'autres qui se disent, oh, bah, les médias ont dit ça, donc c'est que c'est vrai. Nous, dès le départ, on a été habitués avec Jackson à dire, attendez, entre ce que disent les médias et la réalité, on sait qu'il y a quand même un grand écart, surtout avec Michael Jackson, où la presse a tendance à faire du buzz pour gagner en audience et gagner en argent. Donc, dès le départ, tu commences à dire, je vais attendre avant de dire les médias ont raison. Alors, je ne sais pas si j'avais à un moment donné eu la conviction par mes recherches que Michael Jackson était coupable. Je pense qu'il y aurait eu un rejet évident. Je ne serais sans doute plus aujourd'hui là à porter un t-shirt Jackson ou à être fan de Jackson. Ce serait certainement très, très différent. Moi, à travers mes recherches et la raison que j'ai pu faire, et vous pouvez regarder des documentaires très sérieux aussi, comme Scare One, qui est encore très très visible à l'heure actuelle, ou bien vous avez des bouquins comme Redemption de Geraldine Hughes sur l'affaire de 93, ou vous pouvez aussi lire l'article justement de Marie Fresh qui était Was Michael Jackson Framed, et qui avait été traduit quelques années après dans un Playboy. C'était le seul magazine qui avait finalement traduit en français un article de GQ qui expliquait très bien qu'au final, dès le début, cette affaire ressemble à une extorsion de fonds, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'est pas une plainte qui est déposée à la police, c'est d'abord, je prends un avocat, je vais rencontrer Michael Jackson et je lui dire, voilà, si tu veux pas que j'en parle... Un avocat spécialiste du divertissement. Hein. Un avocat qui était assez reconnu comme étant, on va dire, le mot que tu as utilisé dans ton documentaire, qui était reconnu comme prêt à tout, les coups bas, etc., vicieux. Mais enfin, bon, un avocat, on va pas le juger, mais qui n'est pas du tout sur ce genre d'affaires, en effet, et qui vient réclamer une somme de 20 millions de dollars. Et quand on connaît finalement le déroulement, on sait qu'il y a une proposition par les avocats de Michael, par l'équipe de Michael, disant attendez, ça va pas la tête. On vous propose, allez, 3 contrats de film, scénario à 350 000 dollars. Donc déjà là, la somme est énorme. C'est-à-dire qu'on est sur une somme qui va sur plus d'1 million de dollars en 3 scénarios, parce que le père de l'enfant veut vendre des scénarios à Hollywood. Et là, progressivement, quand on creuse et quand on sait ça, on se pose beaucoup de questions. Parce que on se dit, si c'était mon gosse, est-ce que j'accepterais effectivement sur une somme de... Bon, alors c'est difficile, on ne peut pas répondre, évidemment. Il y a des gens qui, même en étant... Des pères qui constatent que leur enfant a été maltraité seront peut-être prêts à le vendre. Voilà. Bon, mais moi, à l'époque, quand j'avais, j'étais beaucoup plus jeune, il y a quand même une trentaine d'années, n'est-ce pas, je dois bien reconnaître que j'étais sur cet avis de me dire, je ne peux pas comprendre que des parents acceptent qu'une affaire de ce type se termine avec un arrangement financier. Et quand j'ai creusé, j'ai découvert que de toute façon, il y avait déjà eu une tentative d'arrangement financier avant même que l'affaire éclate au grand jour. Et donc là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ces parents qui, dès le départ, monnaient le truc, quoi. Et au plus tu creuses, et c'est ce qu'avait fait cette journaliste Marie Fresh, au plus tu creuses, au plus tu découvres que finalement, tout ne tourne qu'autour de l'argent. Alors, c'est très difficile à comprendre ça au départ, quand tu apprends juste par les médias, parce que les médias ne te parlent pas de toute cette chronologie-là. Il faut aller creuser. Et le problème, c'est que si tu as juste Michael est accusé,
Michael accepte au bout de plusieurs mois. Alors, on peut se poser la question, pourquoi il accepte au bout de plusieurs mois? Il aurait pu accepter tout de suite de payer 20 millions. Donc, c'est que quelque part, soit il est près de ses sous. Et surtout, si je peux me permettre, Yann, surtout, ce qui est important de préciser, c'est que, comme tu dis, il aurait pu accepter avant, et surtout, il aurait acheté le silence. On ne serait pas seulement dans cette notion de civil, vous me réclamez plus d'oseille, par contre, pénal, éclatez-vous, vous pouvez témoigner contre moi. C'est ça. Je pense que Mélissa doit s'excuser là. Voilà. Ah, pardon, Mélissa, excuse-moi. J'aimerais écouter, c'est hyper intéressant, mais je dois y aller. Tu auras le replay, Mèche Oui, Noire, oui. pour écouter la suite. Merci beaucoup d'être venu témoigner. C'est super. Et voilà, je te souhaite une très bonne soirée et puis bon courage pour demain. À bientôt. Bon débat. Ok, je vais faire monter Sam qui voulait passer. Vas-y Yann, je t'en prie, continue. Non, mais bon, je peux pas, si vous voulez, dans le temps qui nous est imparti, on essaye de redonner des éléments factuels qui nous, à l'époque, nous ont permis d'avoir un jugement qui peut-être pour certains qui nous suivent aujourd'hui pourrait être vu comme scandaleux, de dire comment ça, vous pensez que Michael Jackson est innocent et la parole de la victime, qu'est-ce que vous en faites, etc. Et je comprends encore une fois, il est évident que si Michael était coupable, il est hors de question pour moi de défendre quelqu'un qui serait coupable, surtout de ce genre de crime. Ma conviction qui se base sur des recherches, c'est qu'il ne l'est pas. Et tout ce qui s'est passé après le confirme d'autant plus, et je rappelle qu'il a été innocenté dans le seul procès qu'on lui a fait et qu'on lui a imputé. Donc, ce qui est intéressant pour le coup, c'est qu'à l'époque, ça a été très dur à porter pour nous les fans, parce que les gens nous disaient « T'as vu, il a payé ». Donc, ça prouve bien que s'il n'avait pas payé, il aurait été au procès, et là, on aurait vu ce qu'on aurait vu. Hein? Donc, s'il a payé, c'est qu'il avait peur du procès. Et évidemment, c'est compliqué pour nous parce qu'on n'avait pas la notion du système judiciaire américain. Aujourd'hui, nous savons comment ça fonctionne. Au moment où il y a cette affaire, vous avez deux types de procès. Le procès civil, où c'est l'argent, les dommages et réparations qui sont en jeu, et vous avez le procès pénal où on enferme quelqu'un pour ce type de crime, évidemment. Bon. Sauf que, comme l'a expliqué Greg tout à l'heure, la difficulté, c'est que si vous passez par un procès civil, vous avez toute la défense qui est donc donnée, et qu'après, au pénal, un bon avocat, s'il connaît déjà à l'avance les arguments de votre défense, il peut essayer de tout détricoter. Et le problème, on le verra dans le procès Arvizo, c'est que les incohérences, tout comme d'ailleurs sur Living Neverland, c'est que les incohérences des accusateurs montrent bien qu'ils mentent, qu'ils inventent, qu'ils affabulent. Mais si il y a un premier procès où on pointe déjà du doigt les incohérences, il est très facile de les corriger dans un deuxième procès. Et le deuxième procès, qui est le procès pénal, c'est plus de l'argent que vous perdez, c'est votre liberté. Vous êtes accusé, définitivement. Et je rappelle que Jackson avait arrêté sa tournée, qu'il était souffrant, complètement addict à des médicaments, parce que je pense que l'affaire, le stress, montait encore la douleur et a monté encore l'addiction aux médicaments. Il a dû, aidé par Liz Taylor et conseillé par son ami Elton John de l'époque, auquel il a dédicacé Blood on the Dance Floor, il a dû aller en cure de désintox, tellement il était malade, et il en était malade de toute cette affaire. Et on le voit d'ailleurs dans la vidéo où il dit « attendez de me juger », etc., où il a été traumatisé. Je rappelle qu'ils ont été jusqu'à le photographier complètement nu. Il perd totalement son intimité, et les témoignages nous disent qu'il était apeuré au point de dire « mais évitez-moi ça, évitez-moi ça », et ils n'ont jamais su, ils n'ont jamais pu lui empêcher, parce que c'était la loi. Il s'est soumis à la loi de se faire photographier les parties, tout le corps nu, parce qu'il y avait un témoignage. Donc, si vous voulez, ce qui est assez incroyable, c'est entre
les fameuses photos qui ont été prises, les perquisitions, toutes, parce que tout Neverland a été perquisitionné pour essayer de trouver. Je rappelle quand même que ce genre de crime, ce genre de personnes qui fait ce crime, on trouve des choses chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont des documents, ils ont des photos, ils ont des vidéos, ils ont des trucs. Pensez à l'affaire P. Diddy, hein. Ils ont trouvé très vite. Par exemple. Bon. Et donc, on aurait retrouvé, d'autant plus que chez Michael Jackson, il y avait des bandes vidéo. Il y en avait pléthore sur sa vie à lui. Des livres, il y en avait pléthore. Des documents photos, il y en avait pléthore. Donc, si vous voulez, ils ont perquisitionné aussi un appartement, un fameux appartement secret de Michael Jackson. Ils n'ont jamais rien trouvé. À part ce que Greg a mis dans sa vidéo, qui étaient des livres notamment qu'on lui avait offerts et qui ont une mauvaise réputation, mais qui ne montrent rien, ils n'ont jamais rien trouvé. Vous avez un bouquin d'ailleurs qui est pas terrible comme bouquin, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. C'est ce bouquin qui a été édité, qui s'appelle Michael Jackson de FBI Files. Voilà, on le voit. Et donc c'est et le titre de FBI Found Nothing. C'est une phrase que Michael Jackson a repris lors de son interview lorsqu'il était avec Lisa Marie Presley, et on lui demande mais est-ce que vous referiez ce que vous avez fait, etc. Comme si la journaliste était en train de lui dire bon, vous avez peut-être été coupable la première fois, mais allez, vous allez plus le refaire hein, maintenant. Enfin, complètement dingue ce genre de questions. Et il dit mais attendez, moi je suis innocent et le FBI, tout ce qu'ils ont cherché, ils n'ont jamais rien trouvé. Found nothing, nothing, nothing. Alors il le dit de manière excitée. Je pense qu'il avait dû prendre à mon avis un excitant avant cette vidéo, mais il est clair que c'est un fait. Ils n'ont rien trouvé. Mais si Michael avait été en procès, ça aurait pris sans doute encore des plombes. Et il y avait le risque qu'en plus au pénal, sa défense ne tienne plus parce qu'ils auraient déjà connu cette défense. Et je crois qu'on lui a dit maintenant, Michael, ça suffit. Ça fait autant de mois que cette affaire est en train de détruire ton image. Les ventes de disques s'effondrent. Ton image fait que tu ne vends plus. Et donc, on n'a pas le choix. Soit on arrive à trouver un arrangement financier pour que cette affaire cesse d'être colportée dans les médias et on fera oublier tout ça, ce qui a été une erreur monumentale, c'est de penser que avec un arrangement financier, on fera oublier tout ça par la suite. Certes, il a pu revenir, faire un album, etc. Mais cette accusation du fait que tu as payé, donc puisque tu as payé, on soupçonne que finalement tu étais coupable. Nous, les fans, on a subi ça pendant des années, et lui, ça lui a collé à la peau désormais toute la vie. Mais soyons clairs, il est évident que s'il était passé en procès, même s'il avait été innocenté des deux procès, au civil et au pénal, on aurait dit qu'il aurait acheté le silence d'autres personnes. J'ai lu un bouquin, il y a de ça quelques années, qui était sorti, qui donnait comme si Michael Jackson était un mafioso, qu'il achetait tout le monde. Et la Toya Jackson avait fait passer aussi Michael sur le fait qu'il faisait des chèques à tout va. Donc, il y a une invention très forte autour de Michael Jackson qui fait tous les fantasmes. Et ça, c'est très délicat à dire, mais la réalité, c'est qu'on a un cas ici, quand on étudie point par point, on a un cas ici d'un homme qui est le père de Jordan Chandler, Evan Chandler, qui voulait détruire Michael Jackson parce qu'il voulait gagner de l'argent et qu'on ne lui a pas donné tout de suite. Et à partir de là, une fois que, quelque part, ces gens-là ont réussi ce qu'ils voulaient, parce que c'est ce qu'ils voulaient, c'était détruire Jackson, il a en partie réussi, eh bien, on pourra constater que ça leur a pas fait forcément du bonheur. Mais si vous regardez Scare One, vous aurez ce témoignage de cette jeune femme qui a, pendant ses études, rencontré Jordan Chandler sans savoir au départ qu'il était Jordan Chandler, et elle va découvrir que c'est lui, et elle va avoir la surprise de voir que Jordan Chandler est toujours un admirateur de Michael Jackson, et que dans une discussion où justement l'affaire Arvizo arrive, parce que l'affaire Arvizo éclate à ce moment-là,
eh bien, Jordan Chandler va dire, alors que les gens ne savent pas qui il est, sauf elle le sait, mais elle ne lui a pas dit, il va dire « Je ne crois pas qu'il soit coupable de ça ». Alors, on croit ou on ne croit pas ce qu'elle dit, hein, mais moi, je suis assez... je lui fais totalement confiance. Et à vous de voir. Mais c'est assez impressionnant de se dire qu'au final, ce garçon, non seulement a dû, lui, vivre dans l'anonymat, il s'est coupé de ses parents. Il n'a jamais voulu témoigner au procès de Gavin Arvizo. Si c'était quelqu'un qui avait été dévasté par Michael Jackson, je pense que ça aurait été quand même, ce ne serait pas quelqu'un qui continuerait à porter des chapeaux Fedora, qui continuerait à dire son admiration pour Michael Jackson, qui ferait de la musique qui ressemble à Michael Jackson. Mais voilà, c'est bien sûr, ça c'est une question de psychologie. Hein. Moi, je n'ai pas la vérité et je ne prétends pas tout savoir. Mais dans tous les cas, il y a un faisceau d'indices qui, moi, me laisse penser que dans cette affaire, Michael Jackson a juste été la victime parce qu'il était bizarre. On a cru à ça alors qu'il a été victime de chantage. Voilà, tu as plutôt bien exposé les choses. Je voudrais conclure sur quelque chose d'un peu plus factuel. Si tu peux me permettre juste un point. Je te permets, mon Yann. Il y a quelqu'un qui pose une question intéressante là. Personne parmi tous ses conseillers n'a pu le convaincre en 93 d'arrêter de ramener des enfants dans son lit. Alors, moi, cette question-là, elle est très intéressante parce que c'est exactement la question que Latoya Jackson a balancée dans les médias en disant trouvez-vous normal que un homme de 40 ans dorme avec des enfants, etc. Je rappelle d'abord que Michael ne dort pas dans le même lit que les enfants. C'est-à-dire que vous verrez, notamment pour l'affaire Arvizo, que Michael dort par terre quand les enfants dorment dans son lit. Et témoignage de Macaulay Culkin qui explique que chambre immense, tout le monde s'endormait un peu partout. Voilà, c'est une immense chambre. C'est une immense chambre. Alors, quand on dit que s'il y a quelqu'un qui vient dormir dans ma chambre, ouais, effectivement, ma chambre, vu combien c'est petit, c'est certain que c'est très, très bizarre s'il y a plein de gosses qui viennent dormir dans ma chambre. Si c'est des gosses qui viennent dormir dans la chambre de Michael Jackson, déjà, c'est très différent parce que c'est pas une chambre, c'est quasiment une maison. Bon, on est sur 2 étages. Ensuite, les gamins insistent pour... Vous savez, comme quand vous êtes avec un copain, vous avez envie de rester avec le copain. Et donc, il y avait effectivement des garde-fous qui étaient présents, entre guillemets. C'était de dire, bon, ok, vous dormez dans mon lit, mais moi, je dors par terre et on ne dort pas ensemble. Donc, c'est sûr que c'est un comportement, on peut trouver ce comportement étrange, mais je vous rappelle que quand vous arrivez dans Neverland, vous êtes déjà dans un autre monde où vous avez envie de profiter jusqu'au bout de la présence de votre idole qui est Michael Jackson, et je peux vous dire que moi, si on me disait tu dors dans la chambre de Michael Jackson, j'irais dormir dans la chambre de Michael Jackson pour tenter de rester jusqu'au fin fond de la nuit pour discuter. C'est certain, et j'imagine qu'un gamin qui était fasciné devait faire la même chose. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si vous dormez dans la même chambre, il va se passer quelque chose? Non. Maintenant, je reconnais que c'est certainement pas quelque chose qui va soit le rendre coupable, soit le rendre innocent. Parce que si vous pensez à ça, et c'est toute la difficulté chez Michael Jackson, c'est qu'il ne pense pas à mal. Il ne pense pas à ce genre de choses-là. Et je crois que c'est un véritable problème, c'est que nous, en tant qu'adultes, on va se dire « Oh là là, on va peut-être se prendre des accusations, faut faire attention ». À l'époque, dans les années 90, Michael Jackson n'a jamais imaginé un seul instant qu'il serait accusé de ça. Voilà. Bon. Même après l'affaire Chandler, il n'a jamais pensé que ça pourrait recommencer. C'est ça qui est terrible. Je crois que quelque part, il a pris des précautions. C'est ce que notamment l'un des frères Cassio témoigne en disant Michael m'a demandé de rester dans la chambre. Je crois qu'il s'est dit si j'ai des témoins, tout va bien se passer. Je pense que Michael a été naïf après l'affaire Chandler de penser que malgré tout, même en prenant quelques précautions,
il ne pourrait plus se retrouver dans la même situation. Je pense qu'il a eu tort. Voilà. Maintenant, c'est mon avis. Ouais, on est d'accord. Non, moi, sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais je tenais aussi à vous préciser, il est intéressant, en fait, encore une fois, je parlais en début de live de contextualiser cette notion de dormir avec des enfants. Donc, on a le contexte de l'environnement, c'est-à-dire la taille de la chambre qui fait la taille d'une maison. Le fait, et ça, c'est même les déclarations de June Chandler, la mère de Jordan Chandler, qui elle, a témoigné pendant le procès Arvizo et qui a expliqué, bah, tous les gosses voulaient dormir là-bas. Je me voyais pas dire non à Jordan, qui soit le seul gamin à pas aller faire cette espèce de veillée géante dans les appartements de Michael Jackson. Il y a un témoignage intéressant, celui d'Elizabeth Taylor aussi. Son interview, elle est disponible. Hein, c'était chez Larry King, où elle explique qu'elle elle a participé à ces soirées-là et qu'elle expliquait que c'était vraiment des soirées, c'était des soirées de colo, quoi. C'était des soirées de veillée. S'il y avait pu y avoir un feu de camp au milieu du salon de la chambre, il y aurait eu. Un mot sur sa relation avec Omer Bati, ouais, on pourrait y venir après, pas de souci. Et que voilà, c'était une espèce de colo géante, ils regardaient des films, ils mangeaient du popcorn, et finalement, c'était des gamins qui veillaient hyper tard, et ils s'endormaient là où ils étaient. Et Macaulay Culkin avait déclaré quelque chose de très intéressant, et ça, il l'a expliqué pendant le procès de l'affaire Arvizo. Il expliquait que toutes les portes étaient ouvertes, et que même son père venait très souvent le réveiller à l'aube dans la chambre de Michael, en lui disant, bon, bah, viens, on va aller faire l'équitation. Et tout était ouvert, les adultes pouvaient rentrer. Et une précision aussi importante, il y avait les domestiques qui étaient présents. Les domestiques qui faisaient des allers-retours sans cesse dans les appartements de Michael Jackson. Autant vous dire que s'il y avait une quelconque, je dirais, une quelconque intention malsaine de la part de Michael, cet espace-là n'aurait pas été autant accessible que tel qu'il a été décrit par tous les enfants qui ont passé des soirées là-bas. Et je précise tous les enfants parce que, encore une fois, on est sur des cas isolés, ceux qui accusent Michael Jackson. Je veux juste, on va clôturer l'affaire Chandler, on va passer à Arvizo. Je voulais juste clôturer sur un point du coup factuel qui me semble important, c'est l'accord. L'accord, il faut savoir qu'il est disponible sur Internet. Il fait 12 pages. L'accord qui a été signé entre les Chandler et Michael Jackson. Il y a une seule page qui n'est pas disponible. On l'a cherché avec Richard, hein, mais impossible de mettre la main parce que c'est l'aspect confidentiel. C'est la page du financement, du montant exact et de la manière dont a été payé Jordan. Même si on connaît le montant, il n'y a que cette page-là qui n'est pas accessible. Mais en gros, ce qui est écrit dans l'accord, c'est que, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, on accepte l'idée que ces accusations sont néfastes pour l'image et le commerce Michael Jackson, que ça engendre une perte financière trop importante pour pouvoir laisser passer ça, mais que Cochrane précise à chaque fois dans l'accord qu'il ne s'agit nullement d'un aveu de culpabilité. Il y a une notion très importante qui revient dans l'accord aussi, qui peut vous donner un peu de visibilité. Attends, je lis Neptune en même temps. Jordan Chandler a maintenu ses accusations devant les enquêteurs et il n'était pas sous l'effet d'une injonction de son père à ce moment. Il a juste fait les déclarations. Il a fait les déclarations devant les enquêteurs. Ça n'a jamais été plus loin, Neptune. Hein. Donc, encore une fois, si tu te bases que sur la déclaration de Jordan Chandler pour attester que c'est un fait suffisant pour la culpabilité de Michael, tu fais très bien d'écouter le live jusqu'au bout. C'est une très bonne idée d'être là ce soir avec nous. Donc, je reprends. Sur l'accord, il y a une notion très importante qui est mentionnée, ce qui a d'ailleurs beaucoup servi les détracteurs de Michael Jackson qui ont un peu sali cette notion, c'est la notion de négligence. Où, en fait, dans cet accord, Michael reconnaît sa négligence sur le traitement qu'il a pu avoir vis-à-vis de Jordan Chandler, c'est-à-dire ne pas le traiter avec une autorité parentale. Donc, le laisser regarder le film L'Exorciste, faire des bains dans un jacuzzi tard le soir, le laisser veiller. Voilà, c'est des notions de négligence qui sont revenues sur le fait que lui, en tant qu'adulte, aurait dû avoir une responsabilité vis-à-vis de Jordan Chandler, presque parentale, et de ne pas le laisser faire tout ce qu'il le laissait faire un petit peu dans le parc. Donc, il y a ces notions-là qui reviennent dans les accords qui sont extrêmement importants. Donc, je vous le précise, l'accord fait 12 pages. Sur l'aspect financier, donc il y a à peu près
15 millions d'euros qui a été versé à Jordan Chandler. Il y a 1 million d'euros qui a été versé à Evan Chandler, 1 million d'euros qui a été versé à June Chandler. Et encore une fois, ce versement est pour demander donc au Chandler de ne plus accuser Michael Jackson au civil, de ne plus lui réclamer d'argent et de, entre guillemets, ne plus faire d'esclandre. Ceci dit, à aucun moment, cet accord ne les empêche, dans un cadre de poursuite pénale, de témoigner s'ils sont appelés à témoigner. Ce qui d'ailleurs a été le cas, la force en est que June Chandler, et ça, donc pour le coup c'est factuel, ne vous en déplaise pour ceux qui disent que dans les accords on achète le silence, June Chandler va témoigner dans l'affaire Arvizo. Elle va témoigner au procès, elle est appelée, et je le précise, elle a dit mot pour mot, je n'ai jamais rien vu de suspect de la part de Michael Jackson. Et quand vous relisez les faits de l'affaire Chandler, c'est toujours le père qui accuse, c'est toujours le père qui voit, c'est toujours le père qui entend. Et pourtant, Michael Jackson a passé bien plus de temps chez les Schwartz, donc June Chandler et le beau-père de Jordan, que chez Evan Chandler, qui a quand même réclamé à Michael Jackson de lui faire construire une dépendance, voire une nouvelle maison pour qu'il puisse venir plus souvent. Parce que tout part quand même de là. C'est très important de le stipuler. Donc voilà, je tenais vraiment à vous faire ce point sur l'accord qui a été signé parce que il est souvent négligé, il est souvent pas compris. Mais pourtant, si vous prenez le temps de le lire, il est très clair. Il est très précis. Et vas-y, Richard, je te laisse rebondir. Oui, pour boucler sur 93, voilà, il faut bien que les gens comprennent que le système américain, le système justice américain est très différent de ce qu'on a en France, avec cette partie civile, cette partie pénale. Et c'est vrai qu'on l'a encore revu en étudiant le dossier. C'est effectivement, il y a eu pas une entourloupe, mais une ruse, une motion qui est passée et qui a fait que le civil est arrivé à un point pénal et que effectivement ça compromettait beaucoup le procès pour Michael parce que en fait ça donnait des billes à l'avocat contre Michael pour la partie pénale. Maintenant, par rapport à l'accord, il faut aussi rappeler que Michael a subi beaucoup de pression de la part de sa maison de disques. Bon, ses sponsors, Pepsi l'a lâché, mais bon, on a compris que effectivement, dans un tel contexte, il y aurait beaucoup moins de sponsors. Sa famille aussi a fait une pression. Il y a aussi une pression médiatique. Mais il y a aussi quelqu'un, Liz-Taylor a aussi beaucoup insisté auprès de Michael pour qu'il aille sur l'accord. Donc, je ne sais pas si c'était une bonne chose qu'elle ait fait ça ou pas, parce qu'elle était très influente sur Michael. Mais en tout cas, il s'est retrouvé dans cet étau, en fait, dans cette espèce de cul-de-sac, où de toute façon, s'il allait au procès, c'était compliqué pour lui. Et s'il payait, il y aurait aussi des conséquences négatives. Donc, dans tous les cas, il était piégé. Et la voie de secours la plus rapide pour lui, pas la meilleure, mais la plus rapide, c'était de payer. Il n'avait pas le choix, en fait. Mais ce non-choix, finalement, il va le traîner comme un boulet pendant des années parce qu'avec History, il va relancer ses affaires, ses activités, tant bien que mal. Il y aura plus pour le sort parce que c'est le prince Al-Walid qui va investir sur lui, qui va commencer à lui sauver la mise en le sponsorisant, on va dire. Et puis, après, il arrivera en 2003, quoi. Et puis, pareil, ça, mais c'est encore une autre histoire. Il y a des soucis avec Sony. Mais après, on va dire tout ça cumule. Mais en tout cas, voilà, 94, quoi qu'il en soit, ça reste déjà aussi une date forte parce que, je ne dis pas que ça scelle sur son destin, mais ça montre qu'il y a un précédent, que le template est posé de l'affaire Chandler. Et on va constater que les affaires qui vont suivre, je pense à l'affaire Arvizo et le cas de Levin Everland, c'est les mêmes rouages. Et on en parlera après, mais Arvizo, au départ, il contacte Larry Feldman, l'avocat de la première affaire, de l'affaire Chandler. Donc, on est vraiment sur le même contexte, le même décorum. Sauf que cette fois-ci, Michael va vouloir aller jusqu'au bout. Il va dire, je ne veux pas d'arrangement cette fois-ci, je vais aller. Surtout qu'il faut rappeler que l'assurance a payé pour ça. Et du coup, Michael a quand même dû rembourser des sommes par rapport à ça. Les primes, après, on devait être augmenté par rapport à ce que l'assurance a déboursé. Donc, c'est l'argent qui a été donné par l'assurance, mais que Michael a dû d'une façon ou d'une autre rembourser. Et ça, tout à fait, exactement. Merci Richard pour ces précisions. On va passer à l'affaire Arvizo. J'en profite, je suis désolé mon Sam, je ne t'ai pas accueilli comme il se doit, mais Sam qui nous a rejoint du coup sur le live, je suis content que tu sois parmi nous. Alors, sur l'affaire Arvizo, du coup Sam, je vais te donner la parole. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu as vécu cette annonce de cette deuxième affaire? Et non, je vais commencer par le début. Comment as-tu vécu le documentaire Living with Michael Jackson?
Alors, c'était le premier interview de Michael que je voyais en live, puisque le précédent, c'était avec Oprah, qui ne donnait pas énormément d'interviews. Et j'étais déjà né, mais j'étais beaucoup trop jeune et je n'avais pas forcément les chaînes pour voir cette interview. Donc là, Living with Michael, c'était pour moi la première fois que j'allais vraiment découvrir Michael en dehors de ses concerts, de sa musique. Donc j'ai trouvé ça majestueux, moi, le fait de voir Neverland. Je te parle du début, hein, c'était exceptionnel. Hein. Franchement, à l'époque, c'était incroyable de voir l'homme. Il conduit une Batmobile, il joue aux autotamponneuses. C'était incroyable. Il apprend le moonwalk à Martin Bashir. Donc, j'ai adoré. Et puis, quand je suis tombé sur la partie, effectivement, où Michael et Gavin sont l'un à côté de l'autre et qui parlent il a dormi dans la chambre, etc., je me suis dit, ah, c'est la merde. Tout de suite. Vraiment, et surtout qu'il y a un gros plan, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a été fait sur la main. Sur les mains d'Etienne, ouais, tout à fait. Voilà. Et puis la musique a changé. Et d'un coup, on a mis une musique sombre. Et puis, il commençait à avoir. En fait, le ton a changé. Le ton du documentaire a complètement changé. Et là, Michael Jackson est devenu cette espèce de Willy Wonka bizarre qui attire des enfants. On éteint l'artiste et on filme un phénomène, quoi. Exactement. Et j'ai ressenti ça tout de suite. Voilà. Donc tu m'as posé la question juste pour Living with Michael, hein, c'est ça, hein, pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'ai ressenti. Je me suis dit, c'est la merde. Ouais, ça marche. Merci Sam. Toi, Carlito, comment tu l'as vécu ce documentaire? Très mal parce que là je comprenais clairement qu'ils essayaient de faire passer Michael Jackson pour un gars bizarre, étrange, qui n'a pas de code, quelqu'un un peu de simplé limite aussi, hein. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il y ait la voix de doublage qui accentue ça aussi un je petit pense peu. que c'est ça. Ouais. mais ouais, non, c'était insupportable. Ça, c'était de mémoire, c'était en 2002-2003, ce fameux reportage. C'était nous, on l'a eu en février 2003 à peu près. Voilà, sur M6. Et j'avais regardé ça. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait un enchaînement entre ça et un reportage où il mettait l'accent sur son changement physique aussi. Oui, parce que c'était voilà. Et ouais, enfin oui, donc je fais une petite parenthèse. Donc oui, le visage de Michael, oui, s'il n'avait pas fait de chirurgie esthétique, etc. Puis il y avait un enchaînement avec ça. Donc j'étais dans un espèce de consternation, dégoût, colère, en mode qu'est-ce qui se passe, quoi. Et du coup, moi quand j'avais vu la bande-annonce du reportage, c'était un peu en mode oui, on va vous vendre, vous montrer Michael Jackson dans la vie de tous les jours, etc. Au plus près de lui. Donc j'étais en mode bah cool, on va voir un peu comment c'est chez lui, comment il s'amuse. J'ai une bêtise, peut-être on le verra. Oui, Michael, quel est son petit déjeuner préféré? Enfin, j'étais un peu dans ce truc-là. Et quand je suis tombé en face du reportage, ah ouais, non, là, j'étais en colère. Franchement, là, je comprenais qu'il y avait un truc qui n'allait pas et que, encore une fois, on allait appuyer dans le fait de vouloir ternir l'image de Michael Jackson, quoi, comme jamais. Donc, 2003, il y a quand même Internet. Bon, tout le monde n'avait pas Internet, moi pas. Mais je sais que chez certains copains, etc., ils avaient déjà un ordinateur et ça allait très vite, quoi. Donc, le Martin Bashir, oui, il a réussi son coup en faisant un reportage à sensation. C'est clairement ça. Et effectivement, l'un des éléments clés, c'est quand on voit avec Gavin, la main, etc. Gavin qui est là avec la tête sur l'épaule de Michael. Je dis, ouais, ouais, non, j'étais dégoûté. Et malgré le fait que par la suite, on a eu la contre-attaque de Michael, heureusement, il avait quand même cette bienveillance d'avoir ses propres caméras également qui filmaient également en continu, qui apportait un peu plus de structure dans ce qui avait été dit et fait. Et là, mieux que jamais, oui, je comprenais que Bachir, c'était un escroc, quoi. Il a tourné, on va dire, le curseur vers une trajectoire particulière pour, oui, que ce soit sensationnel aux yeux du public, et particulièrement ceux qui n'appréciaient pas Michael. Et là, il a encore réussi son coup. Puis non, ouais, j'étais dégoûté, littéralement dégoûté. Donc après, encore une fois, dans une spirale qui l'a emmené cette fois-ci jusqu'au tribunal, quoi. Donc, ouais, et depuis ce jour-là, enfin, déjà, alors je l'aimais pas trop. Bachir, là, c'était devenu mon ennemi, quoi.
Puis quand on comprend que c'était des stratégies qu'il avait également exécutées dans le passé avec les Didi, ça je me dis quoi, quand on regarde un peu, il y a beaucoup d'éléments où Diana et Michael sont très très liés. Hein. Oui, et donc, puis en plus, on se rend compte par la suite parce que on va dire que dans cette très mauvaise décision que Michael a eue, il a eu quand même la bonne idée de mettre sa propre caméra et avec son caméraman pour tourner ses séquences et avoir l'opportunité de pouvoir montrer sa version. On voit un peu la manière dont Martin Bashir flatte l'ego de Michael pour obtenir certains mots. Maintenant, moi, je trouve qu'il faut pas, on peut pas tout mettre sur le dos de Bashir dans le documentaire. Je vais m'expliquer. Il est vrai que c'est à l'initiative de Bashir qui dit ce serait génial qu'on fasse un plan où on vous voit avec plein d'enfants pour montrer votre bienveillance. Il y a un garçon qui a guéri du cancer grâce à vous. Mais attendez, appelez-le. Ce serait super d'avoir une séquence avec ce garçon qui puisse témoigner de votre grandeur, de votre bonté. Donc, on a tout cet aspect-là qui est mis en avant par Bashir. Et puis derrière, effectivement, le problème, c'est que c'est Michael qui va parler de partager sa chambre avec des enfants. C'est pas Martin Bashir qui lui extirpe, on va dire, de la bouche. Quand on a ce plan serré, effectivement, sur la main qui est prise, puisque je vois ça réagit beaucoup sur le chat par rapport à ça, on a le plan serré sur cette main prise, cette tête posée sur l'épaule. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est du montage, mais que derrière, il y a une équipe autour de Bashir qui dit ce serait super de voir Michael comme ça, montrez que vous êtes proches, montrez qu'il y a un vrai lien entre vous, etc. Il faut comprendre qu'il y a toute une manipulation autour de ça pour obtenir ce genre d'image et que derrière ces images arrivent là décontextualisées de la manière dont elles ont été volées, clairement, et qu'effectivement on montre quelque chose de pas normal. Et moi je comprends totalement pour ceux qui le disent sur le chat. J'ai ressenti de la gêne, presque du dégoût quand je vois cette tête d'un enfant posée sur l'épaule de Michael, alors que c'est pas quelqu'un de sa famille ou quoi. Mais sauf qu'en fait, on est littéralement dans cette notion de paternité avec Michael Jackson, chose d'ailleurs que Janet Arvizo va déclarer après dans ses interviews au moment où elle était encore dans la bienfaisance de Michael et qu'elle espérait encore faire partie de son cercle. Parce qu'il décrivait Michael comme un père, etc. Mais il faut comprendre que toutes ces images-là, elles sont volées parce qu'elles sont voulues en fait pour le documentaire, et que c'est pas de la spontanéité de Michael ou de Gavin de se prendre la main de ci de ça. Et puis pendant le procès de 2005, Gavin avait expliqué que Michael les avait appelés pour leur proposer de venir tourner ce jour-là ce jour-là pour l'interview. Et je ne cherche pas à mentir, mais je rapporte au fait de l'époque que beaucoup voulaient cacher. Ouais, mais il n'y a pas de fait que les gens voulaient cacher Radio Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas de fait que les gens voulaient cacher. Encore une fois, on prend la vérité comme pâte à modeler, on en fait ce qu'on veut, tu vois. C'est un peu comme le platiste qui te dit, encore une fois, je prends cet exemple, le platiste qui dit ouais, mais tu peux pas prouver que la Terre est ronde, donc elle n'est pas ronde. Tu vois, pour moi, on est de ce niveau-là. Donc, il n'y a aucun fait de caché autour des affaires de Michael Jackson. Et juste pose tes questions et je te promets qu'on va répondre à tout. Alors, justement, il faut bien rappeler aux gens que tout est accessible en ligne pour qui veut faire des recherches. Tout à fait. Bien sûr. Les minutes du procès, tout est documenté et accessible. Ce n'est pas en mode de choses cachées. Au contraire. Par contre, tu rebondis sur ce que tu viens de dire à l'instant. Il y a quelques années, Radar Online avait publié un dossier à charge contre Michael. Ils avaient retrouvé le dossier d'accusation, machin. Ils avaient glissé des faux documents dedans. Ils ont falsifié un dossier PDF sur l'affaire Chandler, l'affaire Arvizo, pour en gros être à charge contre lui. Et ça a été débunké. On a ressorti les vrais dossiers, les vrais documents qui montraient bien que ce document de Radar Online avait été fabriqué. Et le même Radar Online qui est peu de temps après fermé pour faillite et avait été, je crois, racheté après par je ne sais plus qui, qui a pu renaître de ses cendres tant bien que mal. Donc, ce sont aussi des médias qui sont là pour le fameux clickbait, le fameux à clic, comme on dit, et qui sont prêts aussi à tout pour faire des billets. Mais dans tout ça, il y a des journalistes courageux, je pense qu'on en parlera plus tard, comme Gerardo Rivera, Aphrodite Jones et d'autres, qui ont fait leur chemin de croix. Même Yann Alperin, qui a fait sa bio, qui au départ voulait être à charge sur Michael, et contre lui, et qui, chemin faisant, s'est rendu compte que c'était n'importe quoi. Donc, il y a quand même des gens qui, j'ai envie de dire, réfléchissent, sont un peu un logiciel de penser
quand même plus terre à terre. Et encore une fois, je trouve qu'il y a une partie très déraisonnable finalement chez les détracteurs plus que chez les fans. Absolument. Et les fans qui prennent le temps d'étudier et de comprendre ce qui se passe. Absolument. Je peux intervenir, tu permets? Je vais juste laisser Yann intervenir avant. Okay. Et puis, je te redonne la parole de suite, Sam. Hop. Alors, tu veux intervenir sur le documentaire de Bachir? Ouais, enfin, sur toi, comment tu l'as vécu, ce que tu en as pensé. J'ai très mal vécu ce documentaire parce que déjà celui d'Oprah Winfrey, je dois vous avouer que j'avais trouvé que Michael se mettait pas vraiment physiquement et émotionnellement vraiment trop en avant et était pas sous son meilleur jour. J'avais déjà trouvé que ça n'avait pas été son fort, quoi, avec Oprah Winfrey, finalement. Donc, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que ça va être avec Bachir? Surtout qu'on est dans les années 2000, où je trouve que Michael est vraiment... j'ai l'impression qu'il est encore plus déconnecté du monde. Et ça se révèle dans ce documentaire, on montre un Michael complètement hors sol. Qui rentre dans un magasin à Las Vegas, je veux ça, j'achète ça, machin, et on le montre complètement mégalo, qui est complètement dans sa bulle, et je prends ça comme vraiment un uppercut. Il répond à côté de la plaque sur des questions, je crois, sur la sexualité ou je sais pas quoi. D'ailleurs, les questions sont complètement cons. Qu'est-ce que vous préférez, votre arbre ou bien le sexe? Ah non, mon arbre, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Y compris la scène, effectivement, avec le gamin, alors qu'il y a eu l'affaire de 93. Donc, c'est vraiment la bérésina, ce documentaire. Et puis, sur M6, effectivement, on a peu de temps après la chance d'avoir le documentaire Riposte de l'équipe Jackson qui dit, attendez, vous n'avez pas tout vu, et qui nous montre la manipulation de Bachir. Et comment Bachir gonfle l'ego de Michael pour lui faire des tas de trucs, pour lui faire dire des tas de trucs, et qu'en fait, bon, certes, Bachir n'est pas le seul responsable. Michael Jackson est quand même un grand naïf et quand même quelqu'un qui est un petit peu hors sol. Si je peux me permettre, Yann, juste pour faire une petite parenthèse et te laisser continuer, je pense que Michael a aussi perdu de son crédit dans ce documentaire en ne reconnaissant pas la chirurgie esthétique, par exemple. Et le problème, c'est qu'au moment où il dit non, mais moi, je me suis fait que 2 fois le nez, il montre à Michael Jackson capable de mentir un peu comme un enfant de 6 ans qui se fait attraper. Et je pense que ça aussi, ça lui a desservi après pour lui donner du crédit sur ce qu'il cherche à expliquer et comment il justifie son train de vie. Enfin voilà, je ferme la parenthèse, je voulais juste préciser ça. Surtout, effectivement, depuis le documentaire d'Oprah Winfrey, où il avait effectivement déjà dit non, mais j'ai eu très peu d'interventions. À la rigueur, on pouvait encore plus ou moins le croire à cette époque-là. Arrivé dans les années 2000, ça devient difficile parce qu'on constate quand même que le visage a bougé. Bon, donc c'est vrai que la crédibilité, et souvenez-vous qu'entre deux, il y a aussi eu cette affaire du bébé, le fameux bébé au balcon, qui a été relayé en boucle, rallongé, parce que je rappelle quand même que le bébé reste quelques millisecondes au-dessus du balcon et revient immédiatement. Mais on voit que Michael, dans ce documentaire-là, il est surexcité, il monte l'enfant, hop, il repart. Et ça a fait un scandale, cette affaire-là, parce que de toute façon, tout le monde est déjà remonté depuis l'affaire 93 contre Michael Jackson, et il y a, comme le dit Aphrodite Jones, une sorte d'accord, quasiment tous les journalistes sont là à se dire il faut taper sur lui, quoi. Point. D'abord, ça rapporte beaucoup, et puis tout le monde est persuadé que c'est un monstre qu'il faut abattre, quoi. Donc, quand vous avez un état d'esprit comme est celui de Michael Jackson, qui, je pense, à certains égards, est parfois d'une certaine naïveté, et puis dans d'autres cas d'affaires, l'est beaucoup moins, ce qui est assez surprenant chez Jackson, hein, c'est ça, il se fait mais complètement baladé par Bachir, complètement, il voit rien arriver, il voit rien venir.
On lui fait OK, il faut être avec une trentaine d'enfants, très bien. OK, vous avez un gamin qui vous aime beaucoup parce que vous l'avez guéri du cancer, faites-le venir. Et il ne voit pas arriver, parce que là, tu dis, c'est extraordinaire, ça, mais c'est tellement touchant de voir à quel point vous êtes comme un père pour lui. Allez-y, prenez-vous la main, c'est génial. Et il ne voit pas arriver, il ne voit pas du tout arriver les commentaires que Bachir va mettre au-dessus et qui vont totalement transformer l'ambiance qui était là ce jour-là dans une autre ambiance qui est glauque, dégueulasse, et que nous avons pris en pleine gueule quand on voit le documentaire, quand on écoute ce que dit Bachir, où on est mais hyper mal à l'aise, et tout le monde ne peut être que mal à l'aise quand il regarde ce truc-là. Sauf que la réalité, c'est que tout ça, c'est du bidon, c'est créé par Bachir, et qu'en face, vous avez un grand naïf, un grand enfant, qui est Michael Jackson, qui, je le rappelle, a déjà aidé des centaines, des milliers d'enfants. L'un des exemples les plus flagrants est sans doute Ryan White, qui est mort donc d'un cancer et qui a été, on a eu la chanson Gone Too Soon qui lui a été dédicacée. Jamais la mère de Ryan White ou Ryan White n'a laissé sous-entendre quoi que ce soit. Il y a eu plein d'enfants qui ont été aidés par Michael Jackson. Bon, et là, vous avez un Bachir qui va mettre le projecteur sur Gavin Arvizo, et à partir de là, vous avez une affaire derrière qui va naître de ça, parce qu'il y a une opportunité qui s'ouvre. Et là, je trouve très regrettable que l'équipe de Michael Jackson, les conseillers, et surtout Michael Jackson, ne se soit pas dit non, on va pas, non. Et on voit bien à quel point Michael Jackson est encore dans cette naïveté de dire de toute façon, moi, je suis innocent, donc j'ai rien à dire. Et je ne vois pas pourquoi vous pensez à mal, vous pensez sexe, quand moi, je ne suis pas comme ça. Oui, mais peut-être que lui ne l'est pas, certes, mais les gens pensent comme ça. Et ça a été le vrai problème, c'est que lui, il ne s'est jamais dit, il faut que je me protège. Et je crois que ça a été une des grossières erreurs, c'est que ce documentaire a montré que Michael Jackson était pas du tout malin sur ce genre de protection pour lui-même, pour son image, et il a été très mal conseillé, mais je crois que c'était une forme d'immaturité de la part de Michael, là, pour le coup. Totalement. Sam, tu voulais rebondir du coup ? Ça fait longtemps maintenant, mais oui, ce que je voulais dire, c'était par rapport à, effectivement, heureusement que Michael avait filmé avec ses propres caméras ce reportage. Comment on avait dit, le footage que vous n'aurez jamais dû voir. Le problème, c'est que à chaque fois, en fait, moi, on va dire ma méfiance envers les médias et la compréhension que j'ai de la façon dont les médias peuvent agencer les choses en fonction d'un agenda précis ou d'un dessin, c'est un peu le 11 septembre, mais particulièrement l'affaire Michael en premier. Parce que je voyais, donc l'émission Living with Michael, ça sort, il y a une polémique, et le reportage de Michael, il est diffusé à 1h du matin, ou je ne sais pas quelle heure, à une heure où personne ne peut regarder. Normalement, un droit de réponse, tu le mets à une heure où les gens peuvent quand même regarder. Quand Michael est arrêté, l'image, la fameuse image où il sort de l'avion et tout ça, on lui met les menottes là. Ça a fait le tour du monde en boucle. L'image de l'acquittement, c'était en résumé à la fin des JT. Je me rappelle même de la journaliste qui avait dit, en bref, on a laissé Michael Jackson repartir libre. Il n'était pas innocent, on l'a laissé repartir libre. Et en fait, je voyais, moi, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait la chaîne E! Entertainment. Et sur cette chaîne, chaîne qui concernait essentiellement Hollywood, les stars, tout ça, eh ben, il y avait le procès qui était chaque jour, il y avait des retranscriptions du procès avec des acteurs qui rejouaient la journée. Et donc, moi, chaque jour, bien sûr, je regardais. Et donc, je regardais, et quand je regardais ce qu'on disait dans les médias TF1, M6, LCI, il n'y avait rien à voir. Par exemple, il y avait l'hôtesse de l'air qui disait que oui, il y avait bien des canettes avec du vin qui étaient cachées à un endroit pour que les enfants n'aient pas accès. Ils mettaient le vin dans les canettes pour que les enfants ne voient pas qu'ils boivent de l'alcool, etc. Tu regardes dans les médias, Michael Jackson donnait du vin à des enfants. Voilà. Et en fait, chaque jour, je regardais ça, j'ai dit, mais c'est possible. Et c'est là que j'ai réalisé la manipulation qu'il y avait.
C'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que dans le reportage filmé par Michael, on voit Bachir lui dire « Mais il faut montrer tout ça, tout le bien que vous faites. Les gens ne voient pas ce côté-là de vous. » Donc, en fait, il flattait Michael Jackson. Il l'a bien préparé, bien cuisiné, tout ça. Et après, on se retrouve avec des images comme on l'a vu. Parce que moi, clairement, ça me gêne. Les images avec me gênent, me dérangent, clairement. Même si je sais qu'elles sont manipulées. Après, à savoir, à chaque fois on dit, est-ce que c'est normal qu'un homme de 40 ans dorme? D'accord, c'est peut-être pas normal, mais la normalité ne veut pas dire culpabilité. Parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas ou de ce qu'ils ne comprennent pas, et quand on a peur, on est suspicieux et on accuse. Voilà ce que je voulais dire. Oui, et comme tu dis, c'est cette notion de... Excusez-moi, c'est cette notion de normalité, encore une fois, mais on en revient un petit peu à beaucoup d'éléments qu'on a évoqués dans le live. Je reviens un petit peu notamment sur la chambre. Michael, il dit ma chambre. Nous, on a la vision d'une chambre de 10 mètres carrés classique avec un lit et une armoire. Alors que la chambre de Michael était beaucoup plus vaste. Donc, forcément, on ne peut. En fait, on est face à un homme extraordinaire qui a une vie extraordinaire, qui ne peut pas être comparé à l'échelle de la vie de monsieur et madame tout le monde. Et c'est toujours ça qui est un petit peu, petit peu compliqué à comprendre quand on voit, quand on regarde le documentaire quand on regarde le documentaire de Bachir. Et moi, je trouve que, en fait, même quand Bachir l'emmène sur le terrain de partager son lit avec des enfants, tu vois que Michael, il a compris qu'il n'est pas parti sur le bon terrain. Tu vois qu'il essaye de se dépatouiller de ce truc-là comme il peut, tout en essayant de ne pas faire de rétropédalage pour pas perdre en crédit. Tu vois bien qu'il essaye de se battre pour dire oui, non, mais attendez, moi j'ai dit ça, mais parce que vous, quand vous dites lit, vous pensez S. Sauf que moi, je vous parle pas de S, moi je vous parle de partager un moment, d'offrir de l'amour, Oui. et puis il revient sur le fait que l'idée, c'est pas de partager son lit. L'idée, c'est de quand tu as un invité, quand tu as des gens que tu reçois, bah, tu les traites du mieux que tu peux. Et il n'arrive plus à s'exprimer pour donner ce spectre-là dans les éléments qu'il essaye de défendre, parce que c'est gardé par le prisme de ah, mais tu partages ton lit avec tes enfants. Et c'est ça qui devient extrêmement délicat. Sur la conversation. Mais quand tu prends le temps, quand tu analyses cette conversation entre Bachir et Michael, tu vois que c'est deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Exactement, mais littéralement, c'est ce que j'allais dire. Exactement. C'est deux personnes qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même notion. Parce que Bachir pose une question qui est très pertinente, et encore une fois, ça pour moi, c'est pas des images volées, mais il fait son, je suis désolé de le dire, il fait son boulot d'intervieweur. Quand Michael dit voilà, les gens qui laissent pas dormir, c'est parce que c'est des ignorants, et qui dit non, mais moi j'ai des enfants, s'ils vont dormir chez des amis, je veux pas qu'ils dorment dans le lit des parents des amis. Et Michael essaie de répondre à ça, oui, mais parce que si vous les connaissez bien, mais si vous leur faites confiance, et encore une fois, Michael essaye de le ramener dans cette notion de confiance, de partage, etc. Et aussi, une chose à préciser, c'est que Michael, il est né quand même dans la précarité à la base, et que famille de 9 enfants, autant vous dire que tout le monde dormait avec tout le monde. Hein. On n'était pas, il n'y avait pas 9 lits dans la maison. Il faut bien qu'on soit au clair là-dessus. Donc, lui essaye de ramener à chaque fois Bachir à cette notion de, on n'est pas dans la sexualité, on est dans cette notion de partage et d'offrir de ce qu'il y a de mieux quand on a des invités. Et comme il le dit très bien dans le documentaire, il dit mais moi, j'ai jamais dit aux enfants, venez dormir avec moi. C'est qu'à chaque fois, ils veulent rester avec moi, qu'on passe encore du temps ensemble, et il dit, si tes parents sont d'accord, ok, c'est ça. Je te fais venir. C'est ça. Et puis, et Michael, puisque moi, Michael, je l'ai décortiqué toute ma vie, toute mon enfance, toutes ces mimiques et tout. Michael a senti quand Gavin a dit oui, j'ai dormi dans la chambre, etc. Si vous regardez bien, je ne sais pas si vous avez les images en tête, Michael a un regard, c'est très léger, mais il a un regard où on sent qu'il a un peu peur de ce qui va se dire après. Et puis, tu as vu, il rebondit direct. Il fait j'avais pris un sac de couchage, hein. Tu as vu voilà, j'avais pris un sac de couchage, hein. Exactement. Mais oui. Et s'il a pris la peine de dire oui, j'ai dormi à terre et toi, tu as pris le truc, machin, c'était bien parce qu'il sentait que là, on allait sur un chemin qui est une pente glissante. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Tout à fait.
alors, sur l'affaire Arvizo, donc on sait qu'en novembre, on a la plainte. Quand on découvre que c'est Gavin, donc le jeune garçon qui était présent dans le documentaire, donc il y a eu ce cancer et tout. Moi, j'ai une question à vous poser. Je vais donner la parole à Carlito. Est-ce que vous avez pu un peu suivre le procès à l'époque où il y avait les. Enfin, moi, je le suivais par les retranscriptions que MJ France faisait sur son site. Toi, Carlito, tu avais pu suivre un peu le procès. T'en avais pensé quoi? Ouais, moi, alors, à cette époque-là, j'avais la chance de le suivre sur le câble. Donc, j'avais les chaînes américaines qui me permettaient de manière quotidienne de suivre un peu les différentes étapes du procès, quoi. Donc, voilà, par contre, c'était une bonne chose d'avoir ce fil conducteur, ce qui n'était pas le cas des chaînes françaises. Je pense qu'ils attendaient juste les gros éléments. On l'a menotté, il y a un procès, et puis le jour J, limite, où il a été libéré, quoi. C'est un peu ces images-là que j'ai par rapport aux chaînes françaises, LCI, etc. Alors qu'à l'époque, sur les chaînes américaines, sincèrement, voilà. Le pyjama. Oui, pardon, oui, le pyjama, il est venu en retard. Non, c'est vrai, effectivement. Donc, ouais. Et il dansait sur le capot de la voiture. Ça, après, on lui a demandé de se calmer, hein, parce que c'était un show, etc. Donc, et on a vu des changements drastiques de comportement. C'est-à-dire que ça a commencé avec la superstar que tout le monde connaît qui arrive au procès. C'était un peu le show, il faisait le signe V à tout le monde, etc. Donc, je pense qu'il a dû se faire taper sur les doigts en disant, oh, là, c'est sérieux. Et puis, au fur et à mesure, on va échanger, plus discret, plus distant, de moins en moins souriant, commencer à maigrir. Et c'est là où j'ai commencé à avoir peur, parce que c'est comme si, on le voyait dépérir au fur et à mesure, quoi. Donc oui, la scène du pyjama, là, c'était terrible. Enfin, il était un peu C'est perdu. un tollé, la scène du pyjama. Mais vous avez vu ouais. quand même qu'à l'époque, il y avait quand même deux sons de cloche. On avait le son de cloche de la télé qui dégommait Michael, et tu avais le son de cloche plus factuel qui était loin de dégommer Michael, quoi. Moi, je me souviens qu'il y avait cette ambivalence entre ce que racontaient les médias et les vraies retranscriptions qui était folle, quoi. Mais c'est vrai que moi, je me souviens que cette période-là, j'étais pas à l'aise, quoi. Moi, j'avais peur quand même, hein. Je vous cache pas, j'avais peur que ça finisse mal, ce procès, malgré tout. Ouais. Moi, je suis en train de me dire, limite, il va peut-être mourir, là. C'est un peu ça que je me disais au fond de moi, tu vois. Parce tu voyais qu'il allait pas bien. Et même si quand on revient au jour J où il a été acquitté, on n'est pas un Michael qui est en mode tout va bien, quoi. Donc, je sais pas, il y avait un truc bizarre. Il y avait un truc bizarre et bon, après, le temps nous a confirmé ça, mais c'est vrai que quand tu fais le fil de l'histoire, tu te dis, bon, bah, s'il n'y avait pas eu ce reportage, ou si ce reportage avait été mieux contrôlé, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à ce niveau-là, tu vois. Donc, j'étais content d'une part de voir, entre guillemets, le clan Jackson présent, plus ou moins soudé. Tu faisais mention de la Toya, mais les parents étaient là. Enfin, je crois que sa mère était là tous les jours. Joe aussi, on l'a vu plusieurs fois. Donc, j'étais quand même surpris et content de ça. Mais pour en revenir sur ce que tu disais auparavant, oui, effectivement, Michael, par sa naïveté, il a alimenté des choses qu'il n'a pas voulu. Et c'est vrai qu'historiquement, ça n'a jamais été le pro de la communication, Michael. Hein, tu vois. Moi, je le dis souvent, c'était son plus mauvais défenseur, Michael. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, mais c'est plus, c'est quand je te parlais de la colère de Bachir, en fait, c'est en deux temps. C'est quand tu vois, il a brossé dans l'histoire du poil Michael, donc il a mis en confiance, hein, avant de faire ce qu'il voulait faire comme un requin, et puis le après. Et puis en 2009, pour les raisons que vous connaissez, Michael n'est plus là, et tu entends dire en gros, bah oui, finalement, j'avais rien vu. Voilà, donc ça, il m'a encore plus saoulé. Et c'est un peu pareil pour Oprah, quoi. Le reportage des années 93. Et quand tu vois par la suite avec Living Neverland, etc., qu'elle fait venir son plateau Wade, etc. Enfin, je dis, en fait, toute sa vie, Michael, en fait, il a ouvert les bras pour qu'on le poignarde par la suite, quoi. Donc, c'est un peu ça, la synthèse. C'est clair. Mais moi, ce que je retiens, je vais vous donner la parole après. Je vais vous dire, pour moi, il y a des éléments hyper fondamentaux dans le procès qui sont pour moi les déclarations de John Chandler.
donc qui a presque défendu Michael, hein, littéralement. Moi, que j'ai tu me jamais disais en rien off, vu, tout s'est ouais. très Ouais. bien passé. J'ai jamais rien vu de suspect et voilà, finalement, elle a rejoint Evan parce qu'elle avait peur pour elle. Le témoignage de la mère Arvizo, Janet Arvizo, qui a été extraordinairement bourré d'incohérences Conviction. et Thomas Mesro l'a assassiné sur place. C'était magnifique. Quel charisme. Le témoignage de Brett Barnes, qui était extrêmement important aussi, parce que Brett Barnes, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué depuis le début, mais Brett Barnes qui, en 93, c'était lui qui ressortait dans tous les témoignages de gens qui ont travaillé à Neverland et qui disaient avoir vu des choses et qui vendaient leurs histoires aux tabloïds. C'était 80% du temps, c'était le nom de Brett Barnes qui ressortait. Et Brett Barnes a toujours défendu Michael, encore aujourd'hui, même avec Living Neverland et tout, on va en parler après. Brett Barnes a toujours eu cette position de défendre Michael parce que il fait partie de ceux qui a jamais eu besoin d'argent dans sa vie. Même pour vous dire, pour le procès, parce qu'il était australien, il était croupier dans un casino en Australie. Il a démissionné pour pouvoir aller témoigner au procès. Pour vous dire quand même le degré de loyauté du gars. Il avait 23 ans l'année du procès. Il a quand même démissionné pour aller témoigner et il a tout déballé, quoi. Il a tout expliqué. Il dit que, mais de toute façon, même si Michael Jackson avait tenté quelque chose, je l'aurais jamais laissé faire. Moi, je l'ai vu, j'y allais une fois par an à Neverland. Enfin, là, évidemment, je vous schématise un truc très grossier, mais je vais plus dans le détail dans ma vidéo. Mais pour moi, c'était des éléments qui étaient les plus probants dans l'affaire. Richard, je crois que tu voulais rebondir. Oui, sur plusieurs choses, parce qu'en fait, je vais un petit peu revenir sur le moment où effectivement Living with Michael Jackson a été diffusé en France. Alors moi, j'ai trouvé effectivement c'est un documentaire qui est arrivé au plus mauvais moment de la carrière de Michael, parce qu'en fait, c'est un Michael qui est pour moi déjà seul, qui est déjà lâché par pas mal de monde et qui en plus, bon, déjà, si on voit par rapport à Sony, se retrouve seul à Tommy Mottola. Il faut savoir que le PDG de Sony, Akio Morita, décède en 99-2000, je crois, un truc comme ça. Et quand lui décède, Michael n'est plus protégé du tout chez Sony, quoi. Donc, il devient vraiment la proie, encore plus de beaucoup de gens. Et en fait, je pense que c'est un engrenage qui s'enchaîne pour lui et surtout un mauvais entourage, quoi. On voit bien qu'il a du mal à retrouver un entourage stable et de confiance et surtout efficace. Parce que bon, j'ai rien contre Dieter Wisner, mais je ne suis pas convaincu qu'il ait fait faire à Michael les meilleurs choix quand il était à ses côtés. Après, bon, vous avez déjà tout expliqué sur ce qui s'est passé dans le contenu de l'interview. Et c'est là où on voit que Michael, quand même, n'est pas fou. Il a quand même fait tourner l'interview par ses caméras à lui pour montrer ce qui s'est passé. Et moi, je me rappelle très bien aussi de la réaction de Bachir au moment où Michael décède, où il dit, voilà, en gros, en mode, c'est une énorme perte pour nous tous, j'ai jamais rien vu chez lui de mauvais ou de criminel. Il dit bien la partie qui concernait qui a fait polémique dans mon reportage, et je confirme aujourd'hui qu'il n'y avait rien, je n'ai rien vu. Il parle bien de la partie de Living with Michael. Exactement. Il parle bien de ça, quoi. Et qu'en gros, c'est limite, il s'excuse, quoi, tu vois. Et en fait, ce procès. Alors, vous avez aussi bien expliqué ce qui s'est passé entre les médias et le reste. Moi, à l'époque, en tout cas, je le relatais sur mon site MJ Databank, que j'animais à l'époque. Et en fait, tous les matins, je me levais à 5-6 heures pour récupérer les dépêches de gauche et de droite pour faire une synthèse, pour tout traduire et garder les choses les plus factuelles. Et c'est vrai que Linda Dutch, qui était la correspondante de Associated Press, était la plus factuelle, la plus raisonnée, c'est qui était pas dans la démarche d'en rajouter ou d'interpréter les choses. C'est-à-dire qu'elle livrait. Et effectivement, en plus, moi, j'ai pu discuter avec elle et elle me disait, mais en fait, ce procès, c'était dingue. C'était dingue parce que finalement, ça ne tenait pas debout et malgré tout, il y avait des journalistes qui voulaient y croire. Et elle m'a dit un truc qui m'avait beaucoup choqué, c'est qu'il y avait beaucoup de journalistes quand l'accusation faisait sa partie, enfin, présentait son cas. Et quand c'était la défense, tout le monde s'est barré. En fait, il y avait très peu de journalistes, il y avait beaucoup moins de couverture médiatique. Et pour en venir à l'annonce du verdict en France, ça tombe donc le 13 juin 2005. Et le même jour, en fait, on va dire, ça a un peu fait le bonheur des journalistes en France pour occulter la news, c'est qu'il y avait la libération d'une otage française, Florence Aubenas de mémoire, et qui du coup avait monopolisé l'actu. On parlait que d'elle.
Et donc, Michael était d'autant plus réduit en filet de news à la fin du journal. Et d'où ces phrases dont tu parlais tout à l'heure, Sam, et que moi aussi j'ai bien entendu, qu'en gros, voilà, on a laissé repartir, on a préféré croire à une superstar plutôt que la parole d'un enfant. Mais il y a toujours ce discours biaisé. Et moi, ce qui me choque, c'est que depuis ces affaires-là, dans tous les articles qui parlent de Michael Jackson, que ce soit pour annoncer une sortie d'un projet, d'un disque, Ça revient. il y a toujours à la fin une petite phrase ou quelque chose, un reliquat de texte qui dit oui, mais on vous rappelle qu'il a été accusé d'attouchement procès. Mais en fait, tous ces dossiers 93-2003, pour moi, ça a inventé un concept qui est la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que la présomption d'innocence existe, mais la présomption de culpabilité a été inventée limite pour Michael Jackson. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas de preuve. On en parlait avec Greg. Quand les FBI cherchent pour Puff Daddy, ils tombent sur tout ce qu'ils veulent. Enfin, c'est la cour des miracles. Pour Michael, ils ont trouvé trois pauvres bouquins qui, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, n'ont même pas été offerts. Lui ont été offerts et en plus, qui sont dans aucun cas des pièces incriminantes. Et contrairement à ce qu'on a pu lire, qui n'étaient pas des livres cachés ou quoi. Hein. C'est des livres qui étaient rangés dans une bibliothèque. Et le seul vrai fait qui était sujet sur ces livres, c'est que le fait, effectivement, les auteurs avaient été accusés de criminalité, mais enfin accusés, condamnés même, hein, je précise. Et c'est tout, quoi. C'est tout. Donc, juste, Richard, tu permets, Richard, juste une seconde. Je rebondis sur un truc que tu as dit rapidement quand tu dis qu'il était extrêmement seul à cette époque-là. Et quelque chose, effectivement, m'avait vraiment mis mal à l'aise et m'avait vraiment percuté dans le reportage, Living with Michael. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais de son appartement, de sa maison, c'est blindé d'objets, partout, des petits objets, des grands, partout, c'est rempli. C'est vraiment pas joli, hein. C'est blindé de mannequins. On a l'impression qu'il avait un grand vide à l'intérieur et qu'il comblait avec plein d'objets, plein de choses. Et en fait, c'est un homme qui est une vache à lait depuis qu'il a 8-10 ans. Et il a été plongé dans un monde d'adultes, un monde de requins, un monde de signatures, un monde d'argent, un monde il faut faire des petits coups bas, parce que Michael, il ne faut pas non plus croire que c'est Jésus. Il était capable aussi de faire ses petits coups, comme faire disparaître des chansons de son frère de la radio en un claquement de doigts. Mais donc, il a grandi dans ça, et il a évolué dans ça. Il avait besoin, à un moment donné, de sentir à la fois qu'il n'était pas seul et en même temps qu'il n'était pas avec les requins. Et qu'est-ce que tu fais quant à ça? Tu t'entoures de mannequins, d'objets et d'enfants. En fait, c'est ça que... et d'enfants. Et si tu regardes même au-dessus de son lit, il y a un tableau. Et sur le tableau, c'est une forme de... C'est un peu comme la scène, tu vois, le tableau de la scène. Et sauf que là, c'est lui avec Elvis, je crois, avec ses idoles, Einstein. Et ce sont que des hommes qui sont seuls. Des hommes qui sont dans une espèce d'élite où ils sont seuls sur leur planète. Et c'est au-dessus de son lit. L'endroit où tu es dans ta plus grande intimité. Et c'était important, je trouve, aussi de voir ce côté-là de Michael où il était vraiment, vraiment seul. Et la normalité de Michael n'est pas la normalité des gens. En fait, vraiment... c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sa vie, de toute façon, a été gangrénée par la solitude depuis qu'il est petit. Et tu te rends compte, bon, après, là, ça découle du coup sur sa production artistique. Tu vois que la solitude a toujours été très présente, même dans ses chansons et dans ce qu'il racontait, même dans les interviews. Mais en tout cas, voilà, ces deux affaires ont, je pense, posé un template, en tout cas, qui, le concernant, a été cette présomption de culpabilité, qu'il a, malgré un procès, malgré un acquittement total, personne ne fait appel. La mère est accusée, la mère est condamnée pour avoir procédé par juré, pour avoir détourné des sommes de l'aide sociale, entre autres. Donc, si tu veux, et ce que j'ai remarqué aussi dans ces deux affaires-là, c'est que les médias ont toujours projeté les projecteurs sur Michael en l'accablant, en le disséquant et surtout en tronquant les faits, limite des fois en les détournant. J'ai encore lu il n'y a pas longtemps un article, parce que je reparcours un peu des choses, un article qui disait l'acquittement l'accord de 94 a empêché les procédures pénales. Donc c'est quand même un mensonge éhonté de dire ça, alors que l'enquête a continué jusqu'en septembre 94. Si vous voulez, à un moment donné, ils ont braqué les projecteurs sur lui en le disséquant, en l'humiliant et en allant dans les contre-vérités et limite de la diffamation pure, alors que finalement, ils se sont bien gardés de projeter ces mêmes projecteurs sur les gens qui l'accusent
Et le vrai travail, ça aurait été de dire, bon, une histoire, c'est 2 versions. La sienne, c'est celle-ci. Quelle est la version de la partie adverse? Et dans ce cas-là, ils auraient compris que, notamment pour Evan Chandler, pour venir à 93, dès le départ, le mec, c'est un scénariste raté, qui est dentiste, et qui fait des scénarios, en plus, qui sont d'une qualité très discutable. Son film chef-d'œuvre, c'est Robin des Bois, des Hommes en collant, et qui, en fait, voulait 20 millions de dollars auprès de Michael. En plus, comme si Michael avait les ports d'Hollywood, alors qu'à cette époque-là, même Michael galérait à faire des films. Absolument. Parce qu'il était bloqué par les Spielberg, les Katzenberg, Geffen et compagnie. Bon, ça, c'est encore un autre pan. Mais ça pour vous dire que dans tous les cas de figure, quand on refait le film, on regarde tout ça. Alors après, on peut te dire, oui, mais s'il n'avait pas fait Bachir, s'il n'avait pas fait ça, ça aurait été autre chose. Je pense que dès 93-94, les dés étaient malheureusement pipés et les jeux étaient un peu faits. Et encore une fois, même s'il avait été au procès en 93, avec d'abord un pénal et après le civil, même s'il avait été acquitté, ça aurait été pareil, on aurait continué à dire, ouais, mais bon, il a acheté machin. Parce que c'était Michael Jackson. Et tout à l'heure, tu le disais aussi très bien, Sam, c'est que depuis qu'il est petit, c'est un être humain qu'on a traité comme une valeur marchande, comme une marque. Et même, d'ailleurs, ses avocats le disent. Donc, c'est ça là, aussi le côté cynique de l'affaire, c'est que c'est limite affirmé par les gens qui le défendent. Alors oui, l'Estate fait beaucoup d'argent autour des spectacles et autres, mais pour eux, c'est une franchise, c'est une marque qui fait des t-shirts, qui fait plein de choses. Mais c'est un artiste, c'est un être humain, c'est ce qu'il faut, je pense, c'est ce qu'il faut rappeler aussi aux gens. Et en tout cas, tout le long de sa vie, il n'a été traité que comme ça. Ouais. Donc, toute la méfiance qu'il pouvait avoir du monde en général, et je pense que pour essayer de faire comprendre aux gens que Michael Jackson, c'est pas le voisin, parce qu'en début de chat, quelqu'un a dit, ouais, mais si ton voisin de 40 ans faisait tomber les enfants, Oui, c'est pas pareil. ton voisin, c'est pas Michael Jackson, il n'a pas vécu depuis l'âge de 5 ans dans le showbiz, il n'a pas été coupé de la réalité depuis l'âge de 5 ans, donc c'est pas la même chose. Maintenant, je pense que malheureusement, il était dans un environnement où de toute façon, tout était faussé autour de lui, et que malheureusement, ils ont trouvé la faille pour le faire tomber, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que quand on t'attaque sur quelque chose qui te tue profondément, de façon pure, et sur lequel on veut te coller une image de criminel, en fait. C'est ça et c'est ce qui s'est passé. Et pour moi, 2005, quand il est acquitté, c'est une première mort. Il ne va pas s'en remettre. Il va errer. Il n'arrive plus à retourner à Neverland. D'ailleurs, les photos qu'on voit à Neverland où Michael il a ce visage un peu immobile, finalement, c'est des photos, il faut le savoir, ce n'est pas des photos de fin 2005, il n'est pas retourné, c'est des photos juste avant le procès. Elles ont été mal référencées, entre autres, mais c'est des photos qui ont été prises en début d'année 2005 avant le procès. Et il y avait Karen Fay qui était dans le coin à l'époque. Ouais. Mais c'est dur, c'est vraiment dur d'être, surtout, alors peut-être un peu encore plus avant sa mort, mais c'était dur d'être fan de Michael Jackson. Parce qu'en fait, on te discréditait d'office dès que tu défendais Michael. Ah, c'est parce que tu es fan. Ouais. Tu vois, tout de suite. Alors que toi, tu es documenté, tu as des bouquins, tu as des trucs. Et moi, souvent, jusqu'à maintenant, ce que je fais, quand les gens, parce que les gens, finalement. Je vous abandonne 2 petites minutes, les gars, j'arrive. En fait, les gens, finalement, ces arguments, tu es fan machin, et tu envie de toute façon, moi, je ne cherche pas à convaincre les gens qui le pensent coupable. Quelqu'un fera ce qu'il veut. Mais tu envie de leur dire, réfléchis 2 secondes. Même on va revenir sur le scénario, tes parents, ton gamin se fait abuser. Tu ne vas pas accepter que l'argent, si tu sais que derrière, tu peux avoir un vrai procès pénal. Bien sûr. Donc, les gens, finalement, ont décidé que Michael était coupable. Et ils ont décidé que Michael Jackson voulait devenir blanc parce que ça les arrangeait pour une quelconque raison qui leur appartient. Ça a arrangé les gens que Michael Jackson veuille devenir blanc et qu'il soit un PDF. Et je vais même te dire, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est pas que ça les arrange, c'est presque que ça les rassure. Parce qu'à un moment donné, quand tu es Michael Jackson, que tu montes aussi haut, que tu fais tellement pour les autres, tu vois, ça te rassure de te dire, ah non, finalement, il y avait anguille sous roche, quoi. Ouais, tu vois, c'est trop beau pour être vrai. On peut pas voir quelqu'un d'aussi haut être aussi bon en même temps. Je dis pas que Michael n'avait pas de défaut, attention. Bien sûr. Mais c'est ça qui se passe aussi, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui monte trop haut, tu sais, c'est le panier de crabe, tu vois, qui rattrape et qui essaie de faire redescendre. Il te renvoie à tes limites, il te renvoie à tes échecs, il te renvoie à ce que tu n'arrives pas à faire, à ce que tu aimerais être. Donc forcément, tu vas trouver quelque chose à. Mais moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est quand parce que les gens sont sûrs que Michael Jackson est pédophile. Et moi, je dis aux gens, ok, tu es sûr de toi. Raconte-moi l'histoire, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois, c'est un petit garçon. Un truc. Ah, tu crois. Donc là, les gens n'est plus dans l'incertitude, on est dans la croyance.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus. Ah, donc tu sais pas. Ok. Moi, je vais te raconter l'histoire maintenant. C'est un papa qui a drogué son fils et je raconte l'histoire. Et puis là, on te fait un sourire, comme quoi, mais vas-y, de toute façon, t'es pas objectif. Ah, t'embêtes plus à leur expliquer, tu leur mets le lien Non. de mes vidéos et puis c'est bon maintenant. Oui, ouais, t'as bien vu que j'ai partagé en masse ta vidéo. Hein. Mais c'est dur parce qu'en fait, tu n'as même plus. En fait, les gens te discréditent d'office. Il n'y a même plus de discussion. C'est qu'en gros, tu peux leur montrer par A plus B, comme tu sais, le vitiligo. J'en fais un parallèle avec ça. J'ai toujours dit aux gens, non, il est malade, il a un problème de peau, etc. Non, il se blanchit. OK. Quand il est mort, il y a eu le certificat de décès qui est sorti. Il y avait écrit, il y a des taches de vitiligo, effectivement. Ouais, tout à fait. Tu montres ça aux gens, tu leur montres, ils veulent pas croire. Ouais, même ça. Pardon? Oui, mais allez-y. Mais tu vois, c'est comme l'accord. C'est ce que je vous disais. L'accord entre Chandler et Michael est dispo sur Internet. Pour les détracteurs qui semblent connaître l'affaire de A à Z, mais ils sont même pas capables de t'expliquer ce qui est écrit dans l'accord. Et on en parlait avec Richard. Bon, bah, du coup, je vais faire de la pub pour le site. Il y a un site qui s'appelle Destin de Star. Je crois que c'est ça, Richard. Destin de Star. Il y a quoi? Il y a une vingtaine d'articles contre Michael sur ce truc. Et la journaliste, on va dire celle qui tient ce blog-là, elle a mis les trucs en ligne où elle parle justement de l'accord. Mais quand elle décrypte l'accord Chandler, elle parle que c'est le silence qui a été acheté. Mais pourtant, c'est écrit noir sur blanc que non. Donc, en fait, on a que ça. Et il y a des gens après qui rédigent très bien leurs trucs, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça n'est jamais fondé et basé sur rien. Et d'ailleurs, ce destin de star, vous verrez que même sur l'affaire Living Neverland, enfin, c'est presque du pain béni pour elle, alors que pourtant, Living Neverland, c'est encore plus facile à débunker que Chandler et Arvizo. Ouais, mais encore plus facile à débunker. Il faut voir une chose quand même, c'est que au plus nous avançons aujourd'hui, au plus nous entrons dans une ère où une présumée victime a forcément raison. Bon. On enlève présumé. On enlève présumé aujourd'hui. C'est les victimes. On parle de victimes directement. Voilà. Et c'est terrible à dire parce qu'évidemment, il y a des victimes qui ne sont parfois pas entendues, pas crues, et c'est regrettable parce qu'elles sont des vraies victimes, etc. Et on oublie malgré tout qu'il existe aussi des gens malveillants. Il existe des gens malveillants, et le procès Arvizo a montré clairement, de A à Z, à quel point la famille Arvizo, derrière la mère, étaient des gens malveillants qui cherchaient à profiter de l'image de cet enfant cancéreux, malade, pour récupérer de l'argent. Je rappelle 2-3 faits. Elle fait croire que les frais des soins de son enfant ne sont pas pris en charge, alors qu'en fait, l'assurance du père les prend en charge. Et elle va commencer à taper dans les portefeuilles de célébrités, y compris jusqu'à Chris Tucker, y compris jusque je ne sais plus quel humoriste. Voilà, merci. Et progressivement, ces gens-là vont se rendre compte qu'en fait, ils se sont fait avoir. Et donc, Michael arrive en bout de course, c'est-à-dire c'est le dernier pigeon. C'est le dernier pigeon qu'ils vont, pendant un bon moment, profiter, où il va tout acheter. Il va acheter, y compris des séances d'épilation, je crois, si ma mémoire est bonne, pour la mère. On a une bagnole, etc. Et Michael était comme ça, il donnait énormément. Il était tellement généreux qu'il donnait énormément. Il cherchait même pas à comprendre. Bon, hein, le résultat, c'est qu'à la fin, quand le porte-monnaie se ferme, et ben là, boum, ils attaquent Michael Jackson et on fait témoigner ce gamin pour dire avec son frère, avec sa sœur, qui se contredisent à tous les étages, qui disent des choses qui ne sont pas cohérentes. Et là, on voit bien progressivement que avec tous les médias qui sont sur le dos de Michael Jackson et qui le mettent comme coupable et qui sont déjà en train de prévoir comment on va filmer la prison, l'arrivée dans la prison, et que Michael Jackson va-t-il survivre lorsqu'il sera en prison, etc. Ils ont montré les photos de la prison dans laquelle ils montrent des prisons. Ils avaient déjà les plans, la cellule, etc. Et
le verdict tombe et les bras des journalistes tombent en même temps en disant quoi, comment comment c'est pas possible, ils l'ont innocenté parce que ces journalistes étaient aveuglés par leur vision de Michael Jackson. Ils étaient persuadés que dans l'affaire 93-94, il était coupable. Ensuite, parce que pour eux, Michael Jackson, de toute façon, était un dingue. Et le documentaire de Bachir n'a évidemment pas aidé dans cette affaire-là. Et après, je pense qu'il y a une volonté aussi quelque part de voir les idoles tomber. Je crois que quand quelqu'un monte effectivement trop haut et paraît trop généreux, on dit ça cache quelque chose. C'est pas possible. Parce qu'on regarde avec nos propres lunettes à nous, en disant moi je suis pas parfait, je comprends, je suis sûr que ce mec-là, il nous cache quelque chose. Quelque part, ça nous renvoie à nous-mêmes en disant que nous, on serait certainement pas aussi généreux que ça si on avait plein de thunes. C'est pas normal. J'avoue. C'est pas normal ce mec-là, c'est bizarre quoi. Et puis moi, je laisserai jamais des gosses dormir dans ma chambre parce que sinon ça voudrait dire quelque chose. En fait, les questions que pose Bachir et que posent pas mal de gens, c'est parce qu'ils sont pas du tout dans la tête d'un Michael, parce que un Michael Jackson, effectivement, il n'a pas la même vie que Monsieur Tout-le-Monde. Il a été plongé dans un monde très fermé, très religieux aussi pendant de nombreuses années. Et donc, il y a des tas de paramètres qu'on ne pige pas. Et à la fin, on dit, ce mec-là, il est bizarre. Oui, certainement qu'il est bizarre pour nous, parce que nous avons vécu comme Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, forcément, on ne réfléchit pas de la même manière. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde a cru que Michael Jackson était coupable parmi ces journalistes, et ils se sont tous tombés comme ça, en se disant il était innocenté. Et c'est des années d'enquête, le FBI a fait des enquêtes. Je rappelle que même lorsqu'il n'y avait pas de procès, le fameux Tom Sneddon, le procureur, cherchait encore pour voir s'il n'arrivait pas à faire. On voit, souvenez-vous, je crois que c'est. Ils ont même menacé presque des parents. Alors, je remonte un peu à l'affaire Chandler, mais ils ont menacé des parents, ils ont harcelé des parents pour que les gamins témoignent, disent allez, tu peux le dire, tu t'es fait toucher. Enfin, c'est presque un scandale. C'est des techniques judiciaires. Des techniques policières, tu sais ce que c'est. Quand tu as deux personnes qui sont séparées, qui sont censées être complices, on vient dire à l'autre, non mais c'est bon, l'autre nous a tout dit, alors maintenant si tu veux sauver ta peau, tu as intérêt à nous donner ta version de l'affaire parce que lui, il te met tout sur le dos. C'est des techniques comme ça, policières d'interrogatoire, qui ont été faites et qui essayent d'obtenir des choses. Ce qui est intéressant, je dirais, c'est pas forcément ces techniques-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont rien obtenu. Parce que si effectivement ils avaient obtenu quelque chose, on pourrait se demander la validité. Mais même en cherchant à manipuler, à être les plus retors pour essayer de bluffer les gamins et de les forcer à dire quelque chose, ils n'ont rien obtenu. Donc ça, c'est assez intéressant. Et l'enquête du FBI aussi, il y a eu du FBI, le FBI n'a rien trouvé. Donc à un moment donné, quand on arrive... C'est pas 2 ans, c'est 14 ans, je crois, le FBI. C'est pas 2 ans, c'est pas 6 mois, c'est 14 ans, il me semble. Oui, c'est aussi Aaron Carter. Tu prends le cas d'Aaron Carter qui raconte comment sa mère avait pris un accord avec les flics ou je sais plus qui pour qu'ils disent des choses, et lui, il dit à sa mère, mais maman, t'es folle, Michael n'a rien fait, qu'est-ce que tu as fait? Bien sûr, et tu as aussi l'acteur des Goonies, là, comment il s'appelle déjà? Corey Feldman. D'ailleurs, j'ai envoyé une vidéo à Carlito et à Richard là cette semaine de Corey Feldman. C'était très chouette ce qu'il disait sur. Toujours défendu, mais qui lui, et c'était intéressant aussi Corey Feldman, parce que Corey Feldman a été victime de et à Hollywood, précisons. J'allais dire. À Hollywood. À Hollywood, il a été victime de prédateurs de ce genre de choses, et il disait aux policiers, Michael Jackson ne m'a jamais rien fait, mais par contre, d'autres m'ont fait, et je vais vous donner les noms. Et les journalistes, tout comme la police, n'en avaient rien à cirer. Ce qui les intéressait, c'était Michael Jackson. Le reste, ça ne nous intéresse pas. C'est quand même assez incroyable de voir qu'il y avait cette volonté de tomber sur Michael Jackson. Et il dit un truc qui m'a marqué. Il a dit I was surrounded. C'est-à-dire que j'étais entouré, mais quasiment enseveli, quoi. C'est de prédateurs.
Et il a dit qu'il a les noms. Il dit, mais les policiers ne voulaient rien entendre, c'était Michael, Michael, Michael. Et il dit quoi? Il dit, je me suis demandé ce que Michael avait refusé de faire pour qu'on veuille, pour avoir une cible dans le dos comme ça. Alors, Et moi, ça, je suis Le pas. catalogue. Voilà, alors ça, c'est une question. C'est une question sur laquelle moi je suis en désaccord avec pas mal d'interprétations, c'est de dire que il y a eu des gens qui ont orchestré un complot, et notamment sur les affaires 93 et 2003, où il y a des gens qui ont joué dans les coulisses parce qu'il y a cette affaire de catalogue. Moi, je pense que l'affaire du catalogue vient après et qu'elle n'a rien à voir avec tout ça. Maintenant, Oui, moi je suis d'accord avec toi pour dire que c'est deux choses différentes. Par contre, elles ont un lien parce que effectivement, ça a arrangé les gens. Tu vois, à un moment donné, quand tu as Sony qui lève pas le petit doigt quand Michael se fait accuser. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire. Je dirais pas que ça fait partie d'un complot, une conspiration autour de Michael. Je ne pense pas. Mais par contre, je pense que ça tombait bien pour eux et qu'ils n'étaient pas contre dans l'idée que Michael soit lâché comme ça par le public. Ouais, moi, je serais un peu plus nuancé que vous là-dessus, dans le sens où, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait totalement un complot, mais je ne pense pas que les gens ont fabriqué ça de toutes pièces, mais je pense qu'ils ont utilisé et ils ont orchestré, enfin, ils ont, quel mot je pourrais dire, ils se sont servis de certains leviers pour atteindre Michael. Parce que n'oublions pas que nous sommes aux États-Unis, un pays racialiste, hein, où tout est très racial. Il y a des églises pour noirs, des églises pour blancs. Il y a, surtout à l'époque, c'était vraiment, voilà. Même la musique est très catégorisée, musique noire, musique blanche, les Grammy Awards, c'est pas pareil que tu vois, tout est vraiment très racialisé là-bas. Michael Jackson possédait, parce qu'on dit souvent le catalogue des Beatles, mais en réalité, c'est pas que les Beatles. Il possédait quasiment l'industrie. Et donc, par extension, les Blancs. C'est un noir qui possédait, entre guillemets, les Blancs. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pas acceptable. Exactement. Et comme Lewis Farrakhan le dit, il a dit, vu que excusez-moi, enfin, il a utilisé un terme pour dire noir, mais un peu plus... voilà, il a dit eh ben, on va lui retirer sa gloire, on va salir son image, on va lui retirer tout ce qu'il a pour justement empêcher qu'il puisse changer le récit. Bien sûr. En fait, à un moment donné de l'histoire, on va clôturer sur l'affaire Arvizo, on va avancer, puis on va passer sur Living, mais pour faire simple, au moment, en 85, quand Michael fait l'acquisition du catalogue ATV, les Blancs, on va parler crûment, les Blancs qui étaient là-haut dans l'industrie, on regardait ça et on dit oh, mais attends, le petit noir, il n'a pas compris, il peut aller faire ses conneries de thriller, de machin et tout ce qu'il veut, mais c'est pas ça qu'on attend de lui. Et là, pour moi, il y a une rupture avec l'industrie quand Michael fait l'acquisition Absolument. des TV Music. Et c'est moi, on ne peut pas ne pas penser autrement sur la volonté de l'industrie de détruire Michael, entre guillemets, ce qui est paradoxal aussi encore aujourd'hui, parce que c'est l'artiste décédé qui rapporte le plus d'argent. Mais il faut pas se leurrer là-dessus, surtout qu'en 85, on est encore dans une société raciste, entre guillemets, dans la mesure où... alors, la musique se mélange, les Blancs écoutent les Noirs écoutent les Blancs, il n'y a pas de problème, mais on est encore quand même dans ce côté clivant de les Noirs, ils font de la musique, on aime bien leur musique, mais on ne leur demande pas de faire plus que de faire voilà, de la musique. C'est ça. C'est pas une histoire d'écouter ou pas, ou de danser avec un blanc ou un noir. Là, il s'agit de posséder quelque chose. C'est-à-dire que Michael a 27 ans, il vient de faire Thriller, il a battu tout le monde, il a redonné naissance, on va dire, enfin, il a revitalisé le monde du disque. Et en plus, il achète ça. Et moi, je me rappelle très bien à l'époque, en 85, les journaux télé qui en parlaient, il y avait notamment Patrice Blanc-Francard, des Enfants du Rock et autres, qui étaient scandalisés, qui disaient, mais en plus, si tu veux, en plus, Michael, il a incarné quand même une Amérique très capitaliste, notamment pour les Européens et les Français, en mode, c'est Pepsi-Cola, c'est Trump, amitié avec Trump. Voilà, oui. Ils avaient peur que Michael, en gros,
se servent des Beatles pour faire de la pub pour du savon, des bouteilles de coca. Enfin bon, en fait, il a très bien géré l'affaire, quoi, entre la gestion des Beatles et les rachats successifs qu'il a fait après pour avoir, comme le disait tout à l'heure Sam, de posséder, on va dire, la moitié. Quand tu écoutais Eminem, Korn, Pearl Jam ou Shakira, bah, tu donnais l'argent à Michael Jackson, quoi, en fait, finalement. C'est ça que les gens me sont du mal à comprendre. Pour en venir à l'histoire de complot, machin bidule, moi, je ne crois pas à un complot contre Michael Jackson par rapport à tout ça, que tout est lié, mais je crois à des luttes d'influence. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout le monde a cherché de instrumentaliser. À instrumentaliser, à récupérer, à faire la mise sur lui, à le contrôler, à avoir une part du gâteau que représente Michael Jackson. Et à un moment donné, bon, bah, c'est comme un match de foot, tu vois, tu as chaque joueur qui veut essayer de placer un but, il y en a un qui se détache et qui va marquer le but. Bon, bah, ce sera peut-être soit Sony, soit EG, soit machin, bon. Ou alors l'affaire Arvizo qui a déjà fait un premier essai. C'est qu'à un moment donné, beaucoup de gens jouaient contre lui sans qu'ils soient tous pour autant raccordés par un réseau. Voilà, il ne faut pas imaginer que ce soit ça. Après, il peut y avoir, oui, peut-être eu des incointances ou autres, mais je pense que c'était plus des luttes d'influence qui ont commencé à partir du moment où Michael a renversé l'échiquier dans le monde du publishing. C'était le premier à faire ça. Maintenant, on voit tout le monde qui vend ses catalogues, la Springsteen, tout ça, de leur vivant, ils vendent leur catalogue. Bob Dylan a vendu son catalogue, tout le monde le fait. Et lui, il a été le premier à les acheter, à les faire fructifier et à créer Sony ATV, qui maintenant est redevenu Sony parce que, comme vous le savez, Sony a racheté la part de Michael à l'estate. Oh, comme par hasard. Qui d'ailleurs a créé Monsieur Branca. Un gros foie, voilà. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, on remarque des personnages qui sont là, qui sont ici, qui sont virés, que Michael retrouve, qu'il revire. Et ben Branca, c'est le fil rouge du truc, quoi. Donc, parce que Michael l'avait viré parce qu'il pensait qu'il servait les intérêts de Sony. Exactement. De Sony plus que les siens. Quand on dit Branca aux affaires, je pense qu'on va trop en besogne. Mais par contre, effectivement, bien comprendre que Michael était vraiment la poule aux œufs d'or que beaucoup de gens voulaient avoir, que ce soit la Nation of Islam, Sony et d'autres personnes, ça, les faits le prouvent. Et je pense qu'encore une fois, là-dessus, il était aussi coincé. Il a tenté de devenir indépendant, tant bien que mal, au début des années 2000, sans vraiment réussir à le faire. Et finalement, bon, voilà, il était. Mais après, c'est pas le seul. Dans sa génération, il y a Prince qui a eu pareil en quittant Warner. Il y a eu, moins connu, mais Terence Stamp aussi. Plein d'artistes comme ça ont essayé de prendre le contrôle de leur production pour le mettre sur Internet et de gérer ça. Donc, George Michael aussi, bien sûr, son procès avec Sony. Donc, c'est des générations d'artistes qui étaient un peu dans le système, en même temps rebelles, dans un sens où elles voulaient être indépendantes artistiquement et financièrement. Ouais, je pense qu'ils savaient qu'ils se faisaient douiller par les maisons de disques, de toute façon, les artistes. Oui, et puis Prince, rappelons aussi avec Prince. Hein. Et aujourd'hui, ça se répète avec Spotify. Combien d'artistes quittent Spotify en ce moment? Enfin, c'est un autre débat, mais maintenant, tout le monde quitte Spotify. On va essayer de pas trop s'éparpiller. Voilà, c'est pour montrer que c'est toujours le même schéma. C'est qu'à un moment donné, tu as un gros acteur qui veut contrôler les artistes. Les artistes, bah non, un artiste, c'est un artiste, il faut aussi respecter son indépendance. Tout à fait. Je vous propose, parce qu'on a beaucoup élargi sur Arvizo et Chandler, je vous propose qu'on évoque un peu l'affaire Living Neverland, parce que Living Neverland, c'est un gros paradoxe, parce que c'est à la fois l'élément qui relance un peu la machine du Michael Jackson coupable, et en même temps, c'est le truc qui est le plus débunkable du monde. Mais littéralement, parce que je commence à travailler sur la vidéo de Living Neverland que je ne vais pas faire tout de suite parce que je vais être très honnête avec vous, les copains. Là, j'ai besoin de refaire de la vidéo musique de Michael. Là, j'en ai fait 3 d'un coup cette semaine pour les membres soutien et ça n'a pas franchement fait du bien. Mais bon, j'ai quand même commencé à peaufiner l'écriture de Living Neverland. Et donc la question que je vais vous poser, c'est vous, comment vous réagissez quand vous apprenez qu'il y a un festival, Sundance, qui propose de diffuser un documentaire sur des gens qui accusent Michael Jackson. Vas-y Richard, je t'en prie. Alors moi, en fait, quand j'ai appris ça, je me suis remis dans la tête qu'effectivement, il y avait cette histoire de Wade Robson dont l'affaire avait commencé quelques années plus tôt, parce qu'elle avait commencé, je crois, ça en 2014 ou un truc comme ça. Alors, l'affaire Robson, elle commence en 2013 et elle termine en 2013. Mais en mémoire, ça, quoi. Juridiquement, après, j'entends. Et moi, ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est cette photo incroyable sur le yacht de David Geffen, où tu vois Oprah Winfrey, avec la légende qui dit Oprah Winfrey visionne
en exclusivité Leaving Neverland sur le lieu de David Geffen pour son anniversaire. Et là, je me dis, oh là là, c'est quoi cette bande de bras cassés ensemble? Quand on sait ce que David Geffen a tenté de faire à Michael Jackson dans les années 90, à savoir encore une des personnes qui a cherché à le casser, en tout cas à reprendre la main sur son empire. Donc, et qui est en guerre ouverte avec les States, qui est toujours celui qui. En fait, Geffen était en guerre avec CBS et Yetnikov parce qu'il voulait contrôler Michael, et après, il était toujours en guerre par rapport au camp Jackson. Et donc, moi, cette photo m'a toujours interloqué et ça m'a toujours estomaqué de voir que les médias n'ont pas relevé ce point-là, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas étudié le dossier, ils n'ont pas compris les connexions entre les uns et les autres, ils ne savent pas vraiment finalement qui est Oprah Winfrey, avec qui elle est amie, en l'occurrence Harvey Weinstein et autres, et surtout qui est David Geffen, qui est aussi discret que sulfureux, j'ai envie de dire, quand tu étudies un peu son dossier. Son palmarès. Et après, le documentaire arrive. Moi, je me suis fait la violence de le regarder parce que je savais très bien qu'après, on allait en parler. Et moi, à l'époque, je travaillais avec TF1 sur un documentaire pour les 10 ans de la disparition de Michael. Et en fait, ça nous a torpillés parce que ce documentaire a été pris comme le documentaire avec une valeur absolue par tous les médias. Et quand on expliquait on essayait d'expliquer une autre version, un autre récit, ou de montrer des arguments autres que le camp contre Jackson, on nous envoyait paître, quoi. Il y avait même une chaîne de télé qui a dit, je peux la citer, je m'en fous, c'est la TSR en Suisse, qui a dit le documentaire, on va l'acheter, mais on ne le passera pas, parce que pour nous, on veut qu'il soit montré comme PDF. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté le documentaire, ils ne l'ont pas diffusé. Et ça, c'est, encore une fois, cette façon de pratique, c'est cette pratique des médias qui est constante, c'est de se dire, nous, on veut vendre telle image de telle personne, et on va sortir à ça, et le reste ne nous intéresse pas. Ils ne donnent même pas une chance à la chose. Et maintenant, avec Internet, on a grâce à YouTube et d'autres plateformes, la chance de pouvoir produire et de visionner des contenus, j'ai envie de dire, alternatifs, qui ne sont pas des contenus complotistes, qui sont des contenus de gens qui étudient le dossier, qui conseillent. Moi, je suis pour que les avis pour et contre se confrontent, mais au moins qu'on laisse la partie pour s'exprimer et la partie contre s'exprimer. Mais avec Leaving Neverland, on a vite compris que uniquement la partie contre avait voix de presse, était entendue et audible. Et la partie pour était inaudible. Moi, je l'ai vécu en tout cas. Et c'était très violent parce qu'on s'est retrouvé avec du contenu, notamment l'interview de Linda Deutsch, on avait eu Joe, on avait même rencontré Debbie à l'époque. Mais bon, on avait fait tout un parcours et qui était un petit peu finalement l'antithèse de Leaving, sans le savoir, on avait fait l'antithèse de Leaving Neverland, mais on a été torpillé parce que Leaving Neverland avait été, en plus à l'époque, tellement vendu avec une force de vente incroyable dans toutes les chaînes partout, M6 et j'en passe. Et au final, sur M6 en France, en plus, ça a planté au niveau audience. Et au final, tout ça pour ça, on a cette TV débunké. Et puis après, il y a eu le 2 qui est passé inaperçu. Nous, en France, il est passé sur Planète Plus Crime. Tu vois la chaîne. Déjà, il faut voir Planète. Et Planète Crime, il faut aussi la voir, quoi. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai très mal vécu ça. Et je me suis dit, en fait, ça ne va jamais s'arrêter. Et surtout, c'était très, très décevant de voir que ce sont deux personnes qui l'ont toujours défendu, qui d'un seul coup se retrouvent comme ça, quoi. Et après, encore une fois, tu des dossiers. Il faut voir pourquoi Robson a commencé à porter plainte. Il faut voir comment c'est fait, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Non, et puis encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de constater, je développerai un peu plus après parce que je vais vous laisser parler, mais juste pour dire ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, on tombe sur des profils qui se retrouvent endettés jusqu'à la moelle et que on est toujours sur ce profil. Moi, je veux dire, le jour où c'est un milliardaire qui a vécu enfin avec Michael et qui commence à accuser Michael, je pourrais peut-être m'interroger. Macaulay Culkin, par exemple. Ce gars-là, l'exemple, il est parfait, Sam. Demain, tu as Macaulay Culkin qui fait un rétropédalage et qui s'attaque à Michael, tu te dirais, bon, le mec, le mec, il manque de rien. A priori, l'argent, c'est pas mobile, tu vois. Donc, Brent Barnes, je connais pas bien c'est différent. Non, je connais pas bien sa vie aujourd'hui. Je sais pas où il en est financièrement, mais en tout cas, Brent Barnes a toujours la même position vis-à-vis de Michael. Aaron Carter aussi, je crois. Maintenant, il est décédé, Aaron Carter. Oui, mais il a toujours défendu jusqu'à la dernière minute, quoi. Toujours. De toute façon, regardez, tous ceux qui ont vécu enfin avec Michael et qui n'ont pas de problème d'argent, il se passe rien. Donc, on parle de Aaron Carter, Corey Feldman, Macaulay Culkin. Donc, Brent Barnes. Le petit qui jouait dans La Vie de famille, là, Steve Urkel. Richie, il jouait le petit Richie, là.
Non, c'était. Emmanuel Lewis? Non, c'était Alfonso Non, Ribeiro. Alfonso Ribeiro. Ah, non, ça Alfonso Ribeiro. c'est. Ouais, oui, ça c'est encore un autre. Ça, c'est Bon, en tout Carlton cas, Banks. ça. voilà, en tout cas, force est de constater que on n'a jamais ce genre de profil qui s'est retourné contre Michael Jackson. Mais je vous laisse la parole, je développerai un peu plus après parce que je suis extrêmement chaud. Carlito, je te laisse réagir. Toi, Living Neverland, tu l'as vécu comment cette annonce? Très mal. Envie de vomir. Sachant qu'en plus, il avait fait en plusieurs parties, je crois 2 de tête. C'était encore une fois M6, hein, comme quoi c'est toujours eux, hein. Les grands acteurs. C'est les pires, c'est les pires. Moi, je vais la faire plusieurs fois, c'est les pires. Ah ouais, franchement, et pareil, émissions qu'ils mettent en seconde partie de soirée, etc. Donc, les ingrédients sont les mêmes hein, quand on regarde bien. Donc, d'ailleurs, j'embrasse Hector Barjot qui s'était très bien défendu face à Dan Reed pour le débat après sur M6. Absolument. Donc, du coup, ouais, non, c'était du dégoût. Après, bon, je me suis dit que pour avoir un avis, j'étais entre guillemets obligé de consommer leur bizarrerie jusqu'au bout. Effectivement, c'était un document à charge, hein, à charge. Mais je pense que le premier truc où j'ai été attristé, c'était en gros de parler d'une personne qui n'est plus là. Donc automatiquement, les premières interrogations qui me sont venues à moi, c'était supposons que ce soit vrai ce que vous dites. Pourquoi ne pas avoir fait tout ça du vivant de l'intéressé? Donc je trouvais ça un peu dégueulasse. C'était pour moi un peu une association de malfaiteurs, grosso modo. En aucun cas on voyait les clans d'autres parties. Et c'est même des commentaires, des prises de parole qu'on a pu voir par la suite par les 3T, les fils de Tito. Qu'en aucun cas ils ont fait appel à Chubb pour un peu contrebalancer et qu'il y ait un peu de versions et ça serait entre guillemets au public de trancher entre guillemets par rapport à leur opinion qui pourrait se faire. Mais là c'était que pour défoncer l'artiste quoi, à charge, etc. Donc moi je comprenais pas. Alors je connaissais pas très bien James, enfin Sepchak, là, même si dans le reportage il montre un peu le fil conducteur, qu'il a été présent pendant une partie de la vie de Michael et qu'on le voit dans des projets, publicités, etc. Mais par contre, j'avais plus d'éléments concernant Wade Robson que je suivais depuis quelques années parce que on va dire dans les années fin 90, début 2000, il était en plein explosion. Il avait son émission sur MTV, Wade Robson Project. Donc j'aimais un peu le personnage. Puis il était entre guillemets en vogue hein, sur un peu les pop stars du moment, les Britney Spears avec qui il est sorti. Voilà. Et qu'il est sorti, on comprendra que toute sa vie, il a fait tout ce qu'il pouvait pour entre guillemets rentrer dans la famille de Michael. Il est sorti avec l'une de ses nièces, qui a d'ailleurs également eu un témoignage par rapport à Wade Robson. Donc, si les personnes qui n'ont pas vu, je vous inviterai à voir les dires que la nièce de Michael a à ce niveau-là, qui sont assez Randy Jackson, hein, voilà, préciser. qui sont assez troublants. Et ouais, par contre, Wade, c'était devenu mon ennemi par rapport à ça, quoi. Donc, j'étais un peu dégoûté. Je me dis, je reviens sur Wade parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, entre guillemets. Mais en gros, toute sa vie a été agencée en fonction de Michael. Je crois que de base, il vient d'Australie, ce gars. Ils sont venus aux États-Unis, concours de danse, etc. Donc, la mère qui a tout fait également pour qu'il soit dans la sphère de Michael. Puis, entre guillemets, il est un peu devenu ce qu'il est grâce à Michael, quoi. Donc, après, le personnage décède. Il veut intégrer en étant le chorégraphe en chef de tous ces événements, Cirque du Soleil, etc., qui sont par rapport à Michael. Il n'est pas retenu. Et c'est comme par hasard, à partir de ce moment précis, qu'il commence à mettre en exécution son plan machiavélique, quoi. Donc, Dan Reed aussi, hein, qui est un peu l'orchestre de ça. Donc, je suis un peu, j'en revenais pas. Je crois qu'on était en avril-mars 2019 de tête. Ouais. En fait, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'on apprenait en février que le truc était diffusé à Sundance, qu'il avait été récompensé d'ailleurs. Et je crois que c'était avril-mai que la diffusion sur M6 avait été faite. Je me souviens en tout cas que je voulais le voir sur M6 parce que
Je voulais le regarder pour pouvoir en parler Mm. à l'époque, je me souviens. Mais Mais ouais, je ouais, pense. j'avais l'estomac retourné. Alors, j'ai pas réussi à regarder d'un coup. J'ai regardé une partie à la télé et après j'avais regardé en replay le reste et tout, mais puis là c'est pareil, tu vois, tout était fait pour que ce soit euh, reportage à sensation, tu Mais vois. le storytelling était extrêmement bien maîtrisé, quoi. Ça par C'est contre ça oui, le ça truc. par contre oui, ça par contre oui. Donc Dannery de ce côté-là très redoutable, tu vois, contrairement au reportage de Martine Bachir, tu vois là pour le coup oui, oui. Mais ça faisait qu'augmenter la rage que j'avais en mode c'est dégueulasse quoi. Le gars il est plus là et vous êtes encore essayé de gratter de l'audimat ou de l'argent. Enfin, c'était ça un peu. Mon ressenti c'était un peu ça quoi. Ouais. Moi, je me demande quelle face il faut avoir, tu vois, pour. Tu te dis, le gars, tu l'as considéré comme un mentor toute ta vie, Ouais. et du jour au lendemain, tu l'accuses de la pire saloperie. Mm. Tu sais, je me demande quel genre de dégoût tu t'es obligé d'avoir pour toi-même en faisant des trucs comme ça. Pardon. Mm. Je prendrai la parole après. Je vais laisser Yann rebondir. Toi, mon Yann, du coup, tu avais réagi comment à l'annonce de cette affabulation? Ben, blasé. Mm. Blasé, parce que, si vous voulez, quand. Et Aphrodite Jones le dit bien dans son livre Complot, c'est qu'au moment où Michael est déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation du procès Arvizo, il n'y a rien dans les médias là-dessus pour Déni dire général. un mea culpa en disant ah ben on s'est planté quoi, on s'est planté, finalement il était innocent. Rien. Au contraire, tout laisse supposer que bon ouais, enfin en gros soit le jury a été incompétent, soit Michael a peut-être acheté le jury. Enfin, et donc du coup ça laisse la porte ouverte à nouveau un jour à ce que quelqu'un joue le jeu. Mais alors ce qui est dingue, c'est que là il est décédé et des soutiens, parce que ces deux jeunes gens étaient soutiens de Michael Jackson, même dans les moments où ils auraient pu soit ils auraient pu balancer leurs accusations au moment du procès Arvizo. Non, ils ont clairement annoncé que Michael n'avait jamais rien fait. Et dans le fameux bouquin hommage, l'immense livre Ouais, hommage Opus. à Michael Le livre Jackson, Opus. vous avez un témoignage émouvant de Wade Robson, mon mentor, mon maître, etc. Sans lui, j'aurais jamais rien pu faire. Et je veux dire, on est quand même, enfin, faut pas déconner. À un moment donné, on n'est pas con. Au moment où ce garçon et le deuxième ont des problèmes d'argent, comme par hasard, à ce moment-là, après avoir déjà demandé de l'argent, c'est-à-dire, encore une fois, ils vont à l'estate et ils essayent d'obtenir de l'argent, ils l'ont pas, et bien du coup se monte ce fameux documentaire. Alors là, Si je peux me permettre, Yann, une petite précision. En fait, Wade Robson n'a pas directement demandé de l'argent à l'estate. À l'époque, le spectacle du Cirque de Soleil Michael Jackson Immortal était en train de se monter. Et en fait, Wade Robson a envoyé un mail long comme ça à l'estate parce qu'il voulait être le directeur, enfin, il postulait en gros comme directeur artistique pour le spectacle, expliquant qu'il devait s'engager pour un film et que ça s'est pas fait parce qu'il a eu des prises de conscience machin, qu'il pensait être la personne la plus adaptée pour faire perdurer l'œuvre de Michael. Je caricature un peu, mais oui, c'est en ça, gros hein. ce qu'il écrit dans le mail et il explique que c'est le mieux placé pour mettre en scène ce spectacle et qui sera à la hauteur, qui ne les décevra pas. Et les States et Cirque du Soleil font le choix de ne pas retenir Wade Robson pour le spectacle. Donc, si vous voulez, The Immortal, c'était un peu la dernière chance pour Wade Robson, peut-être de retrouver du travail, soyons honnêtes, par le prisme de Michael Jackson, qui, je pense, l'a jamais laissé dans la mouise, comme il n'a jamais laissé aucun de ses amis dans la mouise, de toute façon. Mais que, voilà, ces gens-là n'avaient plus la vache à lait. Donc, Wade Robson n'a pas demandé de l'argent directement à l'estate, mais d'une certaine manière, leur a demandé de pouvoir bosser pour vivre. Voilà, c'était la Mais petite parenthèse. c'est quelqu'un qui est petit à petit mal vu dans le milieu. Je rappelle quand même que
il a travaillé avec Britney Spears et que il s'est quand même tiré une balle dans le pied en jouant le jeu de la séduction avec toutes les nanas avec qui il a travaillé. Et tout à coup, parce qu'il a des dettes, parce que son avenir professionnel ne va plus dans le sens où il veut, eh bien, comme par hasard, et Steve Shock, c'est pareil, il a des dettes pas possibles, et tout à coup, ces deux-là, après avoir défendu Michael Jackson toute leur vie, eh bien, on se souvient de choses. Bon, c'est tellement évident, c'est tellement gros que moi, je vois ça, je suis blasé, quoi. Et ce qui m'écoeure le plus, c'est de voir que, évidemment, les médias repartent. Après, pourtant, avoir eu le procès où il a été innocenté, eh ben non, ils y vont encore parce que ça les arrange, parce que peut-être que cette fois-ci, enfin, tout ce qu'ils ont dit, c'est une sorte de revanche pour eux. Après avoir digéré difficilement le fait qu'en 2009, à la mort de Michael, il a fallu rendre hommage, et encore pas très longtemps, hein, très vite, ils commençaient déjà à redire oui, mais souvenez-vous, il a été accusé de ci et de ça. Mais malgré tout, ils ont quand même été obligés de rendre hommage au grand artiste, machin. Et là, ça y est, ils peuvent repartir sur les affaires. Chic, ça va nous rapporter encore des sous parce que ça va faire du papier, ça va faire du buzz, ça va faire du ci et du là, on va pouvoir faire des trucs. Et tu vois à quel point il y a très peu de place pour les gens raisonnables qui veulent tout à coup dire moi, franchement, ce documentaire, j'y crois pas. Je crois pas au témoignage de ces deux hommes. Je pense qu'ils mentent. Je pense qu'ils volent de l'argent et que c'est pas nouveau. Ça a été déjà le cas dans l'affaire d'Arvizo et ça a déjà été le cas dans l'affaire de Jordan Chandler et qu'on est juste sur un nouvel item. Et c'est pas la première fois. Il y en a eu d'autres. Hein. Je crois que je ne sais plus si souvenez d'Anne Diamond qui avait été, je crois, au Québec pour rencontrer un gars qui racontait lui aussi qu'il avait été touché par Michael. Et finalement, tout ça avait été orchestré en réalité de main de maître par des proches de Victor Gutiérrez qui avait écrit un bouquin Michael Jackson Was My Lover et qui était une ode à la PDF et qui espérait bien faire de Michael Jackson une sorte d'étendard de la PDF, c'est incroyable. Tous ces gens-là qui ont finalement orchestré dans l'ombre des faux témoins avec des discours appris par cœur prouvent une chose, c'est que oui, il y a des enfants qui sont capables de mentir, soit parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs parents, soit parce que on leur a promis des choses et que malheureusement, il y a des fausses victimes et il y a des vraies victimes et que les fausses victimes vont discréditer parfois les vraies victimes et qu'on ne peut pas croire sur parole des gens qui viennent se prétendre victimes parce que dans ces gens-là, il y a parfois des menteurs. Et pour le coup, encore une fois, ces deux jeunes gens-là, Wade Robson et Steve Shock, si on décortique Living Neverland, eh ben on va trouver, là encore une fois, des incohérences énormes qui montrent que ces gens-là se trompent, encore une fois, se mentent et racontent des histoires parce que leur objectif est toujours le même, c'est trouver de l'argent. Et en plus, Victor Barjou a été en France. Je salue Fabrice parce qu'il a eu le courage d'aller se confronter dans les émissions alors que les gens voulaient qu'il se déguise en Jackson pour faire le neuneu. Lui, sur Balance ton poste, on lui a demandé de mettre des t-shirts qu'il a refusé. Il n'a pas voulu faire ça et il est resté sobre et il est resté digne. Et pour pas montrer une image débile de fans que les médias adorent avoir ça, hein, parce que ça fait bien de voir que les fans sont tarés et donc forcément ils sont complètement aveuglés par leur idolâtrie. Non, si Michael Jackson était coupable, eh bien nous aurions la tête basse et nous aurions certainement une autre vision de notre idole. Ce serait certainement plus notre idole. Donc ça ne nous empêcherait pas de reconnaître son talent, mais ça serait entaché, ça c'est certain. Donc non, il est question de gens comme nous qui avons une idole, avons effectivement un respect immense pour cet artiste et de faire des recherches. Et à un moment donné, de dire, là, il y a tellement de faits concordants que pour nous, il est innocent. Et l'affaire Living Neverland, encore une fois, c'est une affaire de chantage et d'extorsion. Et ça ne nous empêchera pas
de dire qu'évidemment, toutes les victimes de ce genre de choses ont le droit de parler, d'aller en procès, mais là, ce n'est pas des vraies victimes. Tout à fait. Je vais être assez. Enfin, je vais te donner la parole, Sam, avant. Je vais être factuel. Je me suis noté pas mal pas mal d'éléments. Pas mal d'éléments que je vais vous retranscrire là juste après, qui vont vous donner beaucoup de visibilité sur les incohérences de SafeChuck et de Robson. Sam, toi, tu avais réagi comment par rapport au documentaire? Ben, pareil que Yann, un blasé, c'est le mot. Encore, le côté encore. Et autant, tu vois, en 2003, je me suis dit, bon, bah, si ça arrive une deuxième fois, c'est peut-être qu'il y a vraiment un truc, jusqu'à que je vois le procès, etc. Mais là, je me suis dit, là, je sais que c'est une opération médiatique, etc. Et tu disais tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, que c'était bien ficelé, le storytelling. Et justement, c'est trop bien ficelé on sent que c'est une fiction. Tout à fait. Le reportage commence, on a l'impression que Neverland, c'est une espèce de la maison d'un ogre, une espèce d'ogre esselé. La etc. maison en pain d'épices, quoi. Exactement, avec la petite musique de l'exorciste derrière et tout. Tout est fait pour te mettre mal à l'aise et te mettre dans un état de dégoût. Moi, j'ai regardé le reportage, j'ai eu envie de vomir. Et je me suis dit, purée, celui qui n'a pas de recul, celui qui n'a pas il n'a pas vérifié les dossiers avant de regarder ça, oui, il va être dégoûté. Ça, c'est clair et net. Après, rapidement, bah, je vois les incohérences un peu comme toi. Hein. Oui, je me suis fait V dans la gare. Oh, mais la gare n'existait pas. C'est bizarre. L'autre, il a défendu Michael pendant le procès. Et là, maintenant, donc c'est un parjure. Il a commis un parjure, clairement. Et il n'est pas inquiété par ça. Il n'y a pas de problème. Non, alors, je vais te dire pourquoi. Il n'est pas inquiété par le parjure parce qu'en fait, tu as une prescription pour le parjure. La prescription du parjure aux États-Unis, elle est de 3 ans. Donc, si tu veux, étant donné qu'il a témoigné en 2005 et que là, ces déclarations, elles sont de 2013, si tu veux, tu as le délai de 3 ans de prescription est déjà passé et c'est pour ça qu'il ne prenait aucun risque, si tu veux, d'être poursuivi pour parjure. J'entends, mais au-delà le fait d'être inquiété par la justice, je te parle de l'éthique journalistique, de dire mais cet homme a menti. Cet homme avait dit que Michael était... Et jamais ça ressort, ce truc-là. Jamais il ressort qu'ils ont été déboutés 2 ou 3 fois par des juges dans différents États, il me semble, avant Living Neverland. Ça aussi, ça c'est pas mentionné. Donc, je regarde... Vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, c'est surtout je rebondirai encore après, mais c'est même la stratégie judiciaire, la stratégie juridique, pardon, mise en place pour savoir comment poursuivre et comment obtenir de l'argent, parce que on ne parle que de civils dans les poursuites quasiment. Mais je développerai après. Ouais. Donc effectivement, c'est un Wade Robson. Moi, je suis un peu comme Carl. J'ai regardé Wade Robson Project, moi, parce que je dansais et tout, donc les chorégraphies. Donc moi, j'aimais bien ce personnage de base. Et j'ai été vraiment dégoûté de voir ça. Et effectivement, une fois que tonton Michael n'est plus là pour donner l'argent, pour ouvrir des portes à Hollywood, on n'arrive plus à se faire de l'argent tout seul. Et bizarrement, on a des souvenirs qui se créent, des choses comme ça. Donc moi, j'étais vraiment dégoûté. Et moi, la personne qui me dégoûte le plus dans tout ça, c'est Dan Reed. Vraiment, cet homme-là, c'est... c'est l'opportunisme de bas étage, quoi. Mais tu le sens dans son regard, dans sa façon de parler, tu le sens dans sa façon de faire le montage. Je me rappelle d'un passage où tu as l'impression que SafeChuck a repleuré 2 ou 3 fois, on lui a dit de recommencer, quoi. Tu sens que il n'a pas la même coupe de cheveux, donc il a repleuré après. Comment ça s'est passé? Bon, bref. Donc il y a plein de choses comme ça qui m'ont embêté. Et puis il y a un dernier truc sur lequel je veux rebondir pour revenir sur le côté un peu... je suis désolé de revenir sur ça, mais pour moi, c'est important. Le côté racial des choses, c'est qu'il y a des artistes comme Charlie Chaplin, que j'adore, comme Elvis Presley, pour qui je n'ai pas d'admiration, mais que je respecte. Des artistes comme il s'appelle le réalisateur aussi, qui a fui les États-Unis à cause de PDF, Polanski et d'autres encore. Polanski a été condamné.
Polanski a été Oui, condamné. mais je veux dire, il a fui, etc. Il a pris les essais, il a pris l'avion, il est parti pour échapper au procès. C'est ça, mais du coup, il est toujours, il reçoit des prix et tout, hein, parce qu'il y a des gens qui à chaque fois qui se plaignent. Là, ça y est, depuis 2020. Woody Allen, Polanski, là, c'est du rouge. Hein, voilà, non, ça pour dire qu'il y a, avant Michael, il y avait plein de personnes à traiter, plein de sujets à traiter. Elvis Presley, faut pas l'oublier que c'est un vrai PDF et certifié pour le coup. Claude François. Regarde Claude François. Non, mais je te parle aux États-Unis, hein, mais oui. Ouais, mais François. Et ça, c'est des gens qui sont certifiés. C'est même pas parce que Michael, c'est même pas, on est dans l'ordre de la rumeur et de la calomnie. Et pourtant, tout ce qui est à son encontre, c'est en grande pompe. Festival, les heures où il y a le plus d'audience. Et puis dès que c'est en sa faveur, eh ben, c'est à 2h du matin, ou c'est en bref. Et donc, on sent qu'il y a une machine quand même qui est derrière tout ça. Moi, je ne suis pas 100% à dire que c'est un complot, mais il y a quand même des choses qui vont toujours dans le même sens. Et moi, c'est ce qui m'interroge. Et on est dans l'ère aussi de Surviving R. Kelly. On est dans l'ère de MeToo. Et du coup, comme disait Yann tout à l'heure, on est automatiquement pour les victimes. Sauf que pour qu'il y ait une victime, il faut déjà qu'il y ait un coupable. Il faut que la justice fasse son travail et qu'on déclare les personnes comme victimes. Et en fait, moi, je ne souscris pas à cette chose de dire que dès que quelqu'un porte une accusation, c'est vrai. Et automatiquement, on doit être en faveur de cette personne-là. Non, moi, j'attends le résultat. Sinon, on supprime les avocats. Supprimons les avocats, supprimons les jurés, supprimons les procès, puis on fait comme à l'ancienne. En fait, je pense, pour rebondir sur ce que tu dis très succinctement, il faut en fait voir, encore une fois, à qui profite le crime. C'est-à-dire que si la victime accuse quelqu'un de quoi que ce soit, il faut au moins déterminer s'il y a un intérêt financier ou quelque chose. S'il n'y a aucun intérêt derrière, là, on peut prendre au sérieux. Je pense que ça doit être le premier filtre. Je vais donner la parole à Richard parce que Richard voulait rebondir sur ce que tu disais. Je vais rebondir sur juste ce qu'a dit Sam par rapport à ça. Enfin, si tu veux, il y a le fait qu'on croit la victime au détriment, de l'emblée, qu'on donne du crédit à la victime sans en savoir plus. Je reviens à ce concept de présomption de culpabilité qui malheureusement, de mémoire, en tout cas, a vraiment débuté avec Michael en 93. En fait, on est surtout maintenant dans une société, pour très bien, qui est très divisée, on divise tout le monde. Il n'y a jamais eu autant de scissions entre les différents courants de pensée. Et de mémoire, quand a commencé à émerger le mouvement MeToo, on commençait aussi à nous dire qu'avec les bénévolantes, on allait avoir un MeToo façon Jackson, quoi. Que, en gros, Wade et James n'étaient que les premiers d'une longue liste qui allait arriver. En fait, non seulement la liste n'est pas arrivée, deuxièmement, beaucoup d'enfants qui ont passé du temps en Néerlande, et pour beaucoup d'entre eux, peu connus, en tout cas beaucoup moins que Macaulay Culkin, ont témoigné en tout cas, ont publié des choses sur les réseaux pour défendre Michael. Et puis, surtout, encore une fois, c'est-à-dire que le documentaire a été entièrement à charge et n'a pas du tout donné la parole à l'autre camp. Et en plus, Daniel a même refusé les débats là-dessus. En plus, il avait même, ça c'est une anecdote, mais il avait aussi écrit à Paris en disant « Oui, bientôt, il y a un documentaire qui va sortir sur ton père, qui explique qu'il a été agressé, c'était assez lunaire, quoi. En France, nous, ce qu'on a fait, et je remercie encore Hector Barjot pour ce qu'il a fait à l'époque sur les plateaux pour l'Italie, parce que c'était courageux. On avait aussi créé le collectif MJ Factual, qui en fait avait bien embêté certains médias que moi j'estime bien pensants, je pense notamment à Quotidien et autres, toutes ces plateformes de talk que je trouve finalement biaisées sur pas mal de points. Et en fait, ça les embêtait, effectivement, qu'on ne soit pas les fans avec leurs t-shirts, leurs banderoles. Exactement. Avec pas ça. Et comme les fans de ça, Hector a tenu bon là-dessus. Moi, on m'a fait le coup aussi. Moi, j'ai eu des appels de gars de CNN, machin, qui faisaient des articles et tout. Et quand j'en reparlais, c'est limite, ils ne me citaient pas ou ils mettaient à peine ce que je leur disais parce que ça ne correspondait pas. Encore une fois, ça ne nourrissait pas le récit qu'ils voulaient restituer. Et en fait, les Vénévalentes, moi, j'ai vu notamment beaucoup de magazines, ou de pages de magazines, genre Grazia, Elle ou autres, qui en fait relayaient une fois de plus cet article ridicule de Maureen Horst dans Lucifer, qui est en fait truffé d'erreurs, et en fait qui en gros était titré « Voici les 10 faits irréfutables comme quoi Michael est un PDF », tu vois. Et c'est les trucs.
et c'était que des choses débunkables à souhait, quoi. Et moi, j'ai eu le cas, j'ai voulu débunker des choses, on m'a retiré de la page, quoi. On m'a Non, bloqué. bien sûr. Tu J'étais ne avec sors une pas le récit. qui bossait dans la presse à l'époque, qui était avec moi en train de commenter en direct et tout, parce qu'elle était comme moi, bon, elle bosse dans la presse, mais elle est fan, et on était en train de défendre Michael, et moi, ils m'ont carrément torpillé. Et d'ailleurs, elle aussi après, d'ailleurs. Mais ça pour vous dire que, encore une fois, on retrouve dans cet écosystème où la parole, en tout cas l'autre partie de l'histoire, elle est inaudible, elle est rendue invisible, inaudible, parce que c'est toujours les mêmes ressorts, et c'est parce que ça sert des rédactions ou des groupes de presse devant cette histoire-là qui vont plus. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, je pense que les gens ne sont pas trop dupes, puis surtout ils en ont marre. On se rend compte que les Valente 2 a planté. On se rend compte que les spectacles sur Michael ne les emplissent pas, au contraire, et qu'on voit quand même des jeunes qui continuent à s'intéresser à lui. Mais encore une fois, le message que j'ai envie de donner aussi un peu aux fans qui nous regardent ce soir, c'est que vous allez tomber sur des gens qui vont me penser coupable. Cherchez même pas à les convaincre, parce que de toute façon, ils vont toujours vous dire, toi, tu es fan, donc ceci, cela. À la limite, donnez-leur 2-3 liens, conseillez-leur de lire tel ou tel livre. Mais de toute façon, je pense que malheureusement, il y aura toujours cette scission des gens qui vont le croire coupable et ceux qui le croiront innocent. Après, le temps passe son œuvre. Dernière parenthèse, il y a sur YouTube une petite chaîne d'une américaine qui s'appelle Roxane, qui au départ était une chaîne où elle parlait de sa vie, ses expériences. Bon, apparemment, elle a subi des violences S. Et un jour, elle s'est mise à faire une vidéo sur Michael, qui a fait beaucoup de vues. Et du coup, elle ne parle que de ça. Elle ne fait que des vidéos à charge sur Michael. Elle a même réussi à interviewer Ron Zonen, qui était l'assistant du procureur, enfin, l'assistant de Snowden dans l'affaire de 2003. Et elle a tenté d'inviter Michael Jacob Saigon, qu'on a oublié d'évoquer ce soir, qui est un fan de Michael qu'il a rencontré quand il était petit, mais qui est un gros arnaqueur. Moi, j'ai eu notamment affaire à lui, parce qu'il a essayé d'arnaquer Arnaud Bani sur pas mal de points. Il a plus ou moins arnaqué, enfin, il est proche de Olaray, mais bon, pour des raisons assez douteuses. Et donc, il a tenté d'arnaquer cette fille-là. Et elle, en gros, elle comptait avoir du pain béni en ayant une supposée victime de Michael dans sa chaîne YouTube. Et en fait, elle a vu que ce mec-là n'était pas du tout fiable et qu'il s'est joué d'elle, quoi. Donc, en fait, on se rend compte que, encore une fois, quand on braque un peu les lumières sur les personnages qui ont accusé Michael, on est loin d'avoir des profils irréprochables. Si demain, on nous montre des personnes qui déclarent des choses sur Michael assez horribles, avec des preuves et avec des backgrounds beaucoup plus crédibles, là, on se pose des questions. Mais à date, que ce soit les Chandler, les Arvizo, Robson, Sevchuk, c'est n'importe quoi. Après, il y a eu des pseudo-affaires ou autres. Tout à l'heure, on a parlé du Canada, mais il y a eu d'autres cas comme ça où on a tenté de, pareil, la fameuse bande vidéo qui a été retrouvée avec de Michael qui montre des choses ou pas. Finalement, il n'y a aucune preuve aujourd'hui qui n'était apportée. On n'est pas dans le cas de R. Kelly où, bon voilà, de toute façon, vous savez qu'il y avait des choses qui existaient. On n'est pas dans le cas de Puff Daddy qui est protégé, je pense, parce que c'est un petit peu le Epstein de la musique, hein, pour faire court. C'est trop long à expliquer, je pense, maintenant. Mais Michael Jackson, on a enquêté, on a tout fait, et malheureusement, on ne trouve rien. Alors oui, sa vie était hors norme, il était excentrique, mais être excentrique, ça ne veut pas dire qu'on est forcément PDF. C'est Absolument. Tout à fait. Absolument. Et puis, même pendant le procès, on peut voir qu'il y avait une volonté de nuire. Quand l'accusation désigne comment on appelle ça, un magazine, je pense Playboy, un truc comme ça à Michael. Bon, est-ce que vous pouvez prendre le magazine, Michael? Et il dit, est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez? Et puis il dit c'est un Playboy et tout ça. Il dit ok. Et puis quelques jours après, on a retrouvé vos empreintes sur et sur le. Mais attends. Et là, je me rappelle, Mesrel a dit mais vous vous moquez de nous. Il a pillé le hier, game. vous avez. Alors, vous moquez du monde. Hier, vous avez fait toucher le magazine à Michael Jackson et maintenant vous dites qu'il y a ses empreintes sur le truc. Et là, c'est là que tu vois que peut-être qu'on parle pas assez de Snowden aussi, qui était vraiment derrière tout ça. Et pareil avec l'enfant, quand il dit oui, vous avez vu, c'est bien ce magazine-là que Michael vous a montré. Ouais, c'est ça. Ah bon? C'est bizarre parce que c'est sorti il y a quelques jours. Tu vois, et c'est là où tu vois que. Et tout ça, les médias n'en parlent jamais. Non. Ils en parlent pas. Mais je vais rebondir justement quand tu dis que les médias en parlent pas. Je vais revenir sur Living. Voilà, je vais vous énumérer un peu quelques éléments qui sont probants.
Alors, en fait, déjà pour contextualiser, Wade Robson, il rencontre Michael Jackson en 87 à l'âge de 5 ans parce qu'il gagne un concours. D'accord. Wade Robson, dans sa plaidoirie, il explique que finalement, les sociétés de Michael Jackson, elles ont servi de rabatteurs pour trouver des enfants, et il expliquait qu'en gros, que ce concours qu'il avait gagné servait pour abattre des enfants. Sauf qu'il a bien été prouvé que le concours en question n'avait pas du tout été organisé par les sociétés de Michael Jackson, mais qu'elles avaient été organisées par Pepsi. Tac, tac, tac. Alors attendez, je l'ai. Voilà, par Pepsi, par Target et par CBS Records. Donc déjà, ce qui atteste que c'est pas du tout des sociétés qui essayaient de faire du rabattage pour Michael. Alors, tac, tac, tac. Oui, alors, il y a aussi un élément important d'un point de vue juridique, c'est que Wade Robson et Safe Chuck, en fait, techniquement, ils peuvent pas poursuivre Michael Jackson à cause de la prescription, parce qu'il faut avoir moins de 26 ans pour pouvoir en gros porter plainte contre Michael Jackson directement. Donc, il s'attaque à l'estate, Wade Robson. Au début, il veut porter plainte contre l'estate. Sauf qu'il passe par le tribunal, j'ai plus le terme, je vais vous le retrouver. Tac, 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 non, ça c'est le tribunal civil, non, ça on s'en fout. Comment ça s'appelle déjà? Ah voilà, tribunal d'homologation. En fait, le tribunal d'homologation, c'est, on va dire, la juridiction qui s'occupe de tout ce qui est succession, etc. Donc, ils s'attaquent à ça, sauf qu'en fait, ils auraient dû s'attaquer 60 jours, dans un délai de 60 jours après la nomination de l'estate, pour pouvoir se retourner contre l'estate. Robson va déclarer qu'en fait, il n'avait pas connaissance que l'estate existait. On sait bien évidemment que c'est faux parce qu'en 2011, il a échangé des mails avec eux, et notamment ce que on a évoqué pour le Cirque du Soleil. Donc, c'est par la suite qu'ils vont essayer d'attaquer en civil. Donc, ils vont toujours essayer d'attaquer en fait les sociétés de Michael Jackson en déclarant que les sociétés de Michael Jackson avaient une responsabilité sur le fait qu'ils auraient dû protéger les enfants. Et puis, Safe Chuck prétend avoir eu des contrats de partenariat avec les sociétés, ce qui est faux parce que la réalité, c'est qu'effectivement, quand il avait tourné la pub Pepsi avec Michael lui avait dit si tu veux, on reste en contact, on pourra faire d'autres collaborations, mais qu'il n'y a jamais eu aucune collaboration qui a été faite. Et de ce fait, il n'a jamais été l'employé des sociétés de Michael Jackson. Et en plus de ça, quand il a passé ses séjours en tournée à Neverland, il était toujours accompagné de ses parents. Donc là aussi, c'était tombé à l'eau. Et après, il a essayé d'expliquer qu'en gros, les sociétés auraient dû empêcher Michael Jackson de faire ce qu'il faisait, sauf que le seul actionnaire des sociétés, c'était Michael Jackson. Donc c'est comme si on demandait à Michael Jackson d'empêcher Michael Jackson de faire des... Vous voyez, c'est que des trucs comme ça qui n'ont pas de sens. Alors, sur le point de vue juridique, bon, ils ont quand même réussi à avoir gain de cause après 4 refus de leur plaidoirie parce que les avocats ont joué sur le fait que les sociétés pouvaient quand même être attaquables. Donc, ce qui fait qu'il y aura un procès dans quelques mois et moi, j'ai hâte d'avoir ça. Il y a un élément très intéressant aussi par rapport aux interviews. Donc, tu as évoqué la gare tout à l'heure, Sam. Donc, en fait, Safe Chuck déclare qu'il a été agressé entre 1988 et 1992. Il explique qu'il a été agressé dans une chambre qui était dans la gare de Neverland, sauf que la gare de Neverland n'a été construite terminée en 1994. Donc, ça veut dire que soit il ment sur le fait que ça s'est passé dans la gare, soit il ment sur l'âge, parce qu'en 1994, il avait déjà 16 ans. Mais du coup, ce qui n'est pas cohérent avec les déclarations de dire qu'il avait été remplacé par Brett Barnes, parce que Michael, à partir de 14 ans, en gros, il arrêtait tout parce que ça ne l'intéressait plus. Ah oui, on a... ça, c'est ma préférée. En fait, Safe Chuck, il avait été invité sur le tournage du teaser d'History. Et il explique que quand il a été invité sur le tournage d'History, c'était pour le remercier de ne pas avoir témoigné contre Michael Jackson dans l'épisode Chandler. On se demande comment il fait pour se souvenir de ça, dans la mesure où il explique qu'il s'est souvenu avoir été agressé par Michael qu'en 2013 en thérapie et qu'en gros, ça a fait ressurgir des souvenirs refoulés. Et d'ailleurs, un autre élément intéressant par rapport à ça, c'est la mère de Safe Chuck dans Living Neverland qui déclare que quand Michael Jackson est mort,
elle a sauté de joie en disant que j'étais très heureuse, comme ça, il agressera plus d'enfants. Donc, tu as réussi à sauter de joie 4 ans avant que ton fils se souvienne et déclare du coup qu'il a été molesté. Enfin, en fait, vous voyez, quand on creuse un petit peu, parce que là, c'est rien ce que je vous dis, mais quand on creuse un petit peu, on n'a que des trucs comme ça. Mais on n'a vraiment que des trucs comme ça. J'aurais beaucoup aimé vous parler de Living Neverland 2, mais je ne l'ai pas vu. Donc, ce serait très présomptueux de ma part de Moi non plus, je l'ai pas vu. vous en parler. Je ne sais même pas s'il est regardable quelque part. Mais et il y a un autre élément intéressant, c'est qu'à la fin de Living Neverland, Wade Robson dit qu'il a créé une fondation avec sa femme pour venir en aide à des enfants qui auraient été victimes d'agressions. Sauf que il a localisé son assos à Hawaï. Hawaï qui est un paradis fiscal où les États-Unis ne peuvent pas mettre leur nez dedans. Après, je dis ça, vous en penserez et vous en ferez les conclusions que vous en voudrez. Complotiste. Ah oui, et alors il y a Dan Reed aussi qui avait affirmé que que SafeChuck et Robson avaient énormément de convergence dans leurs propos alors que pourtant ils ne s'étaient jamais rencontrés. Que la première fois ils se sont rencontrés physiquement et qu'ils auraient échangé ensemble, c'était pendant le festival de Sundance à la première diffusion du documentaire, parce que les 2 lieux de tournage étaient différents pour les témoignages. Sauf qu'on sait que SafeChuck et Robson se sont déjà parlé avant, déjà parce qu'ils avaient les mêmes avocats. En fait, SafeChuck a contacté la même équipe juridique que Wade Robson pour ses poursuites, même s'ils ont fait chacun leur poursuite entre guillemets. Et on sait qu'il y a eu une réunion avec les équipes juridiques en 2014. Donc, Greg, excuse-moi, il y a une vidéo où on voit Robson et SafeChuck sur le tournage de Jam en train de jouer aux jeux vidéo en coulisses. En tant qu'adulte, hein, je te précise. En tant qu'enfant. Ouais, mais moi, je te précise, Dan Reed explique. Quand Dan Reed dit, alors vous êtes rencontrés quand? Ah, bah c'était genre il y a 2 jours, quoi. En fait, non, il y a eu des rencontres qui se connaissaient. Oui, en tout cas, tu vois, Dan Reed s'était défendu de ça, mais on constate que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Et il y a une. Je te donne la parole dans une seconde, Yann. Et il y a aussi un autre détail, évidemment, sur les dates, parce que en fait, SafeChuck explique qu'il a commencé à être molesté à Paris pendant le Bad Tour en 88, en juin 88 précisément. Ensuite, il explique qu'en mars 89, il s'est fait molester par Michael pendant qu'il avait fait sa représentation à New York au Grammy Award que vous connaissez tous. Sauf que dans les 2 cas, c'est pas possible parce que soit il ment, soit il se trompe sur les dates et les lieux parce que les Grammy Awards, c'était en mars 88, ce qui voudrait dire que sa première agression ne peut pas être en juin 88 si ça a été pendant les Grammy, mais à New York. Ou alors, il dit que c'est peut-être en 89, pendant les Grammy de 89, sauf que pendant les Grammy de 89, c'était à Los Angeles et que Michael Jackson n'est pas apparu ni à l'année 89 ni à l'année 90. Donc voilà, si vous voulez, je peux continuer, mais vas-y Yann, je te donne la parole, je peux les rebondir. Non, juste pour dire que ce soit l'affaire Arvizo ou Living Neverland, on retrouve encore le même storytelling d'accusation qui était déjà orchestré par tout ce qu'avait mis en place Victor Guterres et qui était dans le fameux livre Michael Jackson Was My Lover. C'est assez incroyable ce que ce gars-là a finalement servi pour Jordan Chandler et ensuite pour tout le reste, parce que on a vraiment le sentiment que tout ce qui a été fait avant, eh bien, ils s'en sont inspirés et ils ont récupéré ce genre de choses-là pour faire passer Michael Jackson finalement pour quelqu'un qui reproduit toujours les mêmes types d'agressions, voilà. Et bon, c'est terrible. Mais là, ce qui est encore plus flagrant, c'est qu'on voit bien que dans ces accusations de ces 2 jeunes gens dans Living Neverland, il n'y a rien qui tient debout. Alors, je veux bien que parfois la mémoire, surtout lors de traumatismes, soit difficile parfois à avoir certains éléments de cohérence. Mais là, quand on voit qu'il y a la mère qui raconte qu'elle a sauté de joie à la mort de Michael, alors que le fils dit ben, moi, c'est seulement 4 ans après que j'ai commencé à avoir les souvenirs qui remontent, bon, là, on a compris. Oui. On est dans la fabulation, on est dans il faut rechercher de l'argent et on va tout faire pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que si ces jeunes gens voulaient, entre guillemets, se rendre justice contre Michael Jackson,
eh bien c'est tout. Ils ont fait leur boulot de témoignage à travers Leaving Neverland. Il n'aurait aucun enjeu d'aller attaquer des sociétés qui existent encore aujourd'hui, alors que Michael est mort. De toute façon, il peut plus faire de mal. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là, encore une fois? C'est uniquement les moyens de trouver comment gagner de l'argent. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et c'est tellement flagrant que le succès finalement de Leaving Neverland, petit à petit, est tombé. Et Leaving Neverland 2, moi j'en ai même pas entendu parler, quoi. Ouais. Que l'argent dont tu parles, c'est le même argent que voulait Evan Chandler, c'est le même argent que voulaient les Arvizo. Enfin, c'est toujours pareil, c'est toujours des questions d'argent au final. Ah oui. Pardon, il y a un truc aussi que moi qui m'avait interpellé dans le reportage. Je parle sous ton contrôle, Greg, si tu l'as peut-être vu plus récemment que moi, Leaving Neverland, mais il y avait une histoire avec un caleçon taché de sang. Non, j'ai pas revu Leaving Neverland, mais ça me parle bien. Alors en gros, je crois que c'est Safe Chuck ou enfin un des deux. Et j'avais un caleçon qui était taché de sang, donc ma mère elle l'a vu, etc. Mais du coup finalement, c'est bête, on l'a jeté. Ah voilà, alors, on avait une preuve, mais on l'a jeté. Donc toi, tu dis à ta mère que tu t'es fait V, tu as du sang sur ton caleçon et d'autres substances, et ta mère elle jette le truc. Ouais, parce que autant dire que le caleçon, c'est pas des millions qui vaut là, c'est des milliards. Hein. Il faut arrêter. En bout d'un moment, il faut doser quand même le mensonge. Ok, mais la dose un peu, c'est trop. Là, je me suis dit, mais c'est trop. Il faut doser quand même. Là, pour moi, quand tu dis que c'est facilement débunkable, mais là, dans un truc comme ça, je me dis, mais quels parents normalement c'est une autoroute de débunkage. En fait, Leaving Neverland, imaginez, on ouvre une école, les gars, et il y a cours de débunkage. Tu prends Leaving Neverland, chapitre 1. Étude de cas. Ah ouais. Comme aussi les coups des objets personnels que Wade avait, soi-disant, et que bon, il brûle à la fin du film. Ah, quel cinéma, ça. C'est un truc qu'il a acheté à Walmart, tu vois. Et en fait, il a voulu cacher. Julien Auction a été dit, non, il nous a bien contacté. Nous, on a bien listé les objets comme collection de Wade Robson, parce qu'en gros, il voulait les vendre incognito, Robson, tu vois, ces objets chez Julien Auction. Non, ça, tu vends avec ton nom quand tu le mets. Comme d'ailleurs, on pourra en parler comme Franck Cassio. Tu mets ton nom par rapport à ta collection, sinon nous, on ne le vend pas, quoi. Et effectivement, à la fin du film, on le voit en train de brûler des picture disques qu'il a acheté. Oui, ils ont acheté ça à l'arrache et puis ils ont brûlé ça, mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Les copains, on va passer à la dernière partie du live. Donc, la question que je vais vous poser et finalement qui est à l'origine de ce qu'on expose ce soir, que ce soit les vidéos ou le live, c'est bien évidemment le biopic, sujet très houleux. Moi, je suis désolé de vous dire ça, les copains, mais moi, j'en ai plus rien à foutre de ce projet. Très franchement, je suis désolé de le dire comme ça. Et la bande-annonce en novembre, apparemment. Non, mais je tiens à vous préciser que dans tous les cas, bien sûr que j'en parlerai dans la chaîne parce que c'est de l'actualité Michael, donc bien sûr que j'en parlerai, qu'on couvrira le truc et tout. Mais très franchement, j'attends plus ce projet. Je pense que j'ai compris que j'étais pas la cible de ce projet. On va développer un petit peu autour de ça. J'en ai discuté un peu avec Yann il y a pas longtemps. J'en ai discuté pas mal avec Carlito et Mika. Voilà, ils savent un peu ce que j'en pense. Mais du coup, la question que je vous pose ce soir, et donc je vous pose aussi sur le chat, donc il y a un gros point d'interrogation sur les affaires. De ce qu'on en sait aujourd'hui, je suis toujours un peu prudent quand je vous dis ça, parce que tant qu'on n'a pas vu le film, on peut pas encore l'affirmer, mais de ce qu'on en sait aujourd'hui, les affaires ne seront pas traitées dans le film. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est une bonne chose, et ça, je le vois au travers des différents commentaires et des réactions qu'on a. Carlito qui en parle beaucoup aussi sur ces plateformes, et qui a aussi des réactions qui divisent pas mal. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que le biopic ne parle pas des affaires parce que c'est pas ce qu'on attend du biopic de Michael Jackson, et qu'au contraire, on a besoin de quelque chose de spectaculaire qui va encenser l'artiste? Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est une hérésie que les affaires ne soient pas évoquées dans le film et que, de mon point de vue,
le film avait cette responsabilité-là parce que le biopic de Michael Jackson a beaucoup plus de responsabilités, à mon sens, qu'un biopic sur Queen ou sur Bob Marley ou Whitney Houston ou autre. Voilà, c'est ma question. Je vais laisser la parole à Carlito, parce que je sais que toi, tu en as beaucoup parlé du biopic aussi. Et je tiens à faire juste la parenthèse que je suis en total accord avec ce qu'a déclaré Paris Jackson. Bah, tu connais mon avis hein, par rapport à ça, Greg, mais bon, je vais en parler ouvertement là, vu qu'on est en live ce soir. L'un des éléments qui me faisait, entre guillemets, rendre la chose où j'étais impatient à de voir, c'était surtout par rapport aux affaires de Michael, l'affaire Chandler et Gavin Arvizo. Et le fait de savoir au fur et à mesure que ces éléments ne seraient pas intégrés dans le biopic, moi, je suis devenu fou. Parce que à la vitesse où ça va, ils vont nous pondre un Disney, en fait, si je comprends bien ce qui se passe. Donc, le truc tout lisse. Et du coup, moi, je suis un peu dégoûté parce que ça retire de la substance extra importante pour ce projet. Qui est quand même assez particulier parce que la vie de Michael, ça n'a pas été lisse tout le temps et c'est toujours compliqué de synthétiser ça dans un projet comme un film. Pour moi, et d'ailleurs, pour ma part, petite parenthèse, ils auraient dû faire une série. Au passage, je ferme la parenthèse parce que même un film de 3 heures, c'est pas suffisant. Ils vont forcément cutter des parties que certains fans vont trouver importants et autres. Mais pour moi, c'est une faute totale. Ça aurait été l'un des moyens, je pense, les plus importants de mettre la lumière sur nous montrer, enfin, pas nous, ce qu'on sait, mais du moins au grand public, comment les choses se sont vraiment passées. C'est-à-dire le déroulement justement de l'affaire Chandler, ce qui s'est passé réellement, l'histoire de l'accord, expliquer que ce n'est pas Michael Jackson qui a payé, mais les systèmes des avocats qu'il a été conseillé, donc il a suivi entre guillemets une manière de faire et de penser. Donc non, ouais, moi je suis dégoûté et ce qui a un peu enfoncé le clou dans ce qu'on pensait. Hein, et Greg, c'est très bien qu'on en parle souvent en off, lui et moi. Effectivement, j'en parle beaucoup à travers ma page TikTok. C'est la prise de parole de Paris. Donc là, forcément, elle l'a dit sans langue de bois, sans passer par 4 chemins, qu'en gros, oui, la structure qui justement élabore le film, ils vont nous pendre un truc, qui ne reflète pas la réalité. C'est juste de la fantaisie, de la poudre aux yeux, etc. Et elle faisait même le lien avec le biopic de Queen, enfin Bohemian Rhapsody, enfin de Freddie Mercury, en disant que tu vas voir, Carlito, tu vas voir qu'on aura à la fin du film toute ressemblance avec des personnages ayant existé serait pure coïncidence. Comme de par hasard. Ouais. Et du coup, elle disait que les proches de Freddie Mercury, etc., famille autre et tout, en fait, ils n'étaient pas contents du projet. Parce que il y a des choses, ils ont donné un segment, en fait, du personnage et en occultant, en fait, tout un tas de choses. Donc, le fait que de Paris prenne la parole, pour moi, c'était, en fait, elle a bouclé le truc. Je me dis, en fait, oui. Donc, en fait, toutes les peurs que j'avais au préalable sont en train, en fait, de se générer, quoi. Donc, sans ça, franchement, c'est un truc tout lisse qu'ils vont nous faire. Je suis curieux de voir la chose, sans parler après de l'organisation chaotique. Hein. Donc, ils donnent une date, c'est retiré, on va sortir ça. Ça parle de faire le projet en 2 parties, puis au final, non. Il n'y a aucune communication en plus des personnes importantes du staff. Oh, c'est du grand n'importe quoi. Donc, ouais, je suis déjà dégoûté sans avoir vu le film, que j'irai voir forcément parce que pour avoir un avis, je dois voir. Mais c'est du n'importe quoi. Et je me dis, c'est triste parce qu'au final, Michael, malheureusement, n'aura pas eu de projet digne de ce nom qui serait à la hauteur de son génie. Si vous reprenez en plus les projets qui ont été faits avant, dont un qui m'a traumatisé avec le gars qui s'est mis de la farine sur le visage. Donc pour ma part, et je le disais cette semaine,
aussi ironique que ça puisse être, le meilleur projet qui a été effectué, c'est la mini-série de l'époque des années 90, les Jackson, un rêve américain. Ouais. Et J'ai vu que tu avais lancé un sondage sur TikTok là-dessus. Ouais, et que même en réalité, en off, Michael Jackson a approuvé le projet parce qu'au final, celui qui jouait Willie Draper, le personnage adulte de Michael, apparaît en tant que danseur dans le clip Remember the Time. Donc en fait, au final, Michael validé. Michael validé totalement. Donc je suis c'est pas dégoûté. Jermaine qui a produit. C'est pas Jermaine qui avait produit ça. Si, c'est Jermaine, sa femme de l'époque. Ouais. Jermaine, oui, c'était la famille. Hein, oui. Ouais, c'est la famille, mais la famille était derrière. Et même si Michael était beaucoup dans l'ombre, Michael, il a rencontré les acteurs. Enfin, celui qui jouait Michael enfant aussi, ils se sont vus. Et voilà, donc oui, c'était la famille qui est derrière. Donc au départ, j'espérais qu'il y ait également cette qualité-là, dans le sens où on nous pondait le truc en disant que la famille serait derrière. C'est Jafar Jackson qui fait le rôle principal, enfin Michael adulte, donc encore Jermaine entre guillemets sous le contrat. Donc je me suis dit bon bah ok, même si bon j'ai un avis assez tranché sur sur Jermaine Jackson que j'interpelle Scar. Exactement. Qui pourra. Mais ouais, donc je suis dégoûté. Donc je suis dégoûté. Franchement. Ça marche. Ouais, merci Carlito. Quelqu'un veut rebondir? Ouais, je veux bien. Moi, ce biopic, bon, malgré tout, c'est une case par laquelle il va falloir passer. Je rejoins Carlito. Enfin, moi, je pense que dès le départ, le concept de série aurait été tellement incroyable et tellement un pari gagnant parce que moi, j'aurais imaginé, tu vois, The Crown version Michael Jackson, tu vois, en plusieurs saisons, avec une saison bien spécifique sur son enfance, adolescence, quoi. Après, là, s'ils nous font un film, on va dire, bon, dans les 3 heures pour qu'il soit toujours rentable en salle, parce qu'il faut garder à l'esprit que si le film est trop long, les salles vont avoir les boules de jeu parce qu'ils vont devoir monopoliser peut-être 2 salles. Enfin, la rentabilité d'exploitation n'est pas du tout la même. En fait, American Dream, c'est 2 fois 2 heures, donc c'est 4 heures. Donc en fait, sur 4 heures, qui en plus, ce sont nos 4 heures qui couvrent en plus une période plus courte parce que ça sort en 84, The American Dream de mémoire. Ça s'arrête au Victory Tour. Oui. Donc là, en 3 heures, il veut nous faire sa vie. Alors jusqu'à quel moment? Si c'est pour terminer en climax en mode à la fin du bas de tour et bon, tout est génial, tout va bien. Ouais, ok, on nous vend une belle histoire. Moi, j'ai peur d'avoir un biopic pour avoir vu notamment celui de Whitney Houston, qui était en fait tellement un terrain de compromis. C'est-à-dire qu'il y avait dedans et Clive Davis, et la famille, et la sœur, et le chien, et celui qui garde le chien. Bon, vous avez un truc, mais tout le monde s'est mis son nez dans l'affaire, tu vois. Et moi, j'ai vu le biopic, j'ai dit, en fait, c'est un téléfilm de Noël que je vois sur M6, tu vois. Exactement. C'était de la merde. Non, mais n'ayons pas peur des mots, c'était de la merde. Autant Bohemian Rhapsody, c'était un très bon. Autant Bohemian Rhapsody était un très bon film de cinéma. Même si on peut en redire. Même si on peut en redire sur la véracité des faits, des dates, les fans de. Voilà. Mais au moins, c'est un bon film. C'était bien romancé. C'était bien romancé. C'est romancé. Quand c'est romancé, que c'est assumé d'être romancé, ça ne me gêne pas trop parce que ça sert à un propos, une histoire. Là, Michael, tu as l'impression qu'ils ont filmé des heures de rush à quoi de faire effectivement une série, vraiment, tu vois. Moi, ça me rappelle le projet Millennium. Je ne sais pas si vous vous rappelez des films Millennium. Tu avais des films au cinéma, il y avait la série en parallèle. Tu vois, en gros, vous avez fait des versions de l'intrigue plus longue en série. Et là, en fait, tu te dis, bon, il va se passer quoi? Là, on nous dit qu'il y aura peut-être un trailer qui va arriver en novembre et c'est même pas marqué, c'est même pas gravé dans le marbre. Et en fait, l'idée, c'est que ce soit quand même parce que dans la tête de l'Estelle, c'est un produit, hein, le biopic, hein, c'est un produit pour vendre. Donc, ils vont se dire, on va faire ça parce que le musical, bon, cartonne. D'ailleurs, le musical part en tournée. C'est limite, maintenant, il y a une tournée du musical, ce qui est très rare pour une comédie musicale, d'ailleurs, de partir en tournée. Maintenant, il y a le biopic. En fait, en faisant ça, déjà, bon, il faut l'économie de sortir des choses vraiment intéressantes, à savoir des choses inédites, de faire les clips en HD. Bon, on ne va pas faire tout le débat sur les archives de Michael, mais voilà. Et après, en faisant ça, ils vont, je pense, faire quelque chose dans leur écosystème à eux, coupé du monde. Ils veulent, je pense, toucher une nouvelle génération de fans, pourquoi pas. Mais la vraie force du biopic, ça aurait été d'évoquer les affaires, ou même, à la limite, à la fin, faire des cartons qui expliquent ce qui s'est passé, tu vois. Mais là, si on nous fait un biopic qui se termine, qui occulte ça, soit le biopic va jusqu'à la fin de sa vie, on va dire en gros, ça ne parle pas de ça, c'est ridicule. Surtout que je veux bien concevoir qu'ils ne peuvent pas parler de l'affaire de Chandler à cause de l'accord,
mais ils peuvent carrément parler de l'affaire Arvizo. Mais de ce qu'on a compris, c'est que c'est l'esthète même, enfin, encore une fois, je ne vais pas la nommer, mais si je vais le faire, encore Karen Lanford, entre autres, qui dit non, on ne veut pas parler des affaires, parce que pour eux, Michael, encore une fois, c'est la vitrine, c'est l'image parfaite qu'ils pensent qu'on peut encore vendre et maintenir, et ne veut pas aborder ces questions-là. Déjà, ces questions ne sont pas abordées dans le musical, et quand le musical est arrivé sur scène, ça crée une polémique chez les journalistes, parce qu'ils se disent, ah ben ça c'est bizarre, le musical il ne parle pas des affaires, c'est fait exprès, enfin, bon bref, c'est encore un gros débat là-dessus. Je pense que c'était vraiment une occasion de venir pas à bout, mais en tout cas d'évoquer ces affaires-là par le prisme de l'estate. Je prends le cas de The Crown, tu as des épisodes assez sombres de la famille royale qui sont évoqués, tu vois, quand un des princes là, copine un peu avec les nazis pendant la guerre, tu vois, on le voit faire un... En fait, quand tu vois cet épisode, tu dis, putain, c'est chaud et tout. Après, tu vas regarder, tu vérifies en regardant un peu les différentes sources réelles, tu vois que ça a vraiment eu lieu, que c'est un événement qui était un peu caché, mais qui a eu lieu. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'avec le recul, tu peux te permettre de lâcher un peu du lest et de dire, bon, voilà, il s'est passé ça. Mais au moins, tu proposes ta version. Le reproche que je fais à l'esthète de ne pas évoquer ces questions-là, c'est vraiment le cas dans le biopic, c'est que finalement, l'opinion est toujours nourrie par le discours des personnes qui accusent, des médias, et que finalement, l'esthète n'a jamais fait un droit de réponse implacable, n'a jamais pris la parole pour faire un truc. On a eu Square One et quelques documentaires qui ont contré tant bien que mal Levy Neverland. Ils n'ont pas la même force de frappe, malheureusement. Mais les Sept n'ont rien fait. Bon, après, ils font le procès, ils font les procédures qu'ils font, heureusement. Mais c'est ça, il manque du côté du camp de Michael cette démarche de monter au filet et de dire, bon, écoutez les gars, maintenant c'est notre version aussi, écoutez-nous, quoi. Et le biopic était une occasion rêvée pour le faire. Et je pense qu'on l'aura. Sam, tu voulais rebondir, du coup? Oui, pour ma part, je rejoins plus ou moins ce qui a été dit. Moi, je serais vraiment très déçu parce que j'attendais beaucoup de ce biopic, dans la mesure où le réalisateur Antoine Fuqua avait dit que nous allons tout montrer, le beau et le laid. Et moi, je m'étais basé sur ça. Et je me suis dit, ah, enfin, tout ce qui est musique, les comédies musicales, etc., qu'il n'y ait pas des affaires dedans, je peux l'entendre. C'est un spectacle, on n'a pas non plus envie d'entendre ce genre de choses-là. Mais on pouvait compléter ces comédies musicales-là avec un biopic, justement, qui allait prendre un autre angle d'attaque. Si des gens, effectivement, comme tu dis, il y a un débat, certains fans veulent avoir un film célébration, reconstitution de la carrière de Michael, et il y en a d'autres, plutôt comme nous, j'ai l'impression qu'ils voulaient plutôt voir le reste. J'entends qu'il y ait ce débat-là, et je le respecte. Maintenant, du côté de l'estate, je trouve que c'est une stupidité sans nom si dans ce film, il n'y a pas ces parties sombres-là. Pourquoi? Ce serait pas leur coup d'essai. Hein. Oui, non, mais de toute façon, c'est l'estate, on connaît. Mais c'est une stupidité sans nom. Pourquoi? Si on fait une frise chronologique du déclin de Michael Jackson, ça correspond pile poil avec les premières accusations. Si tu regardes bien, c'est à partir de Dangerous que ça descend. Dans cette période des années 90. Donc, pour conjurer cette chose-là, on aurait pu se dire, bon, vu que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un désamour de la part de certaines personnes envers Michael, on va réhabiliter Michael en montrant ce qu'il s'est réellement passé. Il y a beaucoup de gens que je connais qui aimaient Michael avant et qui ne l'aiment plus ou qui, en tout cas, ne veulent plus soutenir à cause de ça. Alors qu'ils adorent la musique, ils adorent l'artiste de base. Et on aurait pu corriger ça avec un biopic qui allait traiter vraiment à bras-le-corps ces sujets-là. Parce que je pense que Michael fait quasiment une forme d'unanimité en tant qu'artiste pur. Ce qui fait tâche, c'est ce que l'homme aurait fait, entre guillemets. Alors, si tu réhabilites l'homme, tu réhabilites l'image. Si tu réhabilites l'image, eh ben, tu réhabilites son art aussi. Et c'est là où le problème, si ça se confirme ce que Paris a dit, ben ça va être un gros problème parce que l'esthète va se tirer une balle dans le pied, pensant faire l'inverse, dans la mesure où effectivement, si tu mets dans le film les parties sombres
Donc les procès et peut-être Joe Jackson et puis la guerre avec Jermaine et tout, si tu mets ces choses-là, effectivement, tu peux te perdre. Enfin, tu peux perdre une partie du grand public. Parce que le grand public préfère des choses aseptisées, des choses un peu plus lisses. Donc, tu perds du public dans l'immédiat, c'est-à-dire dans le box-office, donc l'argent. Et vu que c'est ce qui intéresse les States, ils vont privilégier ce choix-là. Mais si tu faisais un film plus un peu comme Le droit de tuer ou des films comme ça, où c'est des films un peu procès, où il y a en tout cas une partie procès, etc. Ouais, où il y Effectivement, a même une vraie réflexion sociologique, quoi. exactement. Et si tu fais un film comme ça sur Michael, effectivement, tu vas perdre dans un premier temps un peu de public, mais sur le long terme, les gens qui étaient trop petits pour voir le film, parce que ça aurait été un film interdit au moins de 16 ans, peut-être, ou 18 ans, le biopic avec ce genre de scènes, tout ça. Mais les gens, au fur et à mesure, auraient regardé le film d'année en année, et puis ça aurait réhabité sur du long terme Michael Jackson. Donc c'est ça le problème. Deuxième chose que je voulais dire, Paris. Alors j'ai réagi comme vous. Moi, j'étais archi d'accord avec Paris, sans savoir vraiment de quoi elle parle, parce qu'elle dit pas vraiment de quelle partie de l'histoire de la vie de Michael elle parle. Est-ce que c'est des choses que Michael aurait vécu petit? Est-ce que c'est des détails qu'on ne sait pas sur sa vie? Mais de l'autre côté, avec le recul, je me dis, mais Paris, c'est qui? Sans vouloir choquer. Paris, c'est un bébé cadom. Paris ne connaît même pas son père quasiment. Quand il est mort, elle avait quoi, 5 ans peut-être, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas ce qu'elle connaît exactement de. Elle est un peu plus, mais bon, Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Parce que, en fait, elle voit, oui, mais elle a grandi quand même dans le clan Jackson, tu vois. J'entends. Je finis juste pour bien que tu comprennes dans quel sens je vais. C'est son père, hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. C'est son père, il l'a élevé, il l'a aimé, elle l'aime. C'est pas ce que je veux. Je ne remets pas ça en cause. Je remets en cause éventuellement sa connaissance. Elle était pas là pendant l'ascension de son père, quoi. Voilà, sa connaissance de l'histoire réelle. Si c'est Janet qui nous sort la même vidéo, là, je suis en alerte. Parce qu'elle était là, elle a vu les choses. Si c'est Jackie ou je ne sais pas qui sort cette chose-là, ou Catherine, là, je suis en alerte. Paris, j'écoute, parce que c'est quand même sa fille, mais je tense un peu dans le sens où c'est un bébé, elle n'a rien connu finalement. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas pour remettre comme si nous, on connaissait mieux l'histoire qu'elle, entre guillemets, que c'est un Paris. peu ça. Et quand je vois les relations qu'elle a avec la famille, elle s'est battue avec Janet, je ne sais pas vraiment quels sont les types de relations. Déjà, les Jackson, ce sont des gens qui se voient une fois tous les 3 ans. C'est pas comme nous, pareil. Hein. Ils sont pas comme nous. Hein. Ils ne vont pas le week-end chez papy, mamie. C'est pas comme ça. Donc, ouais, mais tu sais, si je peux me permettre, pour faire une petite parenthèse sur Paris, moi, Paris, franchement, je suis un défenseur subjectif de Paris. Je vais vous dire un truc, moi, quand moi, je la critique pas. Hein. Non, attention, je sais que tu la critiques pas, mais je suis beaucoup plus nuancé par rapport à ce que tu dis, parce que moi, je trouve qu'au contraire, sa légitimité de sa connaissance de la vie de son père est, à mon sens, pas à remettre en question. Même si ce que tu dis est bourré de bon sens, hein, attention. Ce que je veux dire par rapport à Paris, c'est que moi, quand j'ai vu cette gamine de 11 ans pleurer la mort de son père au Staples Center, je me souviendrai toujours, et je me souviens, j'avais dit à ma mère, j'avais dit, tu vas voir que la petite Paris, elle va mal tourner à un moment donné de sa vie, elle va vivre des trucs de merde, et on va la voir dans des tabloïds en mode jeune fille droguée, machin et tout. Paris Hilton. Voilà, prédiction qui n'a pas loupé. Par contre, elle a eu à un moment de sa vie besoin de se rapprocher beaucoup de sa mère et de s'éloigner un peu de ce côté Jackson de sa famille pour essayer de se retrouver, sûrement de comprendre qui elle est, parce que moi, j'en parle en connaissance de cause, mais pas connaître une partie de ta biologie, ça soulève des questions. C'est pas que tu remets ton identité en cause. Bien sûr, bien sûr. Mais forcément, tu as besoin de te comprendre, te découvrir et de faire connaissance avec toi-même pour pas rentrer dans une spiritualité un peu bateau. On sait que Paris, elle est passée par cette période-là, qu'elle a une période compliquée. Et il faut se dire aussi une chose importante, c'est que il est extrêmement déjà difficile de base d'exister en tant qu'individu quand tu es l'enfant de quelqu'un. Mais alors, quand tu es l'enfant de Michael Jackson, réussir à t'émanciper de ton père, c'est quasi chose impossible.
Donc moi, Paris, même Prince ou même Biggie, moi j'ai un respect profond et éternel pour eux. Bien sûr, moi Rien, aussi, mais c'est pas rien que pour c'est ça. pas mon propos. Non, non, bien sûr, mais Oui, c'est juste oui, pour amener un peu le contexte de ma réflexion. C'est pas du tout pour remettre en oui. question le respect que tu peux avoir à son égard. Mais euh, pour moi, Paris, elle connaît sûrement. Nous, on peut avoir le sentiment qu'on connaît plein de choses sur Michael et tout, mais Paris, elle était là. Elle était là quand il y a eu le Harviso. Elle était là. Elle a vécu avec son père. Elle a vu qui était son père dans l'intimité la plus profonde. Et, euh, et donc, quand elle doit lire un truc, donc là, je fais une image, mais quand elle lit des trucs sur son père, et pas forcément comment ça s'est passé aussi ou ça, c'est qu'elle lit, elle voit bien que le personnage, c'est pas son père à 100%. C'est ça, pour moi, c'est dans ce Ah oui, contexte-là qu'elle ressent oui, les oui. choses et qu'elle doit se dire, bah, pour moi, c'est pas exactement ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé ici et ça, tu vois. C'est plus dans ce contexte-là un peu que je le situe. Voilà. C'était juste pour faire la parenthèse sur Paris. Tu voulais terminer, Sam, ou Ouais, sur les non, deux trucs ouais, rapidement. Donc, rapidement, alors, après je donne la parole à Yann. je comprends les deux points de vue. Donc, ceux qui veulent une fête, une célébration de Michael et ceux qui veulent l'autre. Moi, je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent d'avoir un film où on aborde tous ces sujets-là parce que la chose qui fait que Michael enfin, on n'arrive pas, mais on essaye de le cancel. Les choses qui font qu'il y a un désamour de la part de beaucoup de gens, et ben, ça vient du fait qu'il a payé en 94, 93. Ça vient du fait qu'il y a eu telle ou telle chose. Et si tu n'abordes pas, bah, tu donnes l'impression aux gens que tu fuis le sujet. Et donc, tu rajoutes encore de la culpabilité sur le dos de Tout Michael à Jackson. fait. Et c'est ça Tu incites cette fameuse question de Ah oui. pourquoi ils en parlent pas. Et du coup, t'es contre-productif parce que tu vas encore Totalement. lui nuire encore plus. Et pourtant, nous, je vois pas pourquoi nous, on arrive à voir ça et eux, ils n'arrivent pas à le voir, en fait. Que c'est redondant, ce truc, ces choses-là, les réflexions qui sont faites sur Michael Jackson, c'est redondant. Donc, au bout d'un moment, les States auraient dû avoir ces coronesses, hein, excuse-moi du terme, de dire, bon, allez, on met tout sur la table, on prend un risque et on y va parce que cet artiste-là, eh ben, c'est pas qu'une marque, c'est aussi un homme et c'est une légende. Et c'est aussi en le réhabilitant dans l'homme qu'il était qu'on va réhabiliter l'artiste parce qu'aujourd'hui, on veut plus faire la distinction entre l'homme et l'artiste. Donc, à l'ère MeToo, à l'ère Epstein et compagnie, il fallait aborder cette chose-là parce que tu vas donner l'impression aux gens que on est tous des fans aveuglés et voilà. Et puis les gens qui vont au cinéma avec le costume de Thriller, avec les chapeaux et tout, et ben ils vont alimenter ce truc-là et on va pas s'en sortir. Voilà. Ouais, je suis totalement de ton avis là-dessus. Yann, je voulais t'entendre là-dessus. Bon, je sais qu'on en a déjà parlé, toi et moi, et qu'on a des avis divergents du coup, mais j'ai très envie d'avoir ton point de vue sur le sujet. Oui, moi je suis pas du tout d'accord en fait sur ce que vous avez pu dire. Je pense que les 3 heures que nous venons de passer, bientôt 4, démontrent une chose, c'est que quelle que soit la façon dont nous amenons un décortiquage des affaires, il y aura toujours des gens pour croire aveuglément qu'il est coupable ou croire aveuglément qu'il est innocent. C'est-à-dire sans aucune réflexion autocritique, réflexion derrière. Et dans les deux camps, c'est dommageable, parce que je pense qu'il faut pouvoir prendre du recul pour vraiment savoir pourquoi on pense que Michael Jackson est soit innocent, soit coupable. Et si vous mettez quelque chose dans un film romancé, un peu à la Bohemian Rhapsody, vous allez avoir un effet immédiat, c'est que les médias vont se focaliser sur une pseudo-défense dans un film qui va durer peut-être 3, 4 heures, on ne sait pas bien en fait. On sait qu'il y a eu plus de 3 heures de tournage bout à bout, mais il va y avoir un montage qui va être fait certainement. Peut-être que ce sera moins, peut-être que ce sera 2 parties. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai l'impression qu'ils cherchent à nous noyer dans les news pour nous désarçonner un peu. Mais dans tous les cas, il est fort à parier que si sur un film de 3 heures, on veut raconter toute l'histoire de Michael Jackson, ça va être difficile, il faut faire des choix.
et que vous allez avoir une toute petite partie consacrée aux affaires, ben, ça va être très frustrant, parce que ça va être très difficile de vraiment raconter les choses, et les médias vont se focaliser dessus en disant « Regardez, ils défendent un PDF, etc. etc. » Donc je ne sais pas si c'est vraiment la bonne stratégie de vouloir raconter ces affaires-là s'il n'y a pas la place pour le faire. J'ai cru lire qu'il était question quand même, au départ, d'en parler, ou en tout cas au moins de parler de l'affaire Chandler. Mais finalement, il y aurait des histoires de droit liées aux fameux accords, et donc le nom de Jordan Chandler ne devrait pas être cité, donc ils sont en train de retourner. Bon, là encore, on n'en sait rien, on a beaucoup de rumeurs. Ce qui a été dit, c'est qu'ils voulaient, dans tous les cas, ne pas comptabiliser le film dans l'année fiscale 2025, parce que ça allait sans doute rapporter des sous, et ils le déplacent en 2026. Bon, ok. Moi, je crois que ce film, ce biopic, a comme objectif de faire comme Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire de redonner à un public le côté artistique de Michael. Et dans un but évident pour l'esthète, c'est de créer une nouvelle génération de fans, peut-être même de raviver l'ancienne génération un peu dans l'attente, ou qui sont un peu finalement passés à autre chose, et de faire du fric autour, comme ils ont réussi avec Queen et le film de Bohemian Rhapsody. Si vous voulez que l'esthète fasse une défense de Michael, excusez-moi, mais Michael il est mort en 2009. Vous les avez vus faire quelque chose, vous? Ah non, bah non. Bon, alors vous pensez tout de même pas qu'ils vont faire quelque chose maintenant. Ce serait quand même de l'ordre du miracle. Pourquoi ils auraient attendu autant de temps? Pourquoi ils n'ont pas soutenu plus que ça les documentaires qui auraient pu avoir une autre gueule? Je pense que c'est pas dans leur politique. Ils veulent pas se mêler de ça. Ils veulent juste travailler sur ce qui est rentable. Ils sont là pour faire du pognon. Et Bohemian Rhapsody. De toute façon, ils n'auraient pas donné 20 millions à Casio comme ça s'ils étaient dans cette politique de justice. Hein. Donc, comme tu dis, c'est une connerie, ça aussi. Pas bon. Bien voilà. sûr. Donc, ils sont là pour... On enterre rapidement les trucs, s'il faut, avec un peu de pognon. Et notre objectif, c'est de faire du pognon avec l'image de Michael et pas de le disculper ou de lui rendre justice sur ces affaires-là. Sinon, ça se saurait. Ils auraient déjà essayé de faire des choses depuis longtemps. Bon, donc, et l'affaire Casio vient encore nous montrer à quel point on est toujours dans ce genre de problématique où il y a toujours des gens qui cherchent à profiter du fric qu'il y a derrière. Donc moi je pense que si le biopic est aussi réussi que ce qu'ils ont fait avec Bohemian Rhapsody, ce ne sera pas négatif de toute façon, parce que bien sûr. On va avoir quelque chose qui va nous permettre à nous d'être fiers à nouveau d'un Michael Jackson, artiste, etc. Alors bien sûr, si votre attente, c'est que l'esthète s'investisse sur un projet de réhabilitation de Michael, ce que moi j'aimerais, sincèrement, je pense qu'on va peut-être être déçu. Je dis pas qu'on va peut-être pas avoir quelque chose dans le film, j'en sais rien. Je n'ai pas fait le scénario du film, je peux pas vous dire qu'il y aura quelque chose ou il y aura pas quelque chose. D'après ce que j'ai compris, ils ont quand même voulu retourner quelque chose puisqu'ils en avaient fait mention. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de prévu, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, moi je ne l'attends pas. Et de la part de l'esthète, je n'attends pas, si c'est eux qui sont derrière, au vu de ce que j'ai vu sur le Thriller 40, déjà, au niveau artistique, ils ne sont pas tip-top. Alors, je peux vous dire qu'au niveau de la réhabilitation de Michael, bon, donc tout ce que j'espère, c'est que ce biopic sera à minima sur le niveau artistique une réussite. Je suis un peu inquiet de voir que Paris Jackson vient dire que pour elle, le scénario comporte des mensonges, mais elle nous dit ça fera plaisir aux fans. Ça fera plaisir aux fans qui fantasment sur Michael. Donc, moi, je m'en fous. De toute façon, c'est sans moi.
Voilà. Je pense qu'elle attendait quelque chose de plus honnête sur la vraie vie de Michael, et manifestement, on va nous vendre encore des paillettes, du rêve, peut-être, en occultant tout ce qui, ou en arrangeant, ou en romançant. Mais Bohemian Rhapsody aussi, c'était romancé. Et c'est le cas, et c'est Antoine Fuqua qui a fait Bohemian Rhapsody. Donc on peut s'attendre, effectivement, à quelque chose de romancé, tout comme la comédie musicale est romancée aussi. Donc, laissons, moi je dis laissons les choses se faire. Peut-être qu'on sera très content du résultat parce que ça va redonner une actualité artistique à Michael, plutôt que de se focaliser à chaque fois sur les histoires, le truc glauque, voilà. Et ça sera peut-être très profitable pour l'esthète, ils seront contents, et nous, on se contentera de ce qu'on a. Maintenant, je suis comme vous, j'aimerais beaucoup que l'esthète s'investisse un jour dans un projet qui réhabiliterait Michael dans le cadre de ses affaires. J'imagine que sans doute jamais, parce que c'est pas leur objectif, ou parce qu'ils ont des contraintes légales, ou ils ont trop peur, ou voilà, j'en sais rien. Mais alors, je sais pas, alors Prince fait partie de l'esthète, pas vraiment, hein, d'après ce que j'ai compris, il fait pas vraiment partie de l'esthète. Il a un mot, il peut dire maintenant, il a un petit peu un mot à dire, mais là, il est très occupé par sa fondation et autres. Voilà. De toute façon, il n'est pas décisionnaire à l'heure actuelle de ce qui se passe. C'est ça, il n'a pas de décision. Et puis, n'oubliez pas qu'à un moment donné, vous avez aussi une forme de, comment dire, les gens qui sont en charge de l'héritage. En gros, s'il commence à dire quoi que ce soit, elle veut dire t'es gentil, mais c'est nous qui sommes à la manœuvre, et toi, tu connais rien. Donc, tiens, v'là un chèque, tu vas t'acheter des bonbons, et puis continue à faire ta fondation, c'est très très bien, vas-y. Je pense que de toute façon, lui, il est bien content de ça, et il n'y connaît pas grand-chose aux affaires. Et je pense que lui dit, écoute, ça c'est affaire de grands, laisse les grands faire, tu verras, nous on va te ramener de l'argent, et c'est très bien comme ça. N'oublions pas qu'il vit dans une bulle aussi, hein. Prince, il est choyé dans cette bulle. Paris peut-être un peu moins, parce qu'elle s'est débrouillée aussi un peu par elle-même, elle est devenue un peu mannequin, elle a fait un peu de musique, elle n'est pas restée totalement dans ce giron-là. Mais Prince, lui, est complètement dans le giron, hein. Donc du coup, il est peut-être un peu à côté de ses pompes, et il cherche pas trop à se mêler des affaires de l'esthète. Donc moi, je ne sais pas, je suis dans l'attente. Peut-être que ce biopic sera aussi réussi que Bohemian Rhapsody, ou on se dira que c'est aussi merdique que le biopic sur Whitney Houston. Après, on a eu des Rocketman, on a eu des Elvis qui étaient moyens, mais qui n'étaient pas trop mal. Ça marche plutôt bien en ce moment, l'histoire de biopic. Il y a eu des biopics incroyables. Il y a eu Ray, Ali et Tina. Chacun dans différents registres. Tina, Chaplin. Tina, oui, Tina. Là, encore cette génération encore plus. Là, je parle on va dire des plus récents, du 21e siècle. Tina, c'est ça, Tina Turner était sur le plateau. Hein. C'est elle qui coachait Angela Bassett. Donc, il n'y a pas de secret. Hein. Elle était là. Et en plus, elle voulait elle-même montrer les moments de sa vie les plus difficiles. Donc, ce n'est pas tout la même démarche. Yann a bien dit, l'esthète veut vendre. De toute façon, il faut maintenir la vitrine, il faut que ça vende, il faut que la marque Michael Jackson brille. Et je pense que dans leur vision, qui est aussi coupée du monde, qu'elle cherche à faire de l'argent, eux disent on va faire ça, ça va passer. Et le pire, c'est qu'avec le musical, c'est passé. Le musical se déroule au moment où se prépare la tournée d'El-Joros, donc avant la première affaire, et c'est un carton total. Donc, oui, mais après ça va marcher là. Surtout que le musical, encore une fois, il est intéressant parce qu'il montre quand même comment Michael, il est quand même tourmenté par son entourage et on va dire des démons qui l'entourent, notamment avec son père, un coup Berry Gordy, un coup Quincy Jones. Enfin, on comprend un peu tout ça. On rentre un peu plus dans sa psychologie. Donc, si au moins le biopic permet de rentrer dans ces questions-là, si en gros le biopic reprend un peu des éléments du musical, c'est bien. Maintenant, effectivement, je me rappelle qu'au tout début, entre le Fuqua, et j'en peux très bien du tweet, et tout à l'heure, il a été recité par l'un d'entre vous, qui disait on va parler de tout, aussi bien du bon que du mauvais, et on va tout montrer. Mais je pense que c'est vite heurté à des stops de l'esthète. Je vous rappelle juste que l'esthète, même pour des t-shirts vendus à Walmart, ils rejettent des lignes de design parce que ça ne leur plaît pas, parce que le logo, pas comme ci, pas comme ça. Donc, c'est des gens qui disent non à tout. Hein. Même chez Sony, le moins de trucs que Sony peut proposer d'un peu original, l'esthète n'en voulait pas.
Donc, on est face à des gens qui, de toute façon, je ne sais pas qu'ils sont en déni, mais pour eux, Michael, c'est ça. Il faut faire rêver, que ce soit quelque chose d'inspirant, ce qui est tout à fait le cas de personnage de ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que là, c'est une occasion, une balle en or qui semble être perdue, de montrer Michael aussi l'humain. C'est un peu le problème, le reproche que je leur fais, c'est que finalement, ils montrent Michael l'icône, la star, mais ils ne montrent pas l'humain. Alors qu'on connaît par cœur la star déjà. On connaît par cœur. On n'a pas besoin. Oui, voilà. Je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous résumer un petit peu comment je vois les choses par rapport à ce film. Attends, Greg, excuse-moi, Ouais, une seconde. Sam, je voulais juste rebondir par rapport à un truc que Yann avait dit. Une seconde, parce qu'après on va passer à autre chose. Vas-y, je t'en prie. Je suis désolé de t'interrompre. Non, t'inquiète, vas-y. Non, c'est par rapport au film de Bohemian Rhapsody. Moi, j'ai aimé ce film, clairement. Après, les fans de Freddie Mercury disent que c'est des choses qui ne sont pas les bonnes dates, etc. Le groupe s'est jamais séparé. OK. Mais le film était beau. C'était un bon film. Et le problème de ça, c'est que, Yann, tu disais tout à l'heure que oui, si c'est aussi bon que Bohemian Rhapsody, avec le côté célébration de l'artiste, etc., ça sera bon. Le problème, c'est que je n'y crois pas une seule seconde, parce que Freddie Mercury est resté un artiste. Freddie Mercury est resté un artiste. Il n'est pas un symbole comme... Enfin, moi, j'adore Freddie Mercury, je suis plutôt fan. Mais ça reste un artiste. Michael Jackson cristallise trop de choses autour de lui. Ça dépasse le cadre de l'art. Et le problème, c'est que si tu n'abordes, si tu fais un copier-coller de Bohemian Rhapsody sur la vie de Michael Jackson, eh ben, malheureusement, nous, on n'aura pas le droit à la paix. On va pas entendre super film. On va entendre, ils n'ont pas parlé de ci, ils n'ont pas parlé de ça, ils n'ont pas parlé de ci, et on va avoir que de la négativité. On n'aura pas le droit, nous, les fans de Michael Jackson, on n'aura jamais le droit à de la positivité. C'est déjà, vraiment, je veux qu'on le dise, enfin, j'y crois c'est très bien que tu dises ça. C'est très bien que tu dises ça parce que justement, ça enclenche tellement ce que j'allais dire. En fait, moi, je trouve que vous comparez à Bohemian Rhapsody. Moi aussi, je précise, j'ai beaucoup aimé Bohemian Rhapsody. Mais encore une fois, à mon sens, et je sais, Yann me l'a déjà dit, c'est mon côté militant qui parle autour de Michael Jackson, mais pour moi, Bohemian Rhapsody, il n'a pas du tout la même responsabilité que doit avoir un biopic sur Michael Jackson. Parce que Freddie Mercury, on ne triche pas, on connaît les déboires de Freddie Mercury, et c'est des déboires qu'on a acceptés, ça fait partie du personnage qu'il était, et que Freddie Mercury, je veux dire, aujourd'hui, après sa mort ou quoi, il n'a pas de réhabilitation à avoir auprès de son public ou auprès du grand public, parce qu'on sait qui il était. Et donc, quand tu proposes un film sur son histoire, tu veux connaître son histoire, mais il n'y a pas une responsabilité autour du film, si ce n'est respecter sa vie. Tandis que Michael Jackson, on est quand même face à un homme qui a été accusé de la pire horreur du monde, qui a été accusé après sa mort, qui fait qu'aujourd'hui, on a un clivage entre ceux qui le pensent innocent et ceux qui le pensent coupable, et que de ce fait, un biopic sur Michael Jackson a, à mon sens, une responsabilité bien plus importante que n'importe quel autre biopic qui n'a pas besoin, entre guillemets, de se poser la question s'il doit parler de telle partie ou telle partie de la vie d'un artiste. Michael Jackson, c'est au-delà. Et bien sûr que c'est influencé par mon militantisme autour de la réhabilitation de Michael qui parle, et c'est clairement tout ce que j'attendais autour du film. Et moi, aujourd'hui, si vous dites que Michael Jackson doit être aussi bien enfin, le biopic Michael Jackson doit être aussi bien que Bohemian Rhapsody, ça m'a fait comprendre une chose quand je discutais avec Yann en off il y a quelques jours, c'est que je ne suis pas la cible de ce film. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre de ce biopic. C'est parce que j'ai compris que j'étais pas la cible. Et que ce film-là, on le fait pas pour moi. Enfin, et pour la communauté que je représente, entre guillemets. Tu vois, sans me lancer des fleurs ou me mettre sur un piédestal que je n'ai pas. Mais c'est pas, je ne suis pas la cible de ce film. On ne fait pas ce film en pensant à ce que les fans attendent, ce que les fans ont besoin, et plus important, ce que Michael aurait eu besoin, parce que on est quand même sur le seul artiste au monde qui est encore poursuivi 10 ans après sa mort de mensonges, de calomnies, et que pour moi, on ne peut pas
on ne peut pas prendre Bohemian Rhapsody en comparatif dans la mesure où la responsabilité n'est clairement pas la même. Mais clairement pas. C'est vrai. Ouais, vas-y Yann. Ouais, alors moi je suis pas d'accord. Je sais. Je suis pas d'accord pour une raison simple, c'est que si on fait cette émission aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que pendant longtemps tu as refusé de faire. En disant justement, on va pas parler que de ça sur Michael, nous on va parler de l'artiste, on va parler de la musique. Bon. Et donc, quand on a vu Thriller 40 et qu'on a été déçu par le documentaire de Thriller 40, alors que celui de Bad 25 avait été au contraire très enrichissant, c'est ce qu'on attend. On attend justement qu'on parle de l'artiste, qu'on parle de sa capacité à créer de la musique et pas toutes les affaires, tous les débordements à chaque fois qu'ils veulent nous mettre dans le dos, parce que pendant très longtemps, Michael Jackson, ça n'était plus que le fric, le monstre qu'on voulait nous dépeindre, et on oubliait l'artiste, on oubliait le créateur de la musique, le créateur de chansons, l'interprète, etc. Et l'intérêt dans Bohemian Rhapsody, c'est qu'il y a un peu de vie privée, mais il y a aussi toute cette partie de l'artiste, Freddie Mercury, le chanteur, le compositeur, le groupe, et qui nous font rêver autour de ce qu'il était comme artiste avec Queen. Si alors j'ai un gros doute, hein, mais si le biopic autour de Michael nous rappelait à quel point c'était un vrai compositeur, un vrai musicien qui pourtant ne savait pas jouer d'instrument de musique, mais était un musicien avec son corps. C'était un incroyable danseur qui s'entraînait des heures et des heures, qui s'inspirait de Fred Astaire, qui s'inspirait du hip-hop de l'époque, qui s'inspirait des danseurs de James Brown. Voilà, James Brown, etc. Je veux dire, déjà, s'il y avait ça serait sans doute frustrant pour nous parce qu'on se dirait ouais, mais nous on le sait. Ouais, mais enfin, si enfin on parle de Michael Jackson comme d'un artiste et que ça apprend des choses aux gens qui ne connaissent pas Michael, moi je suis pour. Je suis totalement pour. Et pourquoi on fait toutes ces émissions avec toi, Greg? C'est bien pour parler de l'artiste. Sinon, on nous chercherait tout le temps à réhabiliter sur les affaires. Or, on ne le fait que maintenant et on le refera certainement plus après. Ouais, mais en fait, on n'a pas la même audience et la même ambition qu'un biopic, tu vois, à comparaison. Et la preuve en est, c'est que, tu vois, finalement, le rétro-pédalage, je mets une parenthèse quand je dis ça, le rétro-pédalage de la ligne éditoriale de ma chaîne, où effectivement, comme je disais, moi, à la base, je ne voulais pas parler des affaires, je voulais me concentrer sur l'œuvre. Mais c'est, je dirais, à ma petite échelle dans ma communauté de fans, parce que, si tu veux, contrairement à l'estate, moi, je m'adresse aux fans. Et en m'adressant aux fans et éventuellement à un public qui pourrait s'intéresser à la musique de Michael, effectivement, je n'ai jamais été dans cette démarche de ressentir un quelconque besoin vis-à-vis de la communauté de parler des affaires, en tout cas sur ma chaîne. J'ai eu le parti pris, et je me souviens, et finalement c'est Richard qui avait réussi à me convaincre que c'était une bonne idée d'en parler une fois et que ce soit présent et que ce soit dispo et qu'ensuite on n'ait plus besoin d'y revenir. Et parce que j'ai longtemps hésité, hein. Je pense que Yann et toi, Richard, vous vous souvenez que je vous l'ai dit combien de fois que j'hésitais à le faire, mais qu'en même temps, je me disais que ce serait bien, que si le biopic n'en parlait pas, etc. Et au final, vous m'avez convaincu et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Et je regrette pas qu'on fasse ce live ce soir, bien au contraire, tous ensemble. Mais déjà, on a fait les 4 heures du film, là, les enfants. Hein. Mais le biopic, les gars, on a fait un live qui est plus long que Living Neverland, c'est bien, non? Mais ce que je veux dire, c'est que le biopic a une portée totalement différente. Et pour moi, elle n'a pas la même responsabilité que la chaîne de Greg Pop Culture, tu vois. Donc, je comprends le lien et la liaison que tu fais parce que je me suis fait la même réflexion que toi. Mais encore une fois, ma position, elle est que pour un film de Michael, la film sur Michael Jackson est beaucoup plus importante. Ceci étant dit, c'est ma position par rapport à ça, mais ton discours, Yann, je le comprends totalement. Je le comprends totalement. Et quelque part, il est peut-être même plus sensé que le mien parce qu'il est plus mesuré, en réalité. Ton discours, il est plus mesuré parce que effectivement, le public lambda qui va aller voir le film, sûrement quand il sortira de sa séance, il se posera peut-être pas la question ou il se le dira une fois, mais
il aura juste vu un film, il va rentrer chez lui, ça ne changera pas sa vie qu'on ait parlé ou pas des affaires. Mais moi, je suis comme Sam, et là, c'est le cœur qui parle, mais moi, je suis comme Sam, je sais que ça va encore susciter de la calomnie, de dire, ah bah regardez, ils n'en parlent pas. Parce que tu vois, moi, tu m'avais dit, je me souviens de la discussion qu'on avait eue, Yann, là-dessus, et souviens-toi ce qu'on s'était dit. On se disait, oui, mais regarde, si ils parlent des affaires, et ben peut-être que le public, du coup, ils vont avoir envie de voir le film que pour ça, et que ce serait dommage, et ils vont peut-être parler que de ça. Et moi, je t'avais dit, oui, mais regarde, s'ils n'en parlent pas, la presse va en parler tout autant que s'ils en parlaient. Sauf que la différence, c'est que ça ne va pas pousser le public à voir le film et donc à voir tout l'à côté de ce qu'il pourrait découvrir de Michael en dehors des affaires. Donc pour moi, c'est une double balle dans le pied de ne pas en parler. Je fais l'impasse évidemment de l'aspect juridique de la chose et de ce qu'ils ont droit ou pas le droit de faire. Je suis désolé, là je parle et du coup je ne vous lis pas le chat. Je remonte un petit peu. Mais voilà pourquoi c'est plus important. Moi, je préférais qu'il y ait le mec qui sort et qui dit ah ouais, il parle des affaires et tout machin, et qui du coup ça donne envie aux gens d'aller le voir et du coup comprendre et découvrir autre chose de Michael Jackson. Bah oui. Mais par contre, si on doit raisonner avec moins d'ambition autour de ça, je comprends qu'à un moment donné, quand on fait un film sur quelqu'un, on a plus envie de le glorifier que d'être 100% transparent et qu'on a envie d'avoir une trame narrative fictionnée autour de ce qu'il y a de mieux sur l'artiste. Maintenant, je pense vraiment que Michael Jackson, c'est l'exception qui ne peut pas avoir un simple biopic Exactement. lambda. Voilà. Mais Vas-y, pardon. Sam. Ouais, mais après, Yann, j'entends et je suis d'accord aussi avec toi dans ce que tu dis quand tu dis que voilà, il faut décortiquer un peu l'artiste qu'il était, parce que c'est vrai que pareil, c'est un vrai débat. De plus en plus, les gens disent que c'était pas un artiste, c'était qu'une machine à cash, qu'il composait pas, qu'il savait pas jouer un instrument. Alors que la vérité est vraiment différente que ça. Moi, j'ai envie de voir Michael en train comment il s'appelle Ivan Hurst, la maison où il s'entraîne pour faire Billie Jean avec ses bandages. J'ai envie de voir Michael Jackson faire du beatbox en studio, puis rajouter des choses, montrer ses idées à Eddie Van Halen et patati. Je veux voir ça, moi. Plus que des reconstitutions de concerts, moi, j'ai envie de voir l'envers du décor parce que c'est ce qui me manque. Moi, je cherche tout le temps des leaks, des choses sur les sessions studio de Michael pour voir c'est ça qui me manque, moi, c'est l'envers du décor. Décortiquer vraiment sa méthode. Et moi, j'ai envie de voir ça. Mais en fait, je veux juste dire on aurait pu doser entre les deux. Mais évincer totalement le côté sombre et les affaires, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et ne parler que des affaires et évincer l'artiste, je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'aurais aimé qu'il y ait un dosage, voire 2 films, voire une série, comme disait Carlito. Mais je pense que ne pas en parler, c'est une balle dans le pied. On verra. Moi, je vous dis juste que qu'il y ait une partie sur les affaires ou qu'il n'y en ait pas, je ne suis pas persuadé que dans les 2 cas, ça peut faire un bon film, ça peut faire un bon biopic. Après, quand Greg dit « je ne suis pas la cible de ce film », je pense qu'un film comme Bohemian Rhapsody n'était pas exclusivement réservé aux fans de Queen, mais au contraire, cherchait à... élargir. C'est pas la même responsabilité. Mais je pense que toi, tu veux mettre une responsabilité là où il y en a. Bien sûr. Je pense que si on en a parlé, je crois que c'est ton attente à toi. Là où moi j'ai d'autres attentes, mais effectivement, je reconnais volontiers que j'aimerais bien cette attente-là, peut-être plus sous la forme d'un documentaire sérieux sur le fait que Michael a été victime de calomnie et victime d'extorsion et de chantage. Mais il y a de très bonnes vidéos sur la chaîne de Greg Pop Culture, si tu veux. Par exemple, il paraît, mais j'aimerais que les têtes s'investissent. Maintenant, c'est sûr que dans un film, s'il y avait des éléments qui permettraient effectivement d'aller dans ce sens-là, je serais content. Maintenant,
s'ils n'y font pas, s'ils n'y font pas mention, je ne serais pas forcément déçu. Je ne l'attends pas parce que je sais que c'est l'esthète qui est derrière et que l'esthète a un objectif, un seul. C'est pas Mais de réhabiliter ta Michael. position est la plus raisonnable. C'est de Très faire- objectivement, ta position est la plus raisonnable. Mais je pourrais pas être d'accord avec ça. Bah, je Sur- pense sur qu'il y a- la- je après, pense que- je pense qu'on peut Attendez, tout aussi bien montrer- attends, laissez Richard. je pense qu'on peut tout aussi bien montrer, Michael, le génie créatif qu'il est, en fait, parce qu'on oublie que c'est un compositeur, que c'est un chorégraphe, que c'est un réalisateur, que c'est un parolier. Visionnaire. Tout ça, beaucoup de gens, quand tu rencontres ou quand tu dis aux gens qu'il a composé Billie Jean, Beat It, Black or White, enfin, Bad, enfin, ils disent, ah ouais, tout. Enfin, ils ne se rendent pas compte, ils pensent que pour eux, c'est soit Quincy Jones, soit machin. Donc, ça montre ça, mais qu'en même temps, parce que sa vie, et d'ailleurs, même Michael l'a fait dans sa production, quand il fait History, c'est un artiste qui parle de ses blessures personnelles. Oui. Donc, si dans le film, on comprend aussi ses blessures personnelles, ses fêlures, quand on parle de l'humain, on peut très parler du traumatisme avec son père, des problèmes qu'il y a eu avec ses frères, de l'entourage et aussi des affaires. Pas non plus faire un film que sur les affaires, mais on doit que ce soit évoqué et qu'on comprenne enfin, au moins une fois, qu'il y ait cette parole portée par. Je veux dire, Dan Reed a bien eu un boulevard pour déverser son discours ridicule à travers HBO et tout ce qu'on veut. On a quand même bien droit, nous aussi, à avoir sur un support aussi, que ce soit pour le grand public que pour les fans, parce que Living Neverland était fait pour le grand public, hein, c'est fait pour tout le monde. Donc le biopic, bien sûr, a une ambition grand public, et justement, ce serait bien que dans cette ambition grand public, il puisse quand même planter comme ça une idée différente dans l'esprit des gens et dire, ah ouais, d'accord, il dit ça là, parce que moi, dans les médias, j'avais lu ça, bon, c'était différent, finalement, c'est pas ce que je pensais. Si le biopic peut aider à initier une réflexion sur ces choses-là, sans en faire le truc principal, moi, je suis client de ça. Maintenant, effectivement, comme le dit Yann, je pense que l'ambition du biopic et surtout de l'estate, c'est de voir un produit très grand public calibré pour toucher le maximum de monde et peut-être faire le moins parler de Michael pour des mauvaises choses. Tout ça. Mais effectivement, l'effet boomerang, c'est qu'en voulant éluder la question, ça peut leur revenir en pleine tête. C'est le risque qu'il peut y avoir. C'est pour ça que moi, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à la date de sortie du film et il se peut que, même au moment où le film sort, de toute façon, on va voir un truc sortir, une histoire ou un machin, qui va être là pour déstabiliser la promo. Ça, il ne faut pas non plus l'exclure, parce que je pense qu'on est encore dans un climat autour de Michael qui est assez hostile. On le voit avec l'affaire Cassio. Là, c'est un peu calme. Les dernières semaines, c'était comme, rappelez-vous, bien vous mentez. On sait bien que c'est pas tranquille. Il y a le procès avec Robson et Sefcock. Oui, ou même, si je peux me permettre, Richard, Dan Reed avait prévu sur Living Neverland 2 à peu près à la date où devait sortir le biopic initialement. Oui, bien sûr, mais oui, voilà. Finalement, ils l'ont sorti là. Mais il compte en faire un 3. Enfin, tu vois, il va peut-être faire un 3 sur je sais pas quoi. Sur un bateau qui a poussé mollo, c'est Michael Jackson. Je pense que c'est pour ça que. Prends le cas d'American Dream, la grosse ellipse qu'ils font, ils n'en parlent pas. C'est le moment où Joe et Catherine, bon, on voit le moment où il y a une espèce d'histoire de querelle conjugale et que Catherine veut divorcer. Mais ils ne parlent pas de l'affaire de Gina Sprague, le jour où Catherine est partie péter la figure, pour dire autre chose, à la secrétaire, accompagnée de Randy et de Janet. Ils ne parlent pas des autres histoires comme ça, de la famille, Jackie et Paula Abdul. Enfin, ils ne parlent pas de tout ça. Il n'empêche que cette série arrive à retranscrire de façon assez correcte, honnête, la trajectoire de la famille, quoi. Et on comprend bien que malgré tout, les relations entre eux sont devenues compliquées. On le sent quand arrive la séquence de Victory, on voit bien que Michael est déjà ailleurs, quoi, et qu'il ne veut pas faire la tournée. Ça, on le ressent dans le téléfilm. Donc, on va voir comment c'est fait. En tout cas, dans le musical, des questions comme ça, entre Michael et sa famille, sont bien présentées et évoquées. On comprend bien le décalage qui se crée entre eux avec les années. Mais ça, on le sait. On a envie de voir autre chose. Bon, maintenant, on ne pourra rien faire d'autre. Mais après en tout cas, avec ce que vous dites tous, c'est vrai que quand j'évoque le fait que je suis déçu parce que certains éléments ne vont pas apparaître dans le projet, alors c'est pas forcément uniquement par rapport à ces deux affaires, Chandler et Arvizo, mais c'est plus, comment je pourrais dire ça, la face sombre entre guillemets de Michael qu'on n'aurait pas exploré au grand public. Là, du coup, je repense aussi à l'explication de son vitiligo qui n'a jamais plus ou moins été élaborée de manière
pertinente, même si, bon, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont évoqués dans American Dream. Le fait que, je sais pas, à un moment donné, Michael qui est en pleine soif de production, on sent qu'il veut prendre le contrôle de certaines choses, ses frères également qui le poussent à aller dans ce sens-là, la relation ambivalente avec son père, donc on comprend que son père a été important dans sa vie, mais plus en tant que manager que père, où il interdisait le fait qu'on l'appelle papa. Donc au final, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été regroupés, et tant bien que mal, même si j'étais jeune quand j'ai vu la série qui était sur l'émission Giga, euh, il y a beaucoup quand même d'éléments qui rendaient le fait que bon, c'était pas que mis sur le côté superstar, mais humain dans toutes ces phases de complexité. Et c'est ça en fait, surtout moi que je voulais retrouver à ce niveau-là. Vous voyez, donc oui. Après, oui, les points culminants, c'est par rapport aux affaires, mais c'est un tout. Les différentes trahisons que Michael a pu rencontrer, le rachat de ATV et la querelle qu'il a eu avec Paul McCartney, plein de trucs comme ça, quoi. Donc le fait que Michael, il a eu des paires de substitutions dans sa vie, Berry Gordy, Quincy, etc. Enfin, les différents mentors, sa sensibilité, sa force en même temps, ce qui était à la fois sensible mais très fort en réalité. Et le Michael, des fois, qui est dépeint, c'est pas le Michael réel, donc il avait quand même son caractère, et ça, peu de personnes le savent. Donc c'est un peu tout ça. Je me dis, bah mince, est-ce qu'on va pas passer à côté de tout ça? Mais bon. De toute façon, tant que c'est pas sorti, on le saura pas. Et pour conclure, en fait, je pense que le fait que je sois énervé par rapport à ça, c'est que, comme ça a été si bien dit, hein, même Sam l'a dit, c'est que au départ, ils ont vendu le truc en mode on vous montrera tout. Et puis, il y a eu tellement de contradictions par la suite. Peut-être j'aurais été différent s'ils avaient rien dit, sortir la chose, que de là nous promettre des choses et au fait qui ne seront pas honorées à la fin, quoi. Donc c'est un peu ça qui me. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ils ont créé de l'attente. C'est ça. Du coup, c'est ça. C'est une fois qu'il y a une promesse qui est faite, en l'occurrence voilà, avec Antoine Lucas, voilà. ça crée de l'attente. Ouais. T'as totalement juste raison. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, ce que vous disiez tous d'ailleurs, c'est que moi je crois vraiment qu'il y a une responsabilité. Hein. Moi je me situe entre Yann et Greg, je suis vraiment entre les deux. Ah, tu dois faire un choix. Ouais, non, je suis vraiment entre les deux. Mais je me situe vraiment au milieu en plus. Mais je pense vraiment dans la merde. Ouais, je pense vraiment par contre qu'il y a un enjeu. Il y a une responsabilité parce que, comme je l'ai insinué tout à l'heure, Freddie Mercury est resté un artiste d'envergure internationale, une légende, mais il dépasse pas vraiment le cadre de la musique si on regarde bien. Michael Jackson, c'est un marqueur dans l'histoire. Il faut pas oublier que Freddie Mercury, c'est Nikon Gay, c'est aussi l'histoire du SIDA. Oui, mais j'entends, mais personne n'en parle, tout le monde s'en fiche. Franchement, j'ai jamais eu un seul débat avec quelqu'un sur Freddie Mercury. C'était sur le moment, peut-être à l'époque, là, tout le monde s'en fiche. Et je vais même aller plus loin, les gens ont oublié à quel point Freddie Mercury était phénoménal. C'est Bohemian Rhapsody qui a rappelé que, parce que pour moi, il y a deux showman, mais c'est Michael et Freddie Mercury. L'élite, pour moi, c'est eux deux. En termes de showman, en tout cas. Donc, Michael est un baromètre. Il a changé l'histoire raciale de l'industrie de la musique. Il a inventé le vidéoclip. Il a fait plein de choses qui font qu'il n'est pas à classer comme au même niveau que Freddie Mercury, parce que Michael Jackson, c'est de l'histoire. C'est comme Luther, dans le domaine de la musique, bien entendu, mais c'est comme Luther King. C'est des hommes qui font partie de l'histoire. Freddie Mercury, c'est pas son cas et je l'aime beaucoup. C'est un artiste incroyable. Et c'est pour ça que je pense. Pardon ? L'histoire de la musique, quand même. Maintenant, oui, Michael dépasse effectivement ce cadre-là. Oui, mais il n'y a pas de. En fait, encore une fois, c'est pas des artistes ou des personnes qui ont besoin d'une réhabilitation. C'est ça. C'est surtout ça, quoi. C'est ça. Et Michael, donc, il dépasse tout ça. Il dépasse la musique. Michael Jackson est un baromètre, quasiment. C'est une unité de mesure. Ça le dit souvent. Ouais, et d'ailleurs, Michael Jackson aussi, il a changé le récit dans une Amérique racialiste, etc. Il a changé le récit et on peut pas traiter ça n'importe comment parce que si celui qui a changé le récit, changé l'histoire, eh ben on ne le réhabilite pas quand il a été jugé, accusé de choses,
Et ben, c'est comme si on l'efface. On efface son empreinte. Aujourd'hui, j'entends des comparaisons avec Beyoncé ou avec Chris Brown. Faut arrêter. Et dernière chose, le cliché qu'il y a sur MJ. Lance pas Carlito là-dessus. Non. Mais c'est insupportable. Et c'est vraiment insupportable, franchement. Mais tu regardes bien, les clichés qu'il y a sur Michael, c'est quoi? Hi et aou. Voilà. Et pour les gens, c'est ça. Michael Jackson, c'est hi et aou. Et on va avoir peut-être au final un film et ce sera hi et aou. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est. Si c'est ça, c'est dommage. J'espère que ça va creuser plus que ça. Et Lisa Marie Presley a dit un truc aussi, pour terminer. Elle a dit Michael n'est pas ce petit lutin inoffensif et fragile que l'on croit. Il était très intelligent et très cultivé. Et je n'arrêtais pas de lui dire il faut que tu montres ça aux gens. Et il me disait non, cette façon de me montrer au monde fonctionne. Et c'est comme ça que je vais continuer à faire. Et peut-être que Paris aussi a fait référence à ça. Peut-être qu'on va présenter Michael comme Peter Pan alors qu'il était beaucoup plus que ça. Moi, j'ai quand même le sentiment que vous projetez vos attentes sur ce biopic, je le comprends. Mais si vous raisonnez comme l'esthète, vous allez voir que c'est totalement différent. Vous avez une comédie musicale en Angleterre qui fonctionne très bien. Vous avez à demeure à Las Vegas un show qui fonctionne très bien. Est-ce qu'ils ont besoin de réhabiliter Jackson pour que ça fonctionne? Mais ils s'en foutent. Ils en ont pas besoin. Oui, mais la musique de Michael fonctionne toujours. C'est la comparaison, elle est pas bonne. Ils s'en foutent tellement qu'ils ont payé 20 millions les Casio. Hein. C'est l'artiste qui a été le plus rentable mort de cette année. Ils n'en ont pas besoin de la réhabilitation pour faire du pognon. Donc ça, c'est une attente que nous avons. Oui, c'est-à-dire nous souhaitons. Et on n'est pas dans cette démarche de est-ce que le film va marcher ou pas. Moi, je te dis pas il faut parler des affaires pour que le film marche parce que au final, c'est pas mon propos que le film marche. Mon propos, c'est que le film ne triche. Voilà, mon propos, c'est que le film ne triche pas. Donc, en fait, si la question qu'on devait se poser ce soir, c'était est-ce que l'estate fait bien son travail dans la mesure où ils rapportent, où ils gagnent bien leur vie avec la marque Michael Jackson, je te dirais oui. Et donc, je te dirais effectivement que la démarche qu'ils ont vis-à-vis du biopic, elle est bonne. Si c'était cette question-là qui était posée rationnellement. Sauf que moi, la question que je pose, c'est cette notion de responsabilité. C'est pas cette notion capitaliste, c'est cette question altruiste en tant que fan de Michael. Et ce qu'on désire en tant que fan de Michael et au niveau de sa réhabilitation. Est-ce que le film doit en parler ou doit pas en parler? Et donc, pour moi, la réponse à cette question, c'est le film doit en parler. Donc, bien sûr que ton raisonnement par rapport à l'estate est le bon, parce que la démarche de l'estate, c'est faire de l'argent et vendre Michael comme une marque. Donc, bien sûr qu'ils ont raison de le faire comme ça, évidemment. Mais là, si tu poses ça en argument, c'est qu'on tu poses pas bien la question pour moi, tu vois. Non, c'est que je sais exactement comment il fonctionne et que je ne m'attends à rien d'autre. Même si, déjà, quand tu vois Thriller 40, tu as compris. C'est tout. Tu dis, OK, on n'est pas du tout sur les mêmes attentes. Et donc, le seul souhait que j'ai, c'est qu'à minima, ça soit aussi efficace que Bohemian Rhapsody, même si j'entends, et tu as raison, il y a une attente des fans de réhabilitation qui n'existe pas chez les fans de Queen et de Freddie Mercury, parce qu'il n'y a pas besoin de cette réhabilitation. Nous, on en a besoin. On aimerait que l'esthète se batte pour ça. Mais depuis 2009, je sais très bien qu'ils mais bien sûr qu'ils ne le font pas. Non, mais ça tu as raison. Mais bien sûr que tu as raison. Mais c'est pour ça que je te dis que ta vision des choses, pour moi, elle est raisonnée, elle est raisonnable et je la comprends totalement. Mais je pense que ça dessert totalement, entre guillemets, le vrai combat. Pour parler avec des mots forts, ça dessert le vrai combat et ce qu'aurait dû être le combat du biopic. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport au biopic? Je pense qu'on a fait le tour.
Merci pour cette, cette réponse claire, nette et précise. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on va clôturer un peu cet échange. Les gars, on a fait plus long que Living Neverland. C'est bon, on peut aller se coucher tranquille. On a fait plus long qu'Avatar, là. Bon, bah, pour ceux qui regarderont en replay, c'est le Allez, vous. arrêtez, hein. Pour ceux qui ont de la route, ceux qui ont de la route demain matin, je vous le dis, je n'ai pas senti les 4 heures. Je sais que quand je vais couper l'ordinateur, là, mais je vais tomber direct. En tout cas, ouais, merci beaucoup les garçons. C'était hyper intéressant d'échanger avec vous. Alors, je remercie aussi beaucoup au passage Mèche Noire du coup qui nous a fait le plaisir de venir nous raconter son histoire et son vécu de son séjour à Neverland, qui, à mon sens, a quand même un degré de pertinence dans tout ce qu'on s'est dit ce soir. Merci beaucoup le chat. Franchement, le chat, vous avez été super. Les échanges étaient top, bourrés de bienveillance. On a eu quelques personnes qui sont venues exposer leur avis et vraiment, je suis super content que ça se soit bien passé. Julem aussi, je remercie beaucoup Julem pour son travail parce que je sais que ce soir, c'était pas simple et qu'il a préparé aussi la modération en amont et vraiment, je le remercie pour son implication. Je vais vous donner la réponse du sondage. Donc, le sondage, on arrive à 84% Michael innocent contre 16% qui le pensent encore coupable. Ce qui est, à mon sens, un très bon retour. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne soirée et que c'était pas trop long. Ça aurait été intéressant d'avoir l'avis des gens avant l'émission, après l'émission. Ouais. Mais de toute façon, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que les gens nous le mettent en commentaire. Mais encore une fois, qu'on se le dise, l'objectif, c'était de donner de la visibilité sur les affaires, que le replay du live serve à ça, plus que un réel objectif de convaincre. C'est ce qu'on s'était dit. Et Yann, d'ailleurs, je te remercie pour ça parce que c'est toi qui m'as aussi un peu raisonné là-dessus. Et tu as bien fait de le faire. Je pense. Donc c'était cool parce que là, sur ces 3 derniers jours, j'étais beaucoup plus léger sur le live. Donc voilà, je suis très très content qu'on l'a fait. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, comme à mon habitude, vous savez que j'aime bien parler de l'actualité de chacun. Yann, est-ce que tu as une actu à nous partager avant qu'on termine? Non, pas d'actualité particulière, mais je pense qu'on aura des projets qui, à mon avis, 2026 devront se mettre en place. Qui seront sans doute meilleurs que le biopic. Bon, allez, j'arrête avec le biopic. J'arrête. Je vous promets que si le film est génial, mais tu sauras le dire. Ah ouais, non, mais je vous le dis, parce que c'est vrai que je suis hyper défaitiste, mais je vous le dis, hein, si le film est bon, moi, je serais le plus heureux que vous puissiez tous on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Bien sûr. Donc, je serais très heureux de vous dire, les gars, je me suis trompé, c'était extraordinaire. Tu sais, Sam, Greg, ouais, vas-y. Non, j'allais te dire, tu sais, moi, je suis fan du PSG, fan de Michael Jackson et fan de Superman. Donc, je peux te dire que j'ai souffert pendant des années, moi. Dans tous les côtés, je souffre. Superman, je souffre. PSG, ça va. Ils m'ont un peu, voilà, ça y est, ça commence à, voilà. Donc, on peut toujours espérer que ça va changer aussi pour Michael. On espère que ça va changer, mais bon. Regarde, il y a quelques années, on disait que les states de Prince étaient formidables. Et c'est vrai que c'était incroyablement géré. Et maintenant, la tendance s'est inversée. On ne sait jamais. Peut-être que ça va être notre tour un jour. Mais bon, voilà. Peut-être. Non, moi, je n'ai pas d'actualité en particulier. Je suis en train de travailler sur ce dont je t'avais parlé. Voilà. Je suis toujours dans mes hésitations, etc. Mais il y a des choses qui vont arriver. Arrête d'hésiter. Je sais. Le pire qui pourrait t'arriver, c'est de devoir faire autre chose. C'est tout. Ouais, j'avoue. Mais vas-y, c'est un joli projet, moi, je pense. Okay. Carlito, une actu à nous partager avant qu'on se quitte ce soir? Oui, après, c'est ce que je fais habituellement. Donc, tous ceux qui veulent voir, donc n'hésitez pas à suivre la mouvance sur TikTok principalement, où je balance pas mal de vidéos là-dessus. Il y a quelques projets intéressants qui devraient tomber d'ici la fin de l'année. Donc, restez à l'affût. Et puis voilà, quoi.
simplement. Super, merci Carlito. Donc, Carlito, que vous pouvez retrouver principalement sur TikTok. Hop, je mets les réseaux de Carlito. Merci Julem. Donc, que vous pourrez retrouver sur TikTok aussi, qui fait super contenu, des vidéos à la fois marrantes et éducatives. Donc, moi, j'aime beaucoup son contenu. Merci encore hein, d'être venu ce soir. C'était trop cool de partager ça avec toi. Plaisir. Richard, je te pose la question par acquis de conscience, même si je connais la réponse. Est-ce que tu as une actualité à nous partager? Non, du tout, bonne soirée. Non. Alors, attends, parce que je te mets en grand. Parce que là, Je te mets en grand. Voilà, attends, Est-ce que je peux faire. Voilà, regarde, tu as la scène rien que pour toi. Voilà, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on le voit. Mhm. Donc voilà, c'est le nouveau livre que je sors. Ben, il sort mercredi. Alors, en France, c'est 24, donc c'est mercredi 24 septembre. Donc, dans toutes les librairies, donc Michael Jackson Légende, dans les Fnac, Amazon, enfin où vous voulez. Hein, donc, c'est partout. C'est distribué par Glénat. Et alors, donc, ce livre, en fait, devait sortir au tout départ en avril, quand le biopic était annoncé. Puis finalement, on l'a reporté là parce que le biopic devait sortir en octobre. Et comme il est encore décalé, malgré tout, l'éditeur a dit bon, on va le laisser là, on va continuer, on va le laisser la date du mois de septembre. Donc voilà, c'est un format assez grand, parce que si on compare avec un vinyle, c'est aussi grand qu'un vinyle, voire un tout petit peu plus. Et donc, alors pour le coup, ça recoupe un petit peu des thèmes qu'on a évoqués ce soir, sur le fait un petit peu d'humaniser Michael, de parler un petit peu aussi de l'artiste, mais aussi de parler un peu de son parcours en tant qu'être humain. Donc, il y a une partie qui raconte son, comment je pourrais dire ça, sa carrière et sa vie, et aussi une chronique de chaque album. Donc, je ne sais pas si vous voulez voir quelques petites pages. Qu'est-ce que je peux vous montrer par exemple ici. Tu ne nous montres pas des photos de ton compte OnlyFans? Non, parce que c'est là que... Non. D'ailleurs, merci pour tes donations. Tes nombreuses donations. Ah, parce que pour la greffe de cheveux, ça va m'aider. C'est pour avoir un dossier si jamais tu te retournes contre moi. On est sur une partie un peu Victory Tour. Voilà, sur la partie Victory. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je vais vous montrer ce qu'on a fait sur le Capteneo. Voilà, donc là, ça, entre autres aussi. Là, c'est la première fois que je monte des pages du truc, d'ailleurs, comme ça, je crois. Parce que je ne suis pas très doué, mais bon. Là, il y a une photo que je trouvais intéressante, qu'on a mis aussi comme ça, c'est le soir des Grammy quand Whitney console Michael. Donc, en fait, l'idée, c'est que on explique vraiment, en fait, il y a toujours un sens quoi, dans ce qu'on montre. C'est en fait pour montrer un peu des choses différentes de ce qui a déjà été fait sur Michael en livre, notamment sur ce format-là. Sachant que c'est la première fois que je fais un format de livre aussi grand, avec un cadre assez précis comme ça. Là, on est sur du Warzone, par exemple, aussi. Sammy Davis. Ouais, et donc voilà, après, il y a donc les albums expliqués, chroniqués. Voilà, là, on est sur Dangerous avec Michael qui va en Afrique. Et puis voilà. Donc, et à la fin, il y a donc un arbre généalogique. Je suis remonté, j'ai fait tout un parcours sur les sites de généalogie et enquêté. J'ai même retrouvé des photos certaines des tombes des ancêtres de Michael pour avoir les dates précises et tout. Donc ça, c'était assez intéressant à mener. Et donc, je suis remonté jusqu'à son arrière-grand-père, Israel Nero Jackson, donc, qui avait des origines indiennes. Parce qu'on oublie souvent, c'est que Michael avait des origines amérindiennes. Exactement. Et on voit Tracy Chapman et Stevie Wonder ou pas? Non, sinon là, il aurait fait, enfin, ça aurait été un qui aurait défilé en 15. Ouais. Parce qu'après, tu as des ramifications. Là, j'ai vraiment axé un peu sur les parents de Michael après la descendance. Puis je suis remonté aux parents des parents de Michael et à leurs parents aussi. Donc, je suis quand même remonté à ce niveau-là. Et puis, toute la descendance. Hein. Tous les enfants, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Dans les enfants, tu as mis Omer Bati et tout Alors, j'ai mis Omer Bati, Jason Malaki, Wade Robson. C'est le mec qui a vendu des enfants. Donc voilà, donc ça sort là. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que ça sort dans 5 langues en même temps. Donc là, c'est la version italienne. Alors, ils ont fait un choix d'une couve carrément différent de tout le reste. C'est la couve, on va dire, Main in the Mirror.
Et donc, le coup, ça coûte dangereux. Et là, depuis quelques jours, je fais des petites vidéos un peu marrantes sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu, où j'ai trouvé un Avec moyen. les pop qui dansent et tout. Ouais, moi, Ouais, j'ai ouais. très, très sympa. Et Donc, voilà. en parlant d'arbre généalogique, Richard, et les autres aussi, l'affaire Brandon Howard, vous y croyez ou pas, vous? The Howard, j'y crois, mais pour moi, ça serait plus le fils de Joe qu'autre chose. D'accord, ok. Après, bon, ce n'est que mon avis, hein, parce que quand je le vois très proche de Giovanni Jackson, je me dis qu'il y a un truc qui est bizarre. Mais il fait partie intégrante de la famille. Ça, c'est Moi, sûr. j'avais vu, je crois, une photo de ses parents, en fait, qui étaient des employés de Joe. Il y avait une histoire comme ça. C'était des gens qui bossaient avec Joe. Alors, peut-être que Joe avait fricoté là, avec la femme du mec. Bon, c'est pas impossible. Mais en tout cas, quand tu voyais les photos des deux parents, tu retrouvais plus de ressemblance, effectivement, entre Brandon et eux qu'avec Joe. Bon, après, de toute façon, ça fait partie des dossiers. Oui, Et sa mère, son surnom, c'est Billy. oui, certains disent que même apparemment la chanson Billie Jean partirait de là. Ouais. Et je sais que pas, Michael. Ouais. Pardon, vas-y, fini, excuse-moi. Quand il dit que l'enfant n'est pas de lui, ça serait justement pour indirectement parler du fait que ça n'a rien à voir avec lui, mais c'est Joe, le fils de Joe, quoi. Donc c'est fort possible, hein, fort possible. Ouais, il y a Stevie de Music Feelings qui avait fait une vidéo il y a 2 ans là-dessus. Ouais. Si ça vous intéresse, le sujet, il y a Ouais, plein de vu. choses étonnantes, très étonnantes. Ok, à noter. Pour revenir au bouquin, Greg, je te dis, on fera gagner un bouquin sur ta chaîne. Il faut qu'on en parle et tout. C'est un truc qui sera peut-être marrant et intéressant pour les fans. J'ai le droit de gagner, moi, ou pas? Je vais créer 20 comptes. Bon, t'en as 10. Ça marche. Ouais, bah écoute, super idée. Ouais, avec grand plaisir. De toute façon, on reparlera de tout ça, mais. Voilà. Là, j'ai reçu quelques exemplaires là, donc il est dispo dès mercredi. Donc voilà. Génial. Merci. Non, ouais, j'ai hâte de voir ton livre. C'est un très très beau projet et ça, pour le coup, je l'attends et ça, je peux militer. Il n'y a pas des affaires. Et j'explique. Alors, il y a un paragraphe où je dis la mauvaise décision au 94. Alors, Ménestrel Greg, tu as dit que vous. Oui, c'est vrai que j'avais dit que. Enfin, j'avais dit. Tu m'avais demandé si on pouvait parler d'Omer Bhatti. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise sur Omer Bhatti exactement, Ménestrel? Il a fait partie on va dire, des amis proches de Michael. Il est resté plusieurs années, même très proche, parce qu'il est resté proche aussi de Paris et de Prince. Il était là aux obsèques. Voilà, je ne sais pas trop ce que tu voudrais que je te raconte sur Omer Bhatti. La position d'Omer Bhatti est la même, c'est que Michael Jackson l'a jamais agressé ou quoi. Et voilà quoi. Voilà ce que je pourrais te dire sur lui. Je ne sais pas trop ce que tu attendais, mais. Mais Joe avait dit que c'est un Jackson. Joe a dit qu'Omer Bhatti il est rentré dans la vie de Michael en 96, si je dis pas de bêtises. De mémoire, c'est le fils d'un couple d'employés de Michael, de mémoire. C'est ouais. Ouais, mais sur le site MJFact, où vous avez les infos des amis de Michael, vous pouvez retrouver plus d'infos sur Omer Bhatti. Donc oui, Ménestrel, du coup, on a parlé de tellement de choses que oui, j'ai vu que tu voulais que j'en parle sur le chat, mais voilà, j'en suis là. Bon, alors, sur ces bonnes paroles, 2h du mat, on a battu le record, les gars. On a battu le record en audience, on a battu le record en temps de live. Et tu vois, les States à tort. Merci infiniment. Il doit rester 3 personnes qui nous écoutent là. Non, on est encore 103. Hein. Oh purée. Ouais. Ils se sont endormis en fait. 103 dont 98 comptes de Greg. En fait, j'ai les enfants en dessous qui se connectent et qui envoient les messages. Mais voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup les garçons. Non, c'était super live. Je suis content qu'on l'ait fait. On va bientôt, live d'octobre, promis, on va reparler musique. Je vous avoue que j'ai pas encore bossé le sujet du mois d'octobre, mais je vais me mettre dessus. Et on revient très prochainement. Prochaine vidéo, j'en profite aussi pour vous le dire. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule sur les sorties vidéo. À partir de maintenant, je sortirai les vidéos le dimanche à 17h. Ce sera plus le mercredi. Donc là, ce sera le premier dimanche qui verra une vidéo sortir à 17h. Donc
voilà, plus de vidéos le mercredi, mais ce sera plutôt le dimanche 17h. Pour une raison très simple, c'est que l'audience évolue, l'audience de la chaîne évolue sur YouTube et la fréquence d'audience est extrêmement importante aujourd'hui le dimanche à partir de 17h. Donc, c'est clairement un choix stratégique que je fais d'orienter la sortie des vidéos sur là en espérant du coup que ça aide l'algorithme à proposer les vidéos. Voilà, bon bah merci encore, je vous embrasse tous, merci le chat, merci les gars, et puis je vous souhaite une très bonne nuit. Ciao. Salut. Ciao. Ouais.